Salut à tous, c'est RM. Il y a 2 ans, je suis allé au Japon pour la première et peut-être la dernière fois de ma vie. Donc pour rentabiliser ce voyage, j'ai filmé tellement de trucs que j'ai toujours pas fini de tout vous montrer. Au Japon, je partais pour le dépaysement et visiter plusieurs villes, mais la première semaine à Tokyo, j'en ai profité pour faire tout mon shopping et vous ramener plein d'objets exclusifs à vous présenter. Parce que pour les jeux rétro, le Japon c'est vraiment un Eldorado. Les boutiques d'occasion sont tellement riches, rien à voir avec un cash en France. Je m'attendais pas à ça, et alors les prix sont impressionnants. Donc j'avais envie de revivre avec vous la toute première boutique de jeux que j'ai faite au Japon, et vous présenter toutes mes trouvailles. C'était le Book of Super Bazaar d'Omiya Stellar Town Store, au nord-ouest de Tokyo. C'est pas une boutique spécialisée en jeux vidéo. Ils vendent plein de trucs d'occasion, des vêtements, de l'électroménager, des cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon et j'en passe. Mais bien sûr, le seul truc qui m'intéressait ici, c'était le gaming. Et rien que dans ce rayon jeux vidéo, j'y suis resté 3 heures. Je mens pas, 3 vraies heures où j'ai pas chômé. J'ai tout fouillé pour le plus grand plaisir de mon accompagnateur sur place, Kylian. Tu savais qu'elle ressemblait à ça, la Switch au Japon? Oui, ils ont sorti ce modèle-là l'année dernière. C'est la Pro. Quand j'ai fait un premier tour des lieux et que j'ai vu les milliers de boîtes de jeux sur les étagères, les centaines de cartouches posées en vrac dans des bacs en plastique, je me suis senti impuissant. Je savais qu'il fallait que je fouille tout pour pas rater une bonne affaire. Mais alors, par où commencer? J'ai eu le temps d'entendre plusieurs fois le jingle du Book Off. J'ai franchement dû phaser un quart d'heure à tourner en rond avant de commencer à mettre mes mains dans les rayons. Puis j'ai pris le rythme et je commençais à m'organiser mentalement pour passer en revue chaque étagère le plus vite possible. Ça m'a rappelé les émissions à l'américaine où ils lâchent les candidats dans un magasin pour un temps limité et ils doivent ramener un maximum d'objets. C'est ça que j'ai ressenti quand je voyais tous ces jeux à des prix de malade. J'avais l'impression que tout était gratuit. Faut dire que j'avais un sacré budget jeux vidéo. J'ai commencé à économiser en 2020 et forcément avec le Covid, j'ai pu partir nulle part pendant plusieurs années. Donc je continuais de remplir tous les mois ma cagnotte pour le Japon. C'est un voyage unique dans une vie, donc je voulais pas le vivre à moitié. J'y suis allé le maximum de temps que je pouvais. J'ai testé plein de trucs, visité plein de villes. En France, je fais extrêmement attention à mon argent, vu à quel point c'est précieux et ça peut te sortir de plein de galères. Mais au Japon, j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais en vacances et je voulais pas regretter d'avoir raté quelque chose une fois rentré en France. Ça inclut les sorties, mais ça inclut aussi les achats gaming. Donc dès qu'un jeu m'attirait un minimum, s'il était à moins de 5 €, je l'achetais. J'avais pas de temps à perdre, je pouvais pas me permettre de réfléchir plus de 10 secondes pour chaque jeu vu la taille du rayon. Et même en me pressant, ma première boutique au Japon m'a pris plus de 3 heures. J'étais épuisé physiquement, mais en transe mentalement à l'idée de rentrer chez moi, de redécouvrir et tester tout ce que j'avais acheté. Une telle excitation de tout déballer, je l'ai pas ressenti depuis les Noëls de ma jeunesse. Donc allons-y, passons en revue mes achats. J'ai commencé par dévaliser le rayon Super Famicom. Donkey Kong Country 3, là-bas il s'appelle Super Donkey Kong 3. Complet en boîte et tout le tralala, devinez combien ça coûte. 900 yens. Et pour que ça soit plus simple pour vous à partir de maintenant, je vais donner les prix en euros. Le cours du yen change régulièrement depuis un an, mais en gros, divisé par 150, et vous avez à peu près le prix en euros. 900 yens pour Super Donkey Kong 3, ça fait 6 €. Je sais que je vous ai teasé des jeux à moins de 5 balles, donc là j'ai conscience que c'est un peu cher, mais c'est parce qu'il est complet. Tout comme mon F0 à 6 €. Le même prix par contre, la boîte est en moins bon état. En même temps, c'est un jeu de lancement Super Nintendo, donc il est plus vieux. Ça explique peut-être cela. Et si je l'ai pris complet, c'est parce que la notice est trop cool. Il y a carrément une BD F0 en anglais à l'intérieur. On reste sur les jeux de course avec Super Mario Kart. Ça, c'est un jeu que j'avais déjà sur ma SNES, mais pas en complet. Et en soi, j'ai déjà une console switchée, donc je pouvais y jouer en 60 Hz. Donc je sais plus trop pourquoi je l'ai acheté, je vous avoue. Mega Man X ou Rockman X au Japon, 6,50 € aussi, mais en loose. Lui, il est un peu plus cher que les classiques de Nintendo. Mais ça se comprend, c'est un super jeu, à part la fin qui est trop dure. Rockman X3, là attention, ça pique, 13 €. Ouais, enfin au Japon, quand ça pique, c'est relatif, hein. Quand on sait que le jeu en pâle dépasse les 1000 €. Lui, je l'ai jamais testé, ça sera l'occasion. Zelda A Link to the Past, 6,50 €.
Lui, c'est déjà plus compliqué de l'apprécier sans parler le japonais. Mais c'est un jeu que je connais déjà bien. Je l'ai eu enfant sur Game Boy Advance, donc ça va. L'idée d'y rejouer sur un tube cathodique avec la manette originale m'a toujours donné envie. Mais en version française, en loose, je l'ai toujours trouvé autour des 50€. Je trouvais que ça faisait cher payer pour l'utilisation que j'allais en faire. Donc cette version Jap me suffira. Dragon Quest V, gros RPG culte de la console, il est trop bien, mais on a dû attendre le remake sur Nintendo DS pour pouvoir y jouer en France. Là on arrive sur les jeux où la barrière de la langue devient trop problématique pour les finir. Mais pour voir comment il tourne sur sa version originale le temps d'une petite heure, je considère que ça vaut le coup. Surtout pour 2€ la cartouche en loose. Fire Emblem Mancho no Nazo, c'est le 3ème de la série. Jamais testé, mais encore une fois, pour 2€, ça m'a tenté d'en avoir un en physique. On reste sur les cartouches, mais on passe à la Nintendo 64 avec Yoshi's Story à 2€ aussi. C'est pas un jeu que j'adore, mais je l'ai pas, et c'est rare les platformers en 2D sur cette console, donc ça me permettra un peu de variété quand j'y jouerai. Et enfin, Pokémon Stadium 1. Mais attention, c'est pas le même Pokémon Stadium que chez nous. Celui-là, il est sorti avant. Il est exclusif au Japon, et il a même pas la totalité des 151 premiers Pokémon. Alors rien que pour voir une version allégée de la formule Stadium, j'ai craqué. 110€. Ah non pardon, 110 yens. Donc même pas 1€. Sur PS1, j'ai pris qu'un seul jeu, Alundra à 6,50€, en suivant la même logique que pour Zelda 3. Il est impossible en japonais, mais c'est un jeu que j'aime bien, donc sur le hardware original, j'y rejouerai bien quelques temps. Et puis la boîte est nickel, mais ça au Japon, c'est plus vraiment une surprise. Enfin non, à l'époque où j'ai fait cette première boutique, c'était encore une surprise. Ensuite, j'ai pris 2 jeux Dreamcast. Soul Calibur, forcément, à 3,50€, comment dire non. Ça tu peux l'apprécier pleinement, même avec une version japonaise. Pour Shenmue 1, c'est déjà plus compliqué. Mais rien que pour l'ambiance, ça me fera kiffer de me balader en ville. Puis surtout, à 1,50€, ça me fait une version boîte pour ma collection Dreamcast, qui est composée d'un peu trop de jeux gravés. A noter qu'au Japon, il existe une version intitulée US Shenmue, doublée en anglais, mais c'est pas le même prix. Dans cette boutique, j'ai acheté mon premier vrai Game & Watch d'époque, Parachute. J'avais trop envie d'enfin tester l'ancêtre de la Game Boy. Sauf qu'en France, c'est pas donné, et c'est pas évident de trouver des machines en bon état, avec le cache-pile, l'écran qui marche, le son qui marche. Celui-là, il est quasi parfait, pour 35€, trop content. Et forcément, vu que la Game Boy est pas zonée, on va pas se priver. Donkey Kong Land 2, même pas 1€. Pokémon Vert, 5€. Trop curieux de tester cette version avec des sprites différents. Et Pokémon Crystal, mon jeu Game Boy Color préféré, que je rêve de me rechoper en physique depuis une éternité, mais vas-y, il est devenu trop chiant à trouver à un bon prix. Là il est en japonais, mais la cartouche est trop belle, et en version Jap, il y a carrément un dessin de cristal à l'arrière. Pour quel prix me demandez-vous ? Eh ben pour seulement 8€. Sur Game Boy Advance, j'ai pris que des portages. Super Mario Bros de la collection Famicom Mini, avec la cartouche rouge et blanche, Mario Advance, c'est-à-dire Super Mario Bros 2, Yoshi's Island et Super Mario Bros 3. Chaque cartouche m'a coûté 3€. On repasse chez Sega, mais chez Sony avec la série Yakuza sur PS3. Que des versions exclusives au Japon. Yakuza Kenzan à 2€, lui on le connaît pas chez nous, mais c'est le premier Yakuza de la console. Et il se déroule dans le passé avec des samouraïs. Un peu comme Like a Dragon Ishin. À la base, il est sorti là-bas il y a 10 ans sur PS3. Je l'ai payé 3,50€. Yakuza 0 et Yakuza Kiwami c'était 6,50€. Alors forcément je vais rien comprendre en japonais, mais je connais l'histoire, je les ai déjà fait sur PS4. Là c'était surtout pour voir comment ils tournaient sur PS3. Parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux tout derniers jeux des consoles. Et ces Yakuza, ils sont sortis hyper tard. C'est pour ça que les versions PS3 sont jamais arrivées chez nous. Sur PS4, j'ai pris Dead or Alive Extreme 3 à 27€. C'est pour faire avancer la science. Mais côté Sony, je trouve que le plus intéressant au Japon, c'est les jeux PS Vita. Tellement de jeux exclusifs. Par exemple, Final Fantasy X-2, 3,50€. Il est jamais sorti chez nous, en boîte, en cartouche. C'était qu'un code de téléchargement.
Resident Evil Révélation 2, donc Biohazard Révélation 2, chez eux c'est sorti en cartouche. Et il y a même la langue française dessus. Donc il n'est pas donné. 15€. The Walking Dead saison 1, il n'y a pas le français, mais il y a l'anglais. C'est toujours mieux que d'être obligé d'acheter une version des maths en Europe. 8€. Là on va passer vite parce que c'est des jeux que j'ai déjà présentés plus en détail sur ma chaîne principale dans mes dernières vidéos Vita. Odin Sphere 13€, Uppers 11€, Gundam Breakers 6,50€, Soul Sacrifice Delta 3,50€, Tales of Innocence Air 11€, Trails of Cold Steel 2€, et bien sûr, comme pour la PS3 et la PS4, les jeux PS Vita sont dézonés. On repasse chez Nintendo avec Dragon Quest 11 sur 3DS. Elle par contre, elle est pas dézonée, faut hacker sa console pour lire les jeux Jap. À 5€, le Dragon Quest, il m'a fait trop plaisir. J'ai adoré le jeu sur PS4, c'est un de mes JRPG préférés, et c'est sorti sur 3DS uniquement au Japon, dans une sorte de D-Make. Tu peux y jouer en mode rétro 2D style Super Famicom, mais aussi en 3D, avec un moteur complètement différent de celui qu'on a connu chez nous, avec des personnages en SD plus cartoon. Je compte pas le refinir comme ça, mais rien que passer quelques heures dessus, ça m'a fait du bien à mon petit cœur de fanboy. Et on termine avec un jeu Switch qui a longtemps été une exclue Wii U. Project Zero est la prêtresse des eaux noires. Il vaut une blinde dans sa version d'origine. Donc c'est cool qu'il ait eu droit à un portage sur Switch, uniquement en démat chez nous, mais en physique au Japon. Donc pour 25€, c'est un bon deal. Et voilà, on a fait le tour de cette première boutique. Tous ces achats m'ont coûté un peu moins de 300€. Mais comme je suis étranger, j'ai pu demander la détaxe de 10€ sur présentation de mon passeport. Donc en gros, 250€ la séance shopping. Mais j'allais pas m'arrêter là. J'en ai fait tellement que maintenant, très modestement, je vais vous partager quelques astuces. Si vous préparez un voyage au Japon et que vous prévoyez d'y acheter quelques jeux vidéo tant qu'à faire, vous avez raison, parce que là-bas, vous trouverez du rétro comme du moderne à un prix défiant toute concurrence. Mais alors, la tentation sera grande de simplement faire son shopping dans les coins les plus touristiques comme Akihabara. Faut dire que ce quartier a la classe, et il y a plein de choix. Mais c'est pas ici que tu trouveras les meilleures affaires en ce qui concerne le jeu vidéo. C'est comme en France en fait, avec un peu de chance, dans un cache tu peux trouver des pépites à un super prix, alors que dans le quartier du rétro gaming boulevard Voltaire à République, c'est déjà plus compliqué parce que les vendeurs connaissent bien ce qu'ils vendent. Vous l'aurez compris, au Japon aussi, il faut chercher des caches. Sauf que là-bas, l'enseigne qui règne en maître s'appelle Book Off. Il y en a pas mal, mais ils sont pas tous intéressants. En fonction de la taille du magasin et de sa localisation, tu vas avoir plus ou moins d'articles à des prix plus ou moins gonflés. La solution ? Ouvrir Google Maps et chercher les Book Off Super Bazar. Rien que le dire, ça me fait saliver. En gros, c'est la version XL des Book Off, avec beaucoup plus de choix. Seulement, c'est des magasins tellement gros qu'ils sont jamais dans le centre. Faut souvent prendre le métro au moins une demi-heure pour aller en banlieue, dans des coins où il y a plus de place, ou des maxi-centres commerciaux, et surtout aucun touriste. Si t'as envie de te sentir un peu unique en tant que voyageur et pas entendre parler français au détour d'une rue, je ne peux que vous recommander de vous éloigner du centre. Parfois, on tombe par hasard sur des coins très sympas en cherchant des book-off. Mais la finalité, c'est quand même le book-off, donc parlons-en. Pour illustrer ce qu'on peut y trouver, je vais vous présenter le deuxième super bazar que j'ai fait au Japon. Direction le Book Off Super Bazar Vivid Minami Funabashi Store, à mi-chemin entre Tokyo et Chiba. Là-bas, j'ai acheté plein de jeux, des consoles pour les faire fonctionner, parce que toutes les machines européennes sont pas forcément dézonnées. Et maintenant que je suis un expert, je suis en mesure de passer en revue extrêmement rapidement chaque boutique sans rater aucune bonne affaire. Bon, par contre, RM, va falloir qu'on speedrun le Super Bazar parce que là on est attendu, on n'a pas le temps. Ok, je fais au plus vite. J'ai pris combien de temps ? 3 heures encore, comme la dernière fois. Non, même en se pressant, un super bazar, si tu veux tout fouiller, t'y passes l'après-midi. Mais alors, quel après-midi ? Il y a des prix tellement hallucinants que quand tu regardes ton panier se remplir avec des merveilles, tu commences à douter que tout ça soit bien réel. Je vous jure, parfois j'ai fait des rêves où je trouvais des jeux à des super prix dans des caches. Je suis là, je tiens mon Suikoden 2 à 10€, puis je me réveille dans mon lit avec rien dans les mains
et je pleure parce qu'en plus c'est l'heure d'aller au boulot. Les boutiques au Japon, c'était un rêve éveillé. Ou alors, je me suis toujours pas réveillé. Bon, avant que cette vidéo tourne au cauchemar, je vous présente en vitesse toutes mes trouvailles dans ce Book of Super Bazar. C'est là que j'ai acheté mes premiers jeux GameCube. Les boîtes sont tellement originales au Japon qu'il m'en fallait quelques-unes. Contrairement à chez nous, c'est une boîte plastique transparente cachée dans un étui carton sur lequel il y a la jaquette. C'est cette partie-là qui a le plus de chances d'être en mauvais état. Donc souvent tu vas trouver des jeux GameCube incomplets avec seulement la partie plastique. Mais à part ça, c'était malin je trouve de faire des boîtes plus petites, vu que le CD lui aussi était plus petit. En dehors du Japon, le département marketing a dû se dire que ça ferait trop bébé pour des occidentaux, donc nous, on a eu des simples boîtiers de DVD. Les jeux GameCube Jap sont pas compatibles avec nos consoles PAL, mais si t'as une Wii craquée, tu peux les lire sans mal. Je me suis pris 5 jeux Mario. Mario Baseball, Golf, Tennis, Mario Party 6 et Party 7. En moyenne, ils reviennent à 3€ pièce. D'ailleurs, parfois, les jeux ont un sticker jaune avec moins 10% ou moins 20% quand la boîte ou la notice sont un peu abîmées. Donc ça peut valoir le coup de se prendre l'exemplaire avec la réduc, parce que c'est jamais trop des gros dégâts. On passe à la Nintendo 64 avec Mario Party 3, complet, en boîte, en très bon état, à 6,50€. Le saviez-vous ? C'est le dernier jeu 64 à être sorti en Europe. Je me suis trouvé une cartouche en loose de Star Fox 64 à 3,50€. Je l'avais pas, donc pour un jeu arcade pareil, pas grave s'il est en japonais. Seulement, la 64 est zonée, donc il me fallait la console. 35€ avec tous les câbles et une manette. Qui dit mieux ? Si tu la démontes et que tu retires une pièce en plastique, tu peux même lire les jeux US. Mais c'est pas la seule console que j'ai prise. Dans cette boutique, il y avait trop de choix. Alors je me suis laissé tenter par une Sega Saturn Model 1 en parfait état, avec 2 manettes. Là, c'était un peu plus cher. 43€. Mais franchement, où est-ce que vous la trouverez à ce prix-là en France ? Elle vaudrait au moins le triple. Et encore, j'ai pris la plus chère du rayon. Il y en avait plein d'autres, des modèles 2 un peu jaunis, ou avec une manette en moins. Gardez ça en tête, dans les Book of Super Bazar, vous aurez souvent l'embarras du choix, alors qu'à Akihabara, les boutiques sont tellement petites que souvent, ils vendent que des jeux parce que les consoles ça prend trop de place. D'ailleurs, passons au jeu. Fighting Vipers, jeu de baston culte de la Saturn, 2€. Riglord Saga, un tactical RPG, je vais rien comprendre, mais je trouvais ça drôle d'avoir une grosse boîte, 2€ aussi. On repasse chez Nintendo avec du classique, qui fait toujours plaisir, Super Street Fighter 2, on le présente plus, 6,50€. Et Ys 3 Wanderers from Ys, un chouette action RPG, 3,50€. Dragon Quest 7 sur PS1, je connais la version 3DS, mais pour voir comment tourne la mouture originale, j'ai pas hésité à dépenser 2€. On passe à la Vita avec des jeux qui n'ont pas eu droit à des versions boîte chez nous. Puyo Puyo Tetris, c'est excellent, 13€. Dokuro, ça l'est moins, mais ça reste intéressant et c'est en français, 11€. Dragon Quest Heroes 2, c'est pour la collection, 3€. Atelier Ayesha Plus, pareil, 6€. Taiko no Tatsujin, très bon jeu de rythme, même en japonais c'est cool, 6,50€. Et enfin, Trails of Cold Steel 2, en version collector, 3,50€. Lui je l'ai pris parce qu'il était pas cher et qu'il y avait des bonus dans la boîte, comme ce drama CD, que je n'ai pas encore trouvé le temps d'écouter. Ah et tiens, un Africa sur PS3 à 3€ également. Et ben la pêche fut bonne, pour 170 balles c'est pas mal. Donc pour conclure, je dirais que les Book of Super Bazar sont devenus mes magasins préférés ever. Il y a de bonnes affaires et on se laisse souvent tenter par des choses qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Mais malgré tout, j'ai pu bien avancer sur ma liste d'achats en visitant plusieurs. Ce que je vous conseille s'il y a plusieurs titres que vous recherchez, c'est de pas direct aller dans des magasins classiques de jeux vidéo, où vous allez être tenté par trop de trucs. Non, commencez par les Book of, et dans un second temps, allez à Akihabara pour compléter vos achats avec les jeux que vous n'avez pas trouvés. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez être deg de voir votre jeu SNES à 3€ alors que vous l'avez payé 20€ plus tôt. Mais dans l'ensemble, où que vous les achetiez, sur place, ça sera toujours moins cher qu'en France en import. Et même moins cher que la plupart des prix que tu croises dans les caches pour des jeux français.
Vous êtes toujours là? Ah bah ça fait plaisir. J'ai d'autres boutiques à vous présenter, mais à partir de là, ça sera plus posé, vu que j'ai fait ça sur Twitch, donc ça s'écoute mieux en mode podcast. Si vous n'êtes pas fan du format stream, vous pouvez sauter à ce timecode pour voir directement la suite des vidéos montées. Mais vous allez rater plein de belles trouvailles. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas mis directement à la suite les vidéos qui étaient montées pareil? Bah parce que je voulais vous présenter tout ça dans l'ordre chronologique d'obtention quand moi j'étais au Japon. Ça a plus de sens pour moi. Alors, pour l'histoire, je faisais pas mal de book-off, Super Bazar, donc les boutiques qui sont très très grosses, qui sont en banlieue des villes. Donc là j'étais encore à Tokyo au tout début de mon séjour. Et à un moment, bah, je revenais quand même le soir sur Tokyo pour faire du tourisme, tout ça, parce que je suis pas allé au Japon uniquement pour acheter des jeux vidéo. Et à Shibuya, Shibuya c'est le coin que vous voyez un peu partout. Il y a Shibuya dans Persona 5, dans Neo The World Ends With You, dans plein de films, tu vois Shibuya, c'est l'endroit où il y a plein de lumière, des buildings et les passages piétons avec des milliers de personnes qui traversent systématiquement. Et ben là-bas, il y a une boutique qui s'appelle Mandarake Shibuya. Et donc ça c'est une boutique un petit peu nerd, donc forcément les prix vont être plus élevés que dans les magasins d'occasion que j'ai fait avant. Mais en théorie, tu peux trouver des trucs peut-être plus intéressants. J'ai acheté des jeux PS Vita. Parce que même si la PS Vita a bidé chez nous, au Japon, ça n'a pas eu le succès d'une Nintendo DS, mais pas loin quoi. Donc vu que maintenant tout le monde est passé à la Switch, il y a moyen d'acheter des jeux d'occasion pour pas trop cher. Et sachant qu'en France, les jeux Vita se sont mis à côté de ouf, et ben se faire une petite collection avec plein de petites boîtes, et ben ça revient assez cher. Donc l'avantage du Japon, c'est que tu peux en trouver pour quelques euros. Donc dans le Mandarake à Shibuya, j'ai acheté Persona 3 Dancing Moon Knight. Donc c'était 1980 yens. Donc les prix, faut diviser par 150 environ et t'as le prix en euros, donc c'était 13 euros. Et l'avantage, c'est que le jeu a beau être en japonais, pour un jeu de rythme, eh ben on s'en fout. C'est eux qu'il faut viser quand tu prends des jeux Vita, si tu prends des visual novels ou des RPG qui sont pas traduits. Là, ça va être compliqué de l'apprécier tout simplement si tu parles pas la langue. Alors qu'un jeu de rythme, il n'y a pas de souci. Je vous montre le dos de la boîte. C'était sorti sur PS4 aussi. En parlant de jeux de rythme, il y a les Hatsune Miku qui sont connus. Alors ça ne m'a jamais attiré. Mais j'étais au Japon, je me suis ouvert l'esprit. Toutes les musiques que je trouvais un peu niaises de la pop, J-pop, tout ça, à force d'en entendre à tous les coins de rue, dans les boutiques et tout, ton cerveau et ton oreille commencent à s'habituer. Et je me suis dit, on va tester ça. Surtout que je l'ai payé 550 yens, donc 3,50 €. Et à ce stade, quand tu veux renflouer un petit peu ta collection de jeux PS Vita, tu craches pas sur un jeu qui est jouable pour un Français, donc un jeu de rythme, à 3,50 € quoi. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Ah oui, parce que je vous ai demandé qu'est-ce que vous aviez acheté. Flibé, en vide-grenier, je me suis acheté Verali 3 sur PS2. Ah ouais. Ah bah en parlant de Verali, justement, je m'étais pris un Verali sur Vita l'an dernier, que j'ai trouvé dans un cage genre à 5 balles, et j'étais surpris de voir dans les boutiques que dès que ça touche à des trucs très japonais, c'est pas très cher au Japon, mais alors un jeu de course comme je crois que c'était Verali 4 ou 5 sur Vita, je sais plus, au Japon il était à 20 balles. Donc c'est un peu marrant de voir qu'est-ce qui coûte pas cher chez nous en Europe et qu'est-ce qui coûte pas cher au Japon. Et généralement on est attiré par ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'en France on aime bien les RPG, ce genre de jeu d'action-aventure, c'est souvent ceux-là qui cotent le plus cher dans tout ce qui est rétro. Or, au Japon, tu peux les trouver pour vraiment pas cher, mais c'est pas très intéressant pour un Français parce que c'est souvent pas traduit. Alors qu'un jeu de course ou un jeu de sport, en France, ça peut coûter rien du tout, et pourtant, le Verali au Japon, il était un petit peu plus cher. Project Diva X, je crois qu'il y a 3 Hatsune Miku sur PS Vita. À ce stade, je crois que c'est un des premiers que j'ai acheté. Et j'ai pris 2 RPG, je vous disais. C'est bien aussi les RPG. Demon Gaze
1 et 2. C'est des jeux qui sont sortis en Europe, donc ils sont pas très chers en soi, mais jamais je les aurais trouvés à ce prix-là. C'est-à-dire 5 et 4 euros. Donc là, c'était une boutique un peu spécialisée. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, il y avait surtout beaucoup de goodies, de trucs d'animés, de figurines, de mangas. Des trucs qui, moi, m'intéressent pas trop, vu que je suis focalisé jeux vidéo. Mais donc, j'ai quand même trouvé ces 4 jeux. J'étais content. Pour la boutique suivante que j'ai fait, donc je vous ai dit, j'étais à Shibuya. Et Shibuya, c'est globalement dans le centre de Tokyo. Donc j'ai marché jusqu'à une boutique spécialisée de jeux vidéo. Et pas que. Et on commence cette nouvelle boutique avec d'autres jeux Vita, mais je vous rassure, après il va y avoir d'autres trucs. Donc Suragaya, c'était un truc un peu spécialisé, donc ça va être plus cher que ce qu'on trouve dans les book-off, mais il y a des trucs plus ouf. Donc vous allez voir plus de consoles. Donc dans cette boutique, c'est un des jeux que je cherchais le plus sur la Vita, c'est Catherine Full Body. Parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur PS3, il est aussi sorti sur 360. C'est fait par Atlus, toujours. On en revient au créateur de Persona, toujours. Et Catherine, je crois qu'en fait, c'est quand les créateurs de Persona sont passés à la HD, comme beaucoup de développeurs japonais, ils galéraient avec les consoles HD. C'est pour ça qu'on a eu une période de creux dans le JRPG japonais, justement. Là où Atlus, ils ont été marrants, c'est que pour se familiariser avec les nouvelles consoles, ils ont décidé de pas faire un RPG. Et donc, ce qui explique pourquoi Persona 4 est sorti en fin de vie de la PS2, alors que Persona 3 était sorti pas très longtemps avant, et Persona 5, il est arrivé au milieu de la vie de la PS4, quoi. Donc il y a eu un écart énorme entre Persona 4 et Persona 5. Peut-être le temps de se familiariser avec la HD, justement. Et puis ça reprend le même moteur, donc quand tu joues à Persona 5 et tu joues à Catherine, bah tu vois que c'est le même moteur graphique. Et ils ont ressorti une version PS4 et Vita et Switch il y a quelques années qui s'appelle Catherine Full Body, et qui elle par contre a des nouveaux puzzles et a rajouté une autre meuf, la meuf au milieu avec les cheveux roses. Donc ça étend encore plus le scénar. C'est chouette. Sauf que vu que c'est sorti la version Full Body, je crois genre en 2017 ou 2018, je sais plus, bah la Vita était déjà morte chez nous, donc c'est arrivé que sur PS4 chez nous en Europe. Et il y a que le Japon qui a eu droit à la version Vita de ce jeu. Donc 26€ le Catherine Full Body. Et trop content de l'avoir trouvé. Parce que je l'ai trouvé seulement dans ma 4e boutique de jeux vidéo. Ça c'est un Phantasy Star que j'ai eu à 3,50€. Il est pas traduit. Et il est pas très jouable si tu comprends pas le japonais. Mais je crois qu'il n'est jamais sorti en dehors du Japon. Donc l'idée d'avoir un jeu exclusif japonais, un Phantasy Star en plus de Sega, bah je l'ai pris. Mais 3€, j'ai pas joué beaucoup parce qu'à partir d'un moment, plus assez classique comme style de jeu. Freedom Wars, il est sorti chez nous, mais pas à 3€. Là je l'ai vu à 3€, donc je l'ai pris. Et puis ouais, j'avais tellement envie d'enrichir ma collection Vita que les jeux que j'allais pas pouvoir me payer en version PAL, que j'allais pirater en version PAL, et ben au moins je les ai en physique en version japonaise. Puis la Vita, c'est vraiment la console où j'ai pris tout ce qui coûtait moins de 5€. Je réfléchissais pas, j'étais allez, ça coûte moins de 5€, je le prends, je ferai le tri plus tard. Au pire, je revendrai les trucs qui servent vraiment à rien sur internet. Et figurez-vous qu'en parlant de revente, Tokyo Xanadu, je vais y venir, je voulais tester. Lui, je l'ai payé 3€. Donc en version Jap. Et cette semaine, je suis allé dans un cache à Nantes, dans un game cache, et je l'ai vu celui-là, ce jeu Vita. J'étais oh putain, Tokyo Xanadu version Jap dans le cache, dans le game cache. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. Mais là où c'est ouf, c'est que le vendeur français vendait Tokyo Xanadu PS Vita, donc celui-là, en version Jap,
donc incompréhensible pour un Français, il le vendait 50 euros. 50 putains d'euros. Or, les jeux japonais coûtent quand même bien moins cher, quoi. Donc je sais pas ce qu'il a fumé. Mais je suis à 2 doigts d'aller le voir avec mon exemplaire à 3 euros et lui dire bon bah je vous le vends. Et s'il m'en donne 20 balles, j'aurais fait de la plus-value. J'ai pas trop approfondi. Ça fait partie de ces innombrables jeux PS Vita qu'il faut que je teste. Mais au Japon, j'ai acheté tellement de jeux que ça va me prendre des années avant de tout pouvoir tester. Et avant de pouvoir tout vous présenter. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une vingtaine de boutiques de jeux. Donc c'est bon, là j'ai des sujets de stream pour toute la saison. Everybody's Golf 6. Mais ça aussi, c'est un jeu que tu peux parfaitement apprécier, même sans parler la langue. Et là, on passe sur un jeu DS. Dragon Ball Kai Ultimate. Est-ce qu'il y a des fans d'anime ici? Dragon Ball, on lève les mains. Souvent, je me sens à part quand je vous vois parler de manga ou d'anime dans le chat, et moi, j'y connais que dalle. Et là, vous voyez que j'ai pas enlevé le blister. Alors, c'est pas un vrai blister, mais il faut savoir qu'au Japon, même les trucs d'occasion, ils les remettent dans un faux blister. Et ils collent le prix sur le blister. Donc c'est trop bien, ça évite d'acheter des jeux d'occasion et ensuite quand tu grattes l'étiquette, et ben il reste de la colle dégueu comme ils le font dans toutes les boutiques en France, c'est trop énervant. Là au moins ils respectent les objets au Japon, ça fait plaisir. Mais celui-là il était pas pour moi. Moi je joue pas à des jeux Dragon Ball. Mais c'est Mikox, je lui ai dit je vais au Japon, est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Et il m'a dit ramène-moi ce jeu DS. Donc je l'ai pas unboxé. Et j'ai vu Mikox il y a pas longtemps. Donc il a pu le tester. Et j'étais choqué parce que je connaissais rien de ce jeu. Ça aussi c'est un jeu qui est sorti que au Japon. Donc jamais chez nous. Mais alors les graphismes, on aurait dit un jeu 3DS. C'est vraiment en full 3D, les personnages ils sont modélisés en 3D, donc c'est un jeu de baston. Et j'ai vu ça sur... Justement, on a testé la cartouche sur une 3DS, j'étais putain on dirait un jeu 3DS. C'est rare, généralement, on voyait plutôt des jeux en 2D sur la DS. À part au début de vie, on avait des jeux 3D, mais après, ils ont vite abandonné. Donc, si vous êtes fan de Dragon Ball, allez vous télécharger une ROM de ce jeu-là. C'est un jeu de baston, donc vous pouvez toujours l'apprécier, même en japonais. Et il y a des antivols, je crois, sur les codes barres, qui sont sur les plastiques des boîtes. Et pour enlever, je crois... désactiver l'antivol, à chaque fois que tu achètes un truc, il colle un sticker paid, thank you paid, vous voyez le truc bleu. Donc c'est marrant, tu t'achètes une dizaine de jeux, et ben la personne elle va sortir son rouleau de stickers et elle te colle le sticker sur chacun des jeux. Donc parfois en caisse, tu passes beaucoup de temps. Dans cette boutique, vous allez le voir, j'ai acheté pas mal de trucs, une vingtaine de jeux. Donc c'est pas tout payé, ils feront plus attendre que derrière ils mettent le sticker sur chaque jeu. Donc toutes ces vidéos là que vous voyez, enfin les vidéos de mes achats, c'est quand je suis revenu du Japon, que j'ai tout déballé, j'ai tout mis par terre, j'ai tout classé par boutique, j'ai sorti mon téléphone, et là je me suis mis à filmer toutes mes boutiques, tous les achats de mes boutiques en me disant dans quelques mois je ferai des vidéos compte rendu, comme ça je pourrais récupérer les vidéos. Donc ça c'est les vidéos que j'ai tournées à mon retour du Japon. Parce que sinon, en quelques mois, j'allais oublier tous les trucs que j'ai achetés. Ça, c'est trop bien! Regardez, c'est un jeu NES, mais c'est un jeu Game Boy Advance. C'est Zelda 1. Il y a même le 1 écrit. Vous savez, cette gamme de NES, de jeux NES Mini, qui était sorti sur Game Boy Advance. Et ben, nous, on a eu ça dans des boîtes normales. Et au Japon, ils avaient ça dans un truc qui s'appelait Famicom Mini. Et c'est trop mignon, c'est des petites boîtes en plastique transparentes, et à l'intérieur, t'as une sorte de repro miniaturisé de la boîte en carton originale. Donc ça a 1000 fois plus de charme que ce qu'on a eu, nous, pour cette gamme de portage NES sur la Game Boy Advance. Et donc moi, je trouvais que c'était un peu de l'arnaque à l'époque. Bon, ça coûtait 20 balles, mais... Je me rappelle, la Game Boy Advance, les jeux avaient un certain charme, mais... Les jeux NES, ils faisaient assez de cheapos déjà sur une Game Boy Advance à l'époque, je trouve.
Donc je préfère acheter des vrais jeux Game Boy Advance. Et c'est après coup, les jeux NES, je les ai découverts avec la console virtuelle Wii. Et je me disais, ah ouais, bah sur Game Boy Advance, ils les vendaient 20€ l'unité. Au moins, alors que... C'était 20 ou 30, je sais plus. Alors que sur la console virtuelle, c'était 5. Et puis c'est presque un jeu que tu peux apprécier sans comprendre le japonais. Il y a quelques sprites qui changent d'ailleurs dans la version japonaise de Zelda 1. Donc c'est rigolo à découvrir quand tu connais déjà le jeu de base. Mais quand tu connais déjà le jeu de base, bah du coup les 2-3 dialogues qu'il y a, en fait, tu t'en fous. Tu peux juste pas comprendre le défilement de l'histoire au début. Mais après c'est un jeu qui est full focus sur son gameplay. Donc les jeux d'action comme ça, action-aventure même de l'époque, même en version japonaise, ça passe bien. Là je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir que ça a la classe. Ah, je galère à une main vu que je tenais le téléphone avec l'autre. Et donc là tu peux enlever la petite boîte cartonnée. Dedans t'as la notice. C'est tout miniaturisé, hein. Au Japon ils aiment bien les trucs petits. Résultat, sur les étagères ils peuvent mettre plein de trucs. Vu que ça prend pas trop de place. Ah, j'espère que je vous fais pas vomir. Vu que la vidéo saccade un peu. Et que je fais des mouvements brusques. Donc c'est la notice. Il y en a 2 d'ailleurs, là on voit les ennemis. Bon, c'est pas le truc le plus beau, vu que c'est pas coloré. Mais c'est quand même un jeu complet, Game Boy Advance. À 24€. Donc ce que j'ai bien aimé au Japon, c'est que tu fais les boutiques, j'y passais des heures, et je découvrais des choses. Ça par exemple, j'avais oublié un peu que ça existait. Et quand je l'ai vu, j'étais « Oh, trop cool !» En plus, ça a la cartouche qui a la même couleur que les trucs Famicom de l'époque. Blanc et rouge. Donc c'est chouette. Et ensuite j'ai pris un jeu WonderSwan Color. Mais je vais lire vos messages. Ça t'arrive d'acheter de la Xbox 360 ? Alors oui, de ouf. Mais pas au Japon. Je crois qu'il y a des jeux 360 au Japon qui codent de ouf. Parce que t'as un remake d'un jeu japonais qui s'appelle un gros RPG de la PC Engine, Far East of Eden. C'est un truc ultra culte au Japon qui est pas du tout connu ailleurs. Et je crois que ça a eu un remake sur Xbox 360. Mais seulement chez eux. Ça cote. Et il y a pas mal de shoot 'em up au Japon. Exclu 360 aussi. Mais malheureusement, c'est cher, je n'ai rien acheté là-bas. Et c'est très rare de trouver des Xbox au Japon. C'est pour ça que parfois on voit les boutiques au Japon, on se dit oh là là, c'est horrible que ça soit pas comme ça chez nous. Chez nous, tous les prix ont trop augmenté. Bah, au final, non, ça dépend de ce que tu cherches. Quand tu vois le prix des jeux 360 en France, c'est tellement pas cher. Pour moins de 5€, t'as tellement de trucs. La France, c'est l'Eldorado de la Xbox. Et en fait, depuis que je suis rentré du Japon, j'achète rien de rétro gaming en France, parce que les prix m'ont un peu dégoûté. Quand t'as payé plein de jeux 3-4€ au Japon, t'as plus envie de les payer plus cher en France. Par contre, en ce moment, je suis dans une phase où j'achète que des jeux Xbox. Des jeux Xbox One, des jeux Xbox 360. Je vous ferai peut-être des vidéos à l'avenir sur mes achats en France. Mais ouais, la Xbox, c'est trop bien. Avec la Series X qui est rétro-compatible, tu peux te choper des jeux de ouf pour pas cher. Pour te faire une collection aujourd'hui, les consoles Xbox, c'est le top. Parce qu'à un moment, c'était peut-être moins intéressant en termes de variété de jeux, mais maintenant, ouais, tu peux choper des jeux arcade, tu peux même choper des RPG, des jeux japonais sur la Xbox, c'est vraiment trop bien.
Heureusement que Sega s'est bien rapproché de Microsoft récemment, ça permet de faire des super trucs, super trouvailles sur Xbox One. C'est dommage que les versions les plus stylées des jeux soient en Amérique ou au Japon, et en Europe c'est moins bien. Il y a des exceptions, mais ouais. RF défonce la boîte, la couleur de la cartouche me fait penser à un flan à la fraise. J'avais vu ça, effet sur WonderSwan. Dommage par contre. Et pas entièrement rétrocompatible, bah oui. Alors les jeux qui sont rétrocompatibles, du coup, ils marchent trop bien parce qu'ils ont été limite recodés pour que ça puisse tourner dessus. Mais du coup, ça demande un énorme effort pour chaque jeu qui devient rétrocompatible. Et cet effort, ils peuvent pas le faire s'ils n'ont pas les licences. Donc t'as des jeux comme ça. Tu peux rien faire. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai acheté Naruto Rise of a Ninja sur Xbox 360. C'est un jeu fait par Ubisoft, un jeu d'action-aventure, donc c'était pas juste un jeu de baston. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait marqué. Je l'avais vu tourner chez des potes et c'était le début de la HD, je trouvais ça super beau. Puis c'est la période où il y avait Naruto qui passait sur Game One, donc c'était à la mode. Et j'avais envie de le mettre dans ma Series X, mais il est pas rétro-compatible, parce que voilà, licence Naruto, donc forcément c'est des trucs qui doivent se négocier. Donc faut y jouer juste sur la 360 originale. Mais il y a quand même beaucoup de jeux sinon qui sont compatibles sur la Series X. C'est pas mal. Mais finalement, acheter la Series X m'a donné envie de m'acheter une 360 pour tous les jeux qui étaient pas rétro-compatibles. Et au final, je suis content d'avoir aussi la 360 maintenant. La Series X, c'est une bonne porte d'entrée au catalogue Microsoft. Enfin, même pas catalogue Microsoft, au catalogue Xbox et catalogue de tous les éditeurs, quoi. Parce qu'au final, j'adore la Xbox, mais c'est pas les jeux Microsoft que j'adore. Les jeux 360 qu'on achète, ils sont rayés car c'est du DVD. Bah... moi, j'ai pas trop ce problème. Enfin, sur Xbox, j'ai pas eu ce souci. Sur PS3 non plus. J'achète pas mal de jeux... de jeux des maths. De jeux des maths, pas du tout. De jeux physiques, d'occasion. Et... après... vu qu'il y a beaucoup de jeux que j'achète sur Series que j'achète pour y jouer sur Series X, le problème c'est que peut-être qu'en fait mes jeux sont rayés, mais en fait vu que la Series X elle scanne qu'est-ce que c'est que le jeu, et une fois qu'elle a scanné ce que c'est, elle le télécharge sur le store pour avoir la vraie version optimisée Series X, bah s'il y a une partie du disque qui est rayée, au final on s'en fout parce que le CD sert de clé d'activation pour la version Series X. Donc peut-être qu'en fait il y a certains jeux, si j'y jouais sur une 360, là par contre ça marcherait pas. Je sais pas. En tout cas c'est juste sur la Wii U moi perso que j'ai des problèmes de jeux illisibles. Donc WonderSwan, en allant au Japon, c'est une des consoles qui m'intéressait le plus. C'est pas une console qui est sortie chez nous en Europe, c'est une sorte de Game Boy. La WonderSwan c'est fait par le créateur de la Game Boy, hein, Gunpei Yokoi. Il a sorti la WonderSwan, puis la WonderSwan Color. Et donc cette machine a eu les Final Fantasy. Et c'est pour ça que sur la Game Boy et la Game Boy Color, vous avez pas de jeu Final Fantasy. Parce que ça sortait sur WonderSwan. Et donc Final Fantasy 2, je l'ai vu en boîte à 10€. Donc je l'ai acheté parce que j'avais prévu de m'acheter une WonderSwan pendant mon voyage au Japon. Parce que c'est pas donné comme console si tu l'achètes en import. Et là bon, j'étais sur place, j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller au Japon, je me suis dit, pas de regret, y a un truc qui m'intéresse, j'achète, je réfléchirai après. J'ai économisé assez longtemps pour pouvoir me faire plaisir. Et donc la WonderSwan, c'est pas en France que je l'achèterai, donc profitons de l'occasion pour l'acheter au Japon. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore la WonderSwan. Et vous ne savez pas encore si j'ai réussi à l'acheter. Suspense, suspense. Mais en tout cas, j'ai pris ce Final Fantasy 2, qu'à l'époque j'avais découvert sur Game Boy Advance parce que chez nous c'est arrivé dans une compilation Game Boy Advance où il y avait Final Fantasy 1 et 2. Ça a été la première fois que j'ai joué à un Final Fantasy. J'ai découvert les JRPG old school dans ce genre-là. Et je pense que vous n'avez pas forcément vu souvent à quoi ressemblait une cartouche WonderSwan. Alors, il y a une jolie notice colorée. Alors bien sûr, ce jeu-là, tu vas rien comprendre en termes d'histoire. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est pas fascinant les scénarios des premiers Final Fantasy.
Et j'aime bien le fait que ça soit dans une petite poche protectrice en plastique. Que je galère d'ailleurs à enlever. Et regardez-moi cette belle cartouche. Toute transparente. Ah, ça rappelle la Game Boy Color, hein. C'est assez plat au final. C'est classe. Alors j'ai acheté quoi d'autre là-bas? Ah, j'ai acheté une manette Nintendo 64. Parce que dans cette boutique, à Suragaya, il y avait aussi des manettes. Les manettes, c'est plus encombrant ensuite à ramener dans les valises. Mais comme je vous ai dit, au Japon, ils font extrêmement gaffe à leurs affaires. Les jeux sont dans un état de ouf. Et donc c'est plus facile de trouver des manettes aussi en bon état. La Nintendo 64, vous savez que le joystick souvent c'est un problème. Et ben regardez-moi ce joystick bien stable, bien ferme. Trouver une manette 64 avec un joystick de bonne qualité en France, faut pas acheter sur internet, parce que sur internet tu peux pas tester le joystick avant. Faut aller dans des boutiques, généralement tu testes un peu, tu vois un peu le ressort, parce que tu perds quelque chose dans la Nintendo 64 quand ton joystick il est un peu tout flagada. Et là c'était dans des caisses en plastique, donc tu pouvais directement dans la boutique ramasser tout ce qui traînait et tester par toi-même. C'était pas caché derrière une vitrine. Donc là j'ai vu que le joystick marchait bien. Alors je l'ai acheté. Et alors, quel prix selon vous une manette Nintendo 64 en très bon état avec un super joystick? Je vous laisse réfléchir pendant que je lis vos messages. Perso, il y a qu'avec la Wii U que j'ai eu des soucis avec des jeux rayés. Ouais, bah pareil. Mais je sais même pas du coup si c'est des vraies rayures sur la Wii U ou si juste la texture du CD Wii U est nulle à chier et s'abîme de l'intérieur. Parce que parfois il est pas du tout rayé et pourtant il marche pas. Non, ça m'a coûté 9 €. Donc c'est... ça reste abordable quoi. 9 €. En France, t'achèterais ça dans une boutique plutôt à 20-25 balles. Et t'es pas sûr qu'elles sont en bon état. Là, 9 €, j'étais content. En plus, la Nintendo 64, c'est une console qui a 4 ports manettes. Donc t'as vite fait de vouloir jouer en multijoueur. Alors après, va trouver des amis, va trouver 3 amis qui veulent jouer à la 64, mais du coup, il y a un intérêt à avoir vraiment plusieurs manettes sur cette console. Donc je l'ai prise. Et ensuite, j'ai pris des jeux GameCube. Et alors la GameCube, c'est pas la console... Tu vois, c'est plutôt quand tu remontes plus dans le passé que tu trouves des grosses exclus japonaises qui sont pas sorties ailleurs. Mais sur GameCube, il y a quand même eu quelques jeux qui sont pas sortis en Europe. Vous connaissez tous Donkey Konga. Et ben, nous on a eu Donkey Konga 1 et 2, mais on n'a pas eu le 3. Et au Japon, il y a eu un Donkey Konga 3. Alors qu'il y a des musiques japonaises, donc c'est bien ça... C'est... Tu sens que c'est un jeu exclusif Japon, quoi. Hein. T'as des trucs d'animé, tout ça. Mais t'as quand même aussi des trucs de musique classique. Et des tubes un petit peu de l'époque. Des trucs un peu plus internationaux. Donc si t'as déjà les bongos, et que t'as une Wii craquée qui permet de lire les disques gravés, non pardon, qui permet de lire les jeux même dézonés, et ben tu peux jouer à Donkey Konga 3. Et vous avez vu, au Japon, les jeux GameCube étaient dans des petites boîtes cartonnées, enfin dans un fourreau cartonné, et à l'intérieur... Alors d'un côté c'est écrit en japonais dans la tranche, et de l'autre côté c'est écrit en lettres latines. Donc nous on peut quand même le lire. Et à l'intérieur en fait c'est un petit boîtier plastique avec le jeu. Donc c'est assez petit par rapport à nos boîtiers chez nous. Non, j'ai pas eu les bongos avec. Mais de toute façon je cherchais pas à acheter les bongos, hein, ça coûtait pas cher, j'en ai déjà moi chez moi. Parce que ils sont tellement gros que dans la valise ça prend trop de place. Et même en France ça coûte pas cher les bongos de Donkey Konga. Un des côtés de la tranche où c'est écrit en lettres latines, on dirait le côté des jaquettes Switch tout rouge. Ah oui, oui, effectivement. Là, un autre jeu qui n'est pas sorti chez nous, c'est une compilation de 3 jeux de puzzle. Il y a un Dr Mario, Yoshi no Cookie,
Nous ça s'appelle Yoshi's Cookie. Là, c'est Yoshino Cookie et Panel des Ponts. Panel des Ponts. Alors, ce jeu, je l'ai pas encore testé. Je me demande, c'est pas genre Puzzle League, Panel des Ponts. Et regardez-moi cette boîte. Elle est massive. Puisque c'est un jeu qui était vendu avec le câble Game Boy Advance GameCube. Qui est pas ultra donné, hein, si tu veux te l'acheter en Europe. C'est pas non plus très cher, mais t'as vite fait de vouloir avoir le câble si tu veux brancher ta Game Boy Advance pour transférer des Pokémon de la 3G vers Pokémon Colosseum ou XD, ou alors si tu veux jouer aux jeux multijoueurs de la GameCube que sont Zelda Force Wars Adventure et Final Fantasy Crystal Chronicles, qui n'étaient jouables en multi que avec les 4 Game Boy Advance et les 4 câbles ici présents. Et ben moi j'avais un câble parce que j'avais eu le bundle avec Pokémon Colosseum, mais ouais, le setup pour jouer à Zelda Force Wars Adventure, il était hardcore. Il fallait avoir 4 consoles, 4 câbles, et je me suis dit, un jour j'arriverai à avoir tout le matériel nécessaire pour ça. Et donc je rate pas une occasion, si je peux choper un câble Game Boy Advance GameCube pour pas trop cher, bah je le prends. Et donc là c'était un jeu de puzzle quoi, une compilation de 3 jeux de puzzle, donc en version japonaise, bah tu peux y jouer parfaitement. C'est comme Donkey Konga 3 quoi. Il n'y a pas la barrière de la langue. Et en plus bah j'avais le câble, donc je l'ai pris pour quel prix ? Pour 26€. Une boîte un peu plus grosse que les autres. Et donc ça par contre je sais pas ce qui se passe si tu branches une Game Boy Advance. Tu dois pouvoir jouer à ces jeux sur ta Game Boy Advance. Ouais donc c'est bien Puzzle League, Panel de Pont. Game Boy Advance SP ça marche ou c'est que GBA ? Non ça marche. Il y a que la Game Boy Micro qui marche pas avec ce câble. Mais sinon toutes les Game Boy Advance elles fonctionnent. Avec ce câble là. Même le Game Boy Player fonctionne. Vous savez, le truc que vous mettez sous votre GameCube pour lire les jeux Game Boy Advance, bah moi j'avais fait un setup où sur une télé, j'avais mis Force Wars Adventure et le câble Game Boy Advance, je l'avais branché sur une GameCube. En gros, j'avais Force Wars Adventure piraté sur ma Wii, qui envoyait l'image sur une télé, et je branchais le câble sur une GameCube qui était branchée à une télé cathodique, qui se faisait passer pour une Game Boy Advance du coup, via le Game Boy Player. Je sais pas si c'est très clair, mais vous voyez un petit peu comment fonctionne Force Wars Adventure, c'est que parfois t'as l'image sur la télé et parfois sur l'écran de la Game Boy Advance, comme la Wii U quoi. Sauf que là, vu que ma Game Boy Advance c'était mon autre télé parce que c'était avec le Game Boy Player, et ben j'avais Link qui passait d'une télé à l'autre. C'était rigolo. Donc on va déballer ça. Il y a le câble. Vous l'avez vu au fond. Mais il est tellement bien enroulé que je pense que je vais pas l'enlever. Et décidément, avec une main, je suis très handicapé. C'est à ça que ressemble le jeu. C'est beau, hein? Ah, on passe aux consoles suivantes. Là, on passe chez Sega. Je vous ai montré du Sony, du Nintendo. Il était temps que je vous montre autre chose. Micro, il n'y a rien qui marche avec, non? Même le câble de rechargement de GBA SP, ça marche pas dessus, je crois. Ouais. C'est un autre câble. Je me souviens, j'avais acheté une Game Boy Micro dans une boutique en 2018. Bah, j'ai dû chercher ensuite trouver un chargeur qui marche. Ouais, Game Boy Micro, elle est un peu chiante pour ça. Elle lit pas les jeux Game Boy Advance. Elle lit pas les jeux Game Boy et Game Boy Color. Elle est pas compatible avec le câble Game Boy GameCube. Je sais même pas si le câble Link fonctionne. Je suis même pas sûr. Et c'est pas le même chargeur. Mais c'est une toute petite console toute mignonne, donc j'avoue j'aime bien quand même. Ouais, c'était pendant les rois du shopping. Tout à fait. Très bonne mémoire. Donc là, j'ai acheté des jeux Saturn. Parce que le Japon, c'est l'Eldorado de la PS Vita. Mais en un peu plus rétro, c'est aussi l'Eldorado de la Sega Saturn.
qui partage pas mal de caractéristiques avec la PS Vita. C'est-à-dire que la Vita, c'est une console qui a marché que au Japon, et la Saturn, c'est une console qui a marché que au Japon aussi. Donc chez nous, il y a très peu de jeux qui sont sortis, et ils coûtent très cher. Et au Japon, bah tu en as plein, et ils sont beaucoup moins chers, parce que c'est presque comme une PS2, quoi. T'en trouves à l'appel, dans plein de rayons. Donc là, j'ai pris Dead or Alive à 9€. Donc un bon jeu de baston, très beau pour la console, de la belle 3D, belle physique des boobs, pareil, japonais d'un côté, anglais de l'autre, et puis ouais, là t'as pas la barrière de la langue. Hein. Là, un jeu assez cher. Justement, dès qu'on touche à tout ce qui est shoot 'em up, les prix commencent pas mal à monter parce que c'est des trucs qui sont assez recherchés par les occidentaux aussi. Parce que tu peux y jouer sans comprendre la langue, ça pose absolument aucun souci. Donc des jeux comme Radiant Silvergun, qui en plus ne sont pas extrêmement bien vendus, ça vaut une fortune, genre 200 balles. 200, 300. Mais j'avais quand même envie de ramener des shoot 'em up. Donc là j'ai vu Darius Gaiden, que j'ai eu à 20€. Ce qui est un très bon prix. Hein. Par Taito. Ça me rappelle que j'ai acheté la Super Pocket Taito récemment. Mais il n'y avait pas de Darius dessus. J'ai pris Albert Odyssey. Ça par contre c'est un jeu qui est sorti au Japon, je crois. Qui est sorti aux États-Unis, je crois. Un des rares RPG, jeu action-aventure, qui soit sorti. C'est une exclue Saturn ou non? Ah, j'ai un doute. Ah non, je crois que c'est sorti sur d'autres machines. Je me demande s'il n'y a pas eu un Albert Odyssey sur Super Famicom. Bref, c'est un jeu, je me l'étais noté une fois. Qu'il était sorti aux US, mais qui était très cher. Là, je l'ai vu à 10 balles. Je me suis dit, on va le tenter. Et on va voir si j'arrive à avancer dedans. Parce que je voulais aussi ramener un RPG. Hein. En parlant de RPG, là, j'ai commencé à jouer un peu à l'ancêtre de la Sega Saturn. C'est la PC Engine. Et au final, quand tu regardes les ludothèques Saturn et PC Engine, tu vois trop de similarités. Plein de shoot 'em up, des visual novels, des jeux de mahjong en pagaille. Et donc Is, on parlait des jeux Falcom, j'avais testé le 1 et le 2 sur la PC Engine Mini. Lui, Is 3, il était à combien sur 8€. 8€ sur PC Engine CD. J'avais pas encore acheté de PC Engine à ce moment-là. Comme la WonderSwan, je me suis dit c'est des trucs que j'achèterai plus tard. Et je vous cache le suspense si j'ai réussi finalement à trouver une PC Engine ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc à ce stade, je n'ai pas encore de PC Engine. Mais j'ai un Is 3. Très joli. Avec des super musiques. Je vous ai parlé des jeux 360 et notamment du remake de Far East of Eden, qui était un gros RPG sorti qu'au Japon. Mais il y a eu plusieurs épisodes de Far East of Eden que j'ai trouvé un peu cher. Donc là j'ai pris je crois je sais plus si c'est le 2e ou le 3e épisode. Far East of Eden Kabukiden. Il était à 4,50€. Et lui il est sur Super CD-ROM, vous voyez. C'est pas juste CD-ROM, c'est-à-dire que sur ta PC Engine il fallait rajouter une carte qui rajoutait de la puissance pour lire les jeux Super CD-ROM. Donc ça je sais que je vais rien comprendre parce que ça blablate beaucoup. Mais quand même pour tester un RPG culte sorti qu'au Japon, j'étais ok à payer mes 4 balles pour avoir un jeu en plus qui est sur un double boîtier. Oui effectivement la PC Engine, les CD sont region free, mais alors pour ça, qui a une PC Engine avec l'extension CD en Europe? Généralement, les gens ont plutôt la version japonaise.
Bah, c'est moins cher de toute façon. Et là, la vidéo est terminée. Voyons voir mes premiers achats. Au rayon PlayStation 1. Est-ce que vous connaissez cette console de jeux vidéo? C'est la PSP. Bon, pas tout à fait. C'est la PS. La Play... Non, la Pocket Station. Et regardez, vous enlevez la partie bouton, et bim, ça fait une carte mémoire que tu insères dans ta PlayStation. C'est une façon de répondre un petit peu à la Dreamcast et ses VMU, vous savez, avec l'écran intégré. Et ben ça, je crois pas que ça soit sorti en Europe. Et ben, je l'ai trouvé dans une boîte en plastique dans le Book of Super Bazaar. C'est le genre de petite curiosité qui fait plaisir. Ça coûtait 550 yens. Bordel à cul, j'ai oublié mes tables de multiplication par 150. Donc faut multiplier globalement tous les prix par 150, divisé par 150, et donc ça fait 3,50€. 3,50€ cette carte mémoire. Tu vas dans un cache en France, t'as une vraie carte mémoire PlayStation 1 à 5€ peut-être. Bah là pour 3,50€, j'avais la Pocket Station, qui est compatible je crois avec aucun jeu européen, si je ne m'abuse. Ou alors peut-être quelques rares exceptions. Mais j'ai acheté plein de jeux PlayStation 1 japonais pour pouvoir tester ça. Mais je crois qu'il y a quelques exceptions de jeux européens. Je me demande si sur Ridge Racer 4 européen, il n'y a pas un menu Pocket Station. Mais le problème c'est que la mienne, bah, les piles marchent pas, donc il faudrait que je change les piles. Un peu comme le VMU quoi, ça a l'air de se décharger vite. Et donc ça sert de carte mémoire, mais aussi pour certains jeux d'intégrer un mini-jeu en mode Tamagotchi sur ta mini-console quoi, donc c'est mignon. Donc on était dans la grande mode des Tamagotchi. Ouais, alors ça a surtout été exploité sur Dreamcast du coup, comme le dit Playfulness, au niveau des jeux Sonic, avec la collection des Chao. Mais moi qui ai jamais eu sur ma PS1 de carte mémoire PlayStation 1 officielle, j'ai toujours eu des trucs, vous savez, sous marque, qui s'enfonçaient pas très bien dans la console. Bah, j'ai vu ça pour 110 yens, donc même pas 1€. Je me suis dit, bon bah, vu que les jeux PS1 prennent de la mémoire, et que t'as que 15 blocs sur chaque carte mémoire, je me suis fait plaisir, et j'ai pris une autre carte mémoire, PS1, qui cette fois-ci est noire, donc on pourrait la confondre avec une carte mémoire PS2, mais non, puisqu'il y a bien un sticker Dragon Quest 7, et on rappelle que Dragon Quest 7, c'est sur PS1 qu'il est sorti. Ah, et cette carte mémoire là, je l'ai eu à 550 yens, donc le même prix que le Pocket Station. Donc 3,50€ aussi. Mais en fait, dans les boutiques d'occasion, t'as plein de bacs, c'est comme une brocante quoi. T'as plein de bacs en plastique, tu fouilles et t'as les prix un peu aléatoires parfois. Donc y a pas trop de logique en termes de prix, mais bon, tant que ça reste moins de 5 balles, ça reste compatible avec ta console. Moi j'ai pris parce que il va me falloir de la mémoire pour sauvegarder tous les jeux PlayStation 1 que j'ai pris et regarder un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors déjà, Biohazard, vous connaissez? C'est Resident Evil, le premier. C'est un jeu que je connais un peu quoi, donc c'est pas grave si le jeu est en japonais. C'est le genre de jeu que je gravais ou alors auquel je joue en émulation parce que je l'ai pas en physique pour de vrai. Mais là, à 300 yens, c'est-à-dire 2€, je me suis dit, ça me fait une jolie petite boîte, ça me fait un disque qui a priori fonctionne. Et ben pour 2€, j'ai une version physique. Et je pourrais déjà jouer un petit peu quelques heures parce que je connais le début, même si je parle pas le japonais. Donc Resident Evil, hein, on va pas faire la présentation. On attend le remake. Je sais pas pour quand. Ça serait bien qu'il fasse un remake en mode Resident Evil 4 avec caméra à la 3ème personne. À l'épaule, je veux dire. Mais a priori, le prochain remake de Capcom, il y a plus de chances que ça soit Resident Evil 5, il me semble. Vous y croyez, vous? Parce qu'autant Resident Evil 4, j'ai trop envie de le faire, hein, le remake. J'avais bien kiffé le jeu sur Wii. Mais il était culte. Il y avait un appel à ce qu'il y ait un remake de Resident Evil 4. Mais qui veut un remake de Resident Evil 5? Pourtant j'ai kiffé le jeu à l'époque, hein, mais
il est pas très culte le 5. Donc logiquement, il faudrait peut-être qu'il sorte plutôt un remake de Code Veronica et pas du 5, mais bon, on verra. Ridge Racer Type 4 sur PlayStation 1, ça passe crème la conduite arcade avec l'OST. Ah bah de ouf. Figurez-vous que je l'ai découvert ce Ridge Racer Type 4 avec la PlayStation Mini. Donc vraiment pas dans les meilleures conditions. Et déjà là, pourtant, je kiffais. Même sans joystick, juste avec la croix. Il y avait un tel flow à enchaîner les courses. J'aimais bien le premier Ridge Racer, mais alors, ouais, le 4, c'est un super jeu de la PS1. Je pense que de toute façon, c'est le meilleur jeu de course à mes yeux de la PS1. Peut-être que vous le verrez aujourd'hui. Qui sait? Actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Bio de Hazard. Ah, on est de la même époque, hein. Il y avait un yaourt qui s'appelait Bio. Bah, je crois que c'est Activia aujourd'hui. Mais vu qu'il n'y avait pas encore l'appellation Bio sur la bouffe, et ben ils ont dû être obligés de renommer leur marque. Parce que leur yaourt s'appelait Bio. Donc ça faisait un peu con. Donc maintenant ça s'appelle Activia. Mais je ne suis pas sponsorisé par eux, donc on va arrêter de parler d'eux. Je suis sponsorisé par l'office du tourisme des Book-Off du Japon, qui m'envoie propager les bonnes affaires au peuple français. Comme remake d'annoncé de Konami, il y a Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 3 de ce que j'ai vu. En parlant de Silent Hill 2, peut-être que j'ai des trucs à vous montrer aujourd'hui. Kimelu TV. Pour le coup, s'il transforme ça en bon jeu coop, pourquoi pas, je suis en train de faire le 6 avec ma copine, c'est pas incroyable, mais c'est divertissant. Bah clairement, ouais, le 5, je l'avais fait en coop, et c'était ça le gros intérêt à l'époque. J'ai trop kiffé. Mais à l'époque PS3 360, c'était un peu le début de la coop de shooter troisième personne. Bon, t'avais Gears of War, mais moi qui avais la PS3, j'avais pas Gears of War. Et donc le Resident Evil 5, il venait remplir un créneau qui était intéressant quoi, pour les joueurs PlayStation. Et puis le jeu était beau. C'était un vrai jeu next-gen stylé quoi. Mais aujourd'hui, bon, il y a tellement d'autres jeux qui sont meilleurs en coop. Qu'au final, j'attends pas un jeu coop. Et je pense que pas grand monde attendrait un Resident Evil 5 remake qui miserait tout sur la coop. Donc bon. Salut Esther. Le 6 a un mode coopératif comme RE5 ? Ah, il semblerait. Et j'ai pas testé RE6. On enchaîne avec mes autres achats PlayStation 1. Crash Bandicoot. Alors je sais pas si vous connaissez. Alors moi j'ai Crash Bandicoot 2 et 3 sur ma PS1, mais le premier il est pas donné. Et puis quand tu le cherches, il est souvent en version Platinum dégueulasse, parce que vu que ça a été un des premiers jeux de la PlayStation, bon pas exactement, il a été vendu aussi dans des formats de boîte un peu chelous, et je crois qu'en soi, la première édition en bon état, tout ça, c'est au moins 50 balles, hein. De mémoire quand je le cherchais, cet esprit-là, en version PAL. Et donc je me suis dit, vas-y, pour le premier Crash Bandicoot, qui a vraiment pas le meilleur gameplay, j'ai pas envie de mettre cette somme-là. Mais quand même, il y a un côté... c'est devenu officieusement la mascotte de la première PlayStation. Donc c'est pas rien. Le premier jeu qui a rendu Naughty Dog célèbre, je pense. Et donc là, je vois cette version dans ce Book of Super Bazaar à Tokyo à 528 yens. Ce qui nous fait 3,50€. À 3,50€, c'est pas comme si j'allais être bloqué dans le menu en japonais. Donc, bah, je l'ai pris. Et ce qui est bien, même avec les jeux qui sont en japonais, c'est que maintenant j'ai compris, avec mon voyage au Japon, vous téléchargez l'application Google Trad avec la traduction par appareil photo. Et vous prenez en photo votre écran, et en fait ça traduit directement sur l'image les textes qui sont dans l'autre langue. Donc ça c'est assez utile quand t'es dans les menus, et que genre t'es dans le menu des options, tu sais pas quelle option représente quoi, bah t'appuies, et globalement ça t'oriente quoi. Ou alors quand t'es dans le menu, t'es là ok je dois faire quoi. Parfois les menus sont quand même en anglais dans la version japonaise, et parfois c'est en japonais, donc tu prends la photo et là tu vois ok mode 1 joueur, mode aventure, mode 2 joueurs, et c'est très pratique. C'est pour ça que j'ai essayé de privilégier, vous le verrez, des jeux
japonais, mais qui reste quand même très appréciable, même si on parle pas la langue. Donc ça, c'était Crash Bandicoot. Et c'est marrant parce que d'un côté de la boîte, c'est écrit en japonais, et de l'autre, vous l'avez vu, c'est écrit en lettres comme chez nous, quoi. Crash Bandicoot. Et là, vous voyez déjà que les boîtes ont le même format que chez nous. C'est-à-dire le format assez épais de boîte en plastique. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Bon, celui-là, c'est le cas aussi. Ridge Racer Type 4, il a une grosse boîte. Et pourquoi je l'ai pris ? Parce que on en a parlé. Meilleur jeu de course de la PlayStation 1. Lui m'a coûté combien ? Putain, 297 yens. Donc 2 euros. 2 euros le meilleur jeu de course de la PlayStation 1. Et vous verrez peut-être pas bien, mais en fait, Ridge Racer 4, au Japon comme en France, il était vendu avec une démo technique du premier Ridge Racer sur le deuxième disque. Et ça, c'est un truc de dingo. C'est que tu achetais Ridge Racer 4 et en fait, on te donnait Ridge Racer 1 en version remasterisée en 60 fps. Bon, en Europe, du coup, c'était 25 x 2, donc c'était du 50 images par seconde. Vu qu'on était sur du 50 Hz, mais là, je vais pouvoir y jouer en 60 FPS. Un jeu en polygone sur la première PlayStation à 60 FPS, c'est méga rare. Et ben là, c'est possible avec ce Ridge Racer. Alors, c'est pas exactement Ridge Racer 1. De toute façon, Ridge Racer 1, il avait qu'un circuit qui avait des petites variations de tracé, donc le circuit est là. Mais dans cette version démo, vu que ça doit tourner en 60 FPS, et ben il n'y a que 2 participants sur la course qui font la course. Il n'y en a plus genre 5, 6, 7, 8, je sais plus combien il y en avait. Il y a moins de voitures, de toute façon on s'en fout des autres voitures. Ce qui est important, c'est que la conduite soit kiffante. Et moi j'aime bien la conduite de Ridge Racer, ça demande un petit temps d'adaptation mais c'est cool. Et donc, il me semble qu'avec Ridge Racer 4, tu as un mini-jeu que tu peux uploader dans ta Pocket Station. Et on testera ça en 2028, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai fini tous mes jeux Switch. Ah, un jeu qui risque de faire plaisir à quelqu'un dans le chat. Alors oui, compliqué à faire celui-là en Jap, hein. Vous le voyez à l'écran, Moon. Putain, lui je l'ai payé cher par contre. Il y a une réédition qui est sortie sur Switch, et j'ai préco la version Limited Run Games pour pouvoir y jouer pour de vrai. Je sais même pas s'il est traduit en anglais ou en... Je sais pas s'il est traduit en français. Au pire, ce sera en anglais. Mais par contre, c'est sûr qu'au Japon, il est que en japonais. Mais vu que c'est un jeu, je connaissais même pas son existence encore cette année. Et puis j'ai commencé à voir des vidéos dessus, à voir l'annonce... peut-être les vidéos ont suivi l'annonce de l'édition physique de Limited Run. Et apparemment, c'est un jeu PS1 assez obscur qui finalement a regagné en popularité et a une sacrée réputation. Et donc là, je vous avoue, je l'ai vu dans la boutique, j'étais ah ouais quand même, c'est pas rien comme jeu, je vais l'avoir en physique sur Switch. Ah allez, pour la collecte, est-ce que je prendrais pas la version originale ? Et donc là, je l'ai payé un peu cher puisque je l'ai payé 2500 yens. Je me demande si c'est pas le jeu le plus cher que j'ai chopé ce jour-là. On est sur du 16 €. Mais pour du jeu japonais, 16 €, c'est quand même pas donné pour un jeu où je vais rien comprendre. Alors en soi, je pourrais faire tout le jeu en prenant des photos pour tout traduire, mais je ne le ferai pas, j'attendrai la version Switch. Et lui, par contre, il est dans une boîte petite, vous voyez. Ils ont pas fait d'effort sur la police, ils ont juste écrit Moon. Et donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en Europe, t'as le même format de boîte. J'ai l'impression que aux États-Unis, c'est le format assez slim là que vous voyez à l'écran, mais au Japon c'est aléatoire. Parfois c'est des grosses boîtes comme en Europe, parfois c'est des petites boîtes comme aux US. C'est pas très clair ces histoires. Et là c'est écrit Moon des deux côtés, il n'y a pas écrit en japonais Moon. Donc jeu suivant. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je vous laisse deviner le titre du jeu. Le premier qui trouve le titre exact de ce jeu à la mascotte orange gagne toute mon estime. Ah, Moon il est en anglais uniquement sur Limited Run Games. Il n'y a pas de trad FR, bon tant pis. C'est mieux que le japonais déjà. Crash Bash, Crash Warped, Crash Racing, Crash Bandicoot. Pas du tout, vous êtes loin. Et le plus loin c'est Ace Bunny. Crash Bash non mais oh.
Vous ne reconnaissez pourtant pas le jeu vidéo du nom de Crash Bandicoot Carnival? Alors ouais, c'était un troll parce qu'en fait, c'est Crash Bash, mais au Japon, il s'appelle Crash Bandicoot Carnival. Eh ben, je l'avais pas. Et c'est un party game, donc tu peux quand même l'apprécier, même en version japonaise. Et c'est marrant, c'est une sorte de... un peu de jeu de combat, une sorte de Power Stone, mais avec des règles un peu différentes. C'est pas un party game à la Mario Party dans le sens où c'est pas plein de mini-jeux. C'est dans des arènes où tu t'affrontes à 4 joueurs. Et dites-moi si je me trompe, mais sur PlayStation 1, des jeux multi à 4 joueurs, c'est quand même très très rare. Il y a que Crash Bandicoot qui peut se permettre d'investir autant dans un jeu que la plupart des gens ne pourront pas exploiter à leur plein potentiel, parce que la plupart des gens n'avaient pas le multitap pour brancher 4 manettes, vu que la PS1 avait que 2 ports manettes à la base. Donc moi j'ai pu le tester là à 2, contre 2 IA. Déjà il y a 30 ans, l'IA nous affrontait. Eh ben, c'est pas dingo. Je pense que pour l'époque, ça devait être sympa sur la PlayStation. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de m'y buter. Mais donc c'est intéressant de voir que en version japonaise, Crash Bandicoot, eh ben, il a une tête toute mignonne, en mode SD. Et ça s'appelle Crash Bandicoot Carnaval. Et pas Crash Bash. Tekken 3. Donc Crash Bash, c'était 3 €. Et Tekken 3, c'était 2 €. Tekken 3, jeu magnifique de la première PlayStation. Pareil, si j'avais eu l'occasion de le choper en version physique en PAL pour pas cher, je l'aurais pris. Mais non, du coup, jamais je le trouverai dans ma vie à moins de 2 €. Et surtout que, en version PAL, il sera en 50 Hz. Et la version 50 Hz de Tekken 3, c'est un peu dommage, en 60 Hz, ça passe un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi, j'ai réouvert cette boîte. Oh, Soul Edge, on reste dans les jeux de combat, qui sont très jolis, avec l'ancêtre de Soul Calibur, Soul Edge, que j'ai déjà sur la première PlayStation en version PAL. Mais là, je l'ai vu à moins d'1 €. Alors je me suis dit, bon, on va pas faire la fine bouche. Moins d'1 €, si mon autre disque meurt, ça m'en fait un de remplacement. Et ouais, on retrouve le gameplay de Soul Calibur de la Dreamcast, sauf que là c'est sur PlayStation, et c'est plutôt impressionnant. Combien vaut une PS1 à peu près en ce moment? Alors je crois que ça bouge pas la PS1 depuis des années. Une PS1 ça vaut dans les 30 €, je pense. Je pense que c'est toujours dans les 30 €. Et une PS2, c'est aussi dans les 30 €, donc autant se prendre une PS2 pour la rétrocompatibilité. Et donc moi, ce que j'ai fait au Japon, c'est que je cherchais une PS2 Slim. Parce que la PS2 Fat, elle est quand même vachement fat, et la PS2 Slim, elle est quand même vachement slim. Et je me suis dit, en prenant une PS2 Slim, et c'est tout le catalogue PS1 et PS2 japonais qui s'ouvrait à moi. Et donc figurez-vous que dans toutes les boutiques, j'ai cherché des PS2 Slim, impossible de mettre la main dessus. Je voyais que des PS2 Fat. Et j'y croyais pas parce que c'est tellement répandu en Europe une PS2 Slim. Alors c'est peut-être très répandu au Japon aussi, mais pas dans les boutiques en tout cas. J'ai vraiment pris du temps, ou alors trop de gens ont eu la même idée que moi au même moment. Finalement, je vous garde le suspense sur quel genre de PlayStation 2 j'ai réussi à trouver, puisque au moment où j'ai acheté tous ces jeux PS1, je n'avais pas encore trouvé ma PS2. Je l'ai trouvé qu'à la fin de mon voyage. Et j'ai été surpris de me rendre compte qu'une PS2 au Japon, alors peut-être sur des sites internet d'enchères ça doit être moins cher, mais en boutique, la PS2, elle est quand même plus chère que la PS2 en Europe. Tu vois, une Super Famicom, c'est moins cher qu'une PS2. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse quoi. Une Super Nintendo, c'est 3 fois plus cher qu'une PS2.
La PSX. Et bah la PSX, je l'ai vue dans la première boutique que j'ai fait au Japon. La toute première, j'ai vu une PSX HS. Mais donc c'est la première fois que j'en voyais une, mais elle était HS, elle marchait pas. Je crois qu'elle était vendue genre 60€. Donc c'est pas énorme, mais c'est tellement énorme justement en dimension. Et elle marchait pas, donc je l'ai pas prise. Pour ceux qui savent pas, la PSX, c'est une PS2, mais avec l'interface, la cross media bar de la PS3. Mais en soi, c'est une PS2, c'est un outil multimédia qui était sorti qu'au Japon. La PS2 Home Center. On enchaîne avec mes autres jeux. Ah bah non, je crois que c'est tout, c'est le récap. Ah non, une carte mémoire PS2, là on passe à la PS2. Alors, j'ai pas encore testé de voir si une carte mémoire PS2 PAL fonctionnait sur une PS2 Jap, et inversement, et si tu pouvais mettre sur une même carte mémoire et des jeux Jap et des jeux européens. Je savais pas encore comment tout ça fonctionnait, donc dans le doute, j'ai pris une carte mémoire PS2 à 2€. Comme ça, on dirait une carte mémoire de chez nous, mais c'est une version Jap. Et premier gros jeu que j'ai pris sur PS2, un jeu que je vais rien comprendre, Dragon Quest V. Donc il y a eu un remake de Dragon Quest V sur la PS2 en mode full 3D vue de haut, que j'avais déjà testé sur émulateur dans une version patchée en anglais, donc j'avais déjà pu le tester, mais là je l'ai vu dans une boutique à 1200 yens. Donc 8€. Et je me suis laissé tenter, quoi. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai fait sur la Nintendo DS. Je répète régulièrement cette anecdote, mais c'est un jeu qui, aujourd'hui, sur la Nintendo DS... En fait, il n'y a que sur DS qu'il est sorti officiellement en France. À la base, c'est un jeu Super Nintendo. Et ce remake PS2, il n'est pas sorti chez nous en Europe, bien entendu. Mais on a attendu la version Nintendo DS, et parmi les Dragon Quest Old School, je pense que c'est mon préféré. Pour beaucoup de gens, c'est le meilleur, parce qu'il a vraiment une histoire bien ficelée, et c'est un vrai bon RPG old school. Mais ça reste un RPG old school, bien sûr. Et donc sur Nintendo DS, en version PAL, il doit être 150-200€, je crois. Mais moi, je me le suis chopé en 2018, dans une Fnac, à la Fnac de la Défense, dans un bac occasion. Je vois au milieu des jeux 3DS à 5€. En mode déstockage, je vois Dragon Quest V d'occasion à 25€. Et déjà à l'époque, j'étais... donc à l'époque, c'était il y a 6 ans. Ouais, 6 ans quand même. J'étais... Ah ouais, bah pas mal ce jeu quand même. J'ai hésité en plus à le prendre. Et là, je regarde sur internet et je crois que j'avais vu sur eBay qu'il y en a qui le vendaient 70€. J'étais, ah bon bah à 25 je vais le prendre. Et j'ai bien fait vu son prix aujourd'hui. Et ça m'a tellement hypé qu'ensuite j'ai voulu me prendre le 6. Donc j'ai cherché en ligne quelqu'un qui le vendait à une 30€. Puis après j'ai pris le 4, pareil, à une 20€. Et en fait, je me suis fait comme ça ma collection de Dragon Quest Nintendo DS au bon moment, avant qu'il décolle un peu trop en prix. Et donc ce remake de Dragon Quest V, il est vraiment en 3D, contrairement à l'épisode DS, où il y a quand même des trucs en 2D. Là, il est un peu plus en 3D, mais c'est chouette. Et je crois qu'il y a une démo de Dragon Quest 8 en plus dedans. Donc vu que c'est un jeu que j'aime bien, pour la collecte, je l'ai pris. Comme ça, je me referai les premières heures. Même si je comprends pas tout, de toute façon, je connais le scénario. Dragon Quest V, je vous le conseille. Si vous avez envie de voir un truc un petit peu plus old school au niveau des Dragon Quest. Mais bien sûr, le meilleur Dragon Quest restera Dragon Quest 11, suivi par Dragon Quest 8. Là, on enchaîne avec Seiken Densetsu 4 à 2€. Un jeu qui n'est pas sorti en Europe non plus. Donc c'est... Nous on a eu Secret of Mana sur Super Nintendo, après il y a eu Legend of Mana sur PS1, mais je crois que Legend of Mana il est pas sorti chez nous en Europe, non ? Me trompe-je ? Enfin sur PS1 en tout cas, et sur PS2 il y a eu le 4, qui lui est sorti aux US, au Japon, mais pas chez nous en Europe. Donc là par curiosité, juste pour tester un peu le gameplay vite fait. Vous savez, c'est quand les jeux sont à 2€ et que tu t'es fait un gros budget jeu vidéo, bah en fait tu réfléchis pas quoi.
Si tu réfléchis, tu passes encore plus de temps dans cette boutique alors que tu passes déjà des heures dedans, donc c'est un petit peu comme quand t'es sur un site de téléchargement d'ISO. T'es là genre, oh bon allez je regarde, bon je sais pas, je télécharge, tu réfléchis pas trop, et bah quand les jeux sont à 1 ou 2 euros, bah j'avais un petit peu la même mentalité. J'ai dépensé sans compter. Final Fantasy X-2 International plus Last Mission. Je l'ai eu à 2 euros aussi. Et en fait, avant de partir au Japon, j'ai quand même checké la liste des jeux PS2 qui étaient jouables en anglais. Et cette fameuse version internationale, je l'ai pas encore testée, mais je suis tombé sur un site qui disait que cette version de FF10 était jouable en anglais. Parce que c'est la version internationale. Alors, à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait pas mal au Japon. C'est ils sortaient la version Jap. Quelques temps plus tard, sortait la version chez nous en Europe et aux US. Et après, ressortait au Japon une version Game of the Year, mais au Japon qui s'appelait la version internationale. Qui avait du coup les ajouts de la version internationale, parce que la version internationale souvent sortait 1 ou 2 ans après la version Jap, donc il y avait eu le temps d'avoir des petites modifications. Par exemple, sur Dragon Quest VIII, justement, on parlait de lui. Je crois qu'il y avait les musiques symphoniques sur PS2 en Europe, il y avait le doublage anglais chez nous en Europe, alors que et des vrais menus jolis chez nous en Europe, alors que c'était pas le cas sur la version japonaise. Donc c'est pour dire que parfois la localisation permet d'ajuster des petits trucs et de rajouter du contenu. Et ben, je sais pas si vous avez testé le remaster de FF10 et FF10-2, donc la compile avec les deux. Il y a justement un mode dungeon crawler pour FF10-2 qui s'appelle Last Mission. Et c'est marrant, à chaque fois je voyais ça genre ah ouais, c'était le mode bonus qui était exclusif au Japon. Et ben là c'est marrant de le voir enfin concrètement dans ma main et dire ouais bah c'est bon, c'est ça quoi. C'est donc cette forme que ça prenait. Donc je testerai un peu la Last Mission parce que j'avais déjà fait le FF10-2. On verra si c'est bel et bien en anglais. A priori oui, mais au pire c'est pas grave, ça coûtait 2 euros. Et la boîte est toute shiny. Mais il n'y a qu'un seul disque. Bon, toujours en bon état, hein. C'est l'avantage des jeux japonais. Mais de toute façon, les boîtes PS2 se gardent globalement beaucoup mieux que les jeux PS1. Et même les boîtiers PS1, tu vois ça dans des caches en Europe, ils sont toujours tout défoncés, tout dégueux. Là, ils étaient... vous avez vu l'état, hein. Tous les jeux PS1 que je vous ai montrés précédemment, ils sont vraiment en bon état. Là, j'ai pris King of Fighters 2000. Parce que c'est l'an 2000, quoi. Lui, il était à 3,50€. C'était pour le kiff d'avoir un jeu 2D sur ma PS2. Alors, je sais pas du tout quels sont les KOF qui sont considérés comme cultes et réussis après le 98. J'ai l'impression que le 99, 2000, 2001, 2002, je sais plus jusqu'où c'est allé. Ils se valent à peu près tous, mais... Enfin, il n'y en a pas un qui ressort plus la tête de l'autre quand t'es pas un grand connaisseur. Mais on verra ce que donne la version 2000. Et on parlait de Tekken 3 tout à l'heure. Le jeu préféré de Ace Bunny sur PS1. Est-ce que Tekken 4 c'est ton jeu préféré de la PS2 ? C'est la grande question. Du coup, je vais pouvoir comparer ça, parce que j'ai jamais été vraiment un gros joueur de Tekken, quoi. Mais là, pour 2 euros, pourquoi se priver ? Tekken. D'ailleurs, c'est pas une musique de Dragon Quest qu'on entend là en fond ? J'ai bien l'impression. Et vu qu'on aime bien les 4, sur la PS2, j'ai pris Virtua Fighter 4 à 2 euros également. Vu que j'ai le 3 sur ma Dreamcast, je vais pouvoir tester ça. Alors c'est marrant, Tekken 4 et Virtua Fighter 4, en soi c'est des jeux que j'ai pas testé dans ma vie récente de gamer. Dans ma vie de rétro gamer post-2008. Mais j'ai souvenir d'un moment, il y avait un ami de la famille, mais quand j'avais genre une dizaine d'années, ouais ça devait être ça,
qui se séparait de sa femme et qui à un moment était dans une période de transition où il avait nulle part où aller, donc en gros on l'avait hébergé chez nous et il était venu avec sa PS2 et lui il avait une PS2 hackée à l'époque. Enfin il y avait une puce dans la PS2 pour lire les jeux gravés. Et je me souviens que mes parents ils étaient pas du tout jeux vidéo et donc je trouvais ça trop cool que mes parents ils aient un pote qui vienne à la maison qui lui était fan de jeux vidéo. Et donc il était venu avec sa PS2 et moi j'avais la GameCube et j'avais quelques jeux, j'avais pas énormément de trucs. Donc lui quand il arrivait avec sa vingtaine de jeux gravés, je trouvais ça trop stylé et c'est comme ça que j'ai découvert la PS2 chez moi quoi. C'est en jouant à différents jeux qu'il avait ramenés et en jouant avec lui à Virtua Fighter, je sais plus lequel c'était le 4 ou le 5, et à Tekken, et je sais plus lequel c'était, si c'était le 4 ou le 5. Je sais même pas combien il y a eu de Tekken sur PS2. Mais donc on jouait l'un contre l'autre. C'était rigolo. Là, Devil May Cry. Pareil, c'est un jeu culte de la PS2 que j'avais envie de me choper en physique. Et jamais en Europe j'ai trouvé la version PAL, non Platinum, à moins de 5 balles. Là, 2 €. Je l'ai pris vu que c'est un jeu d'action. Pas besoin de trop comprendre l'anglais. Le japonais, pardon. Devil May Cry 3. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire la police, mais moi de loin j'étais, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est le 2? Je voyais ça un peu en chiffres romains. Et en fait, je voyais pas très bien dans le A le fait que il y ait le milieu du 3, quoi. Donc c'est la Special Edition. Alors je sais pas ce qu'il y a de spécial dedans. Peut-être des personnages en plus. Et lui aussi il était à 2 €. Donc je me suis dit, le 2 a très mauvaise réputation. Donc comme ça je pourrais tester le 1 et ensuite voir comment le 3 il tourne. Parce qu'en soi j'ai testé là le 1 récemment sur la Switch. Parce que je m'étais chopé la version Switch. Ah ben non en fait j'aurai l'occasion de vous le montrer. Parce que c'est dans cette vidéo là que j'ai trouvé la version Switch de Devil May Cry Trilogy. Où en fait il n'y a que le 1. Et donc j'ai pu le faire sur Switch, mais vu que les codes de téléchargement il a usage unique pour télécharger le 2 et le 3, bah, j'ai pu jouer qu'au 1. Là c'est Okami. Okami, auquel j'ai joué à l'époque, que j'ai vraiment pas trop kiffé, et je me suis replongé dedans. Alors entre temps il est sorti sur PS4 en version HD, et je l'avais acheté à l'époque, et j'y ai pas touché pendant des années. Et là, l'année dernière, je me suis enfin décidé à l'unboxer et je me le suis lancé. Et donc là, j'ai fait Okami sur PS4, qui n'est même pas en 60 fps. C'est un jeu, même dans ses versions HD, il est en 30 fps, parce qu'il semblerait qu'en 60 fps, genre sur PC, le jeu est pas programmé pour du 60 fps, donc il bug de partout. Donc il est toujours en 30, c'est dommage. Mais je me suis un peu réconcilié avec ce jeu. Je kiffe plus aujourd'hui Okami que je ne le kiffais à l'époque. J'avais la version PS2 à l'époque, et ben je l'ai revendu. Mais vu que c'est quand même une belle prouesse pour la console, j'avais envie de le revoir tourner sur ma console, justement, dans sa version originale. Et là il était à 110 yens, donc moins d'1 €. Et puis je trouvais la jaquette plutôt cool. Donc je l'ai pris. Et ben on arrive, comme vous le voyez, petit à petit à la moitié de cette vidéo. Putain, c'est long en fait. Moi qui pensais peut-être vous quitter avant minuit, ça n'est plus très réaliste. Clover Studio, le studio qui a fermé juste après ça, parce que je crois que les ventes de Okami au Japon n'étaient pas très bonnes pour un jeu totalement orienté japonais, enfin dans les visuels et l'atmosphère. Et donc quand il est arrivé en Europe, on savait déjà que le studio avait fermé. Everybody's Golf 4. Voilà, un jeu de golf, tu peux quand même l'apprécier si tu piges rien. Au japonais, 2 €. L'occasion de rappeler que les Everybody's Golf sont numérotés au Japon. Donc par exemple, j'ai l'épisode Vita, il s'appelle Everybody's Golf 6. Alors que chez nous, c'est juste Everybody's Golf Vita. Ah, Gran Turismo 4. Là, c'est intéressant. Parce que Gran Turismo 4 est un des 4 jeux PS2 à fonctionner en 1080i.
si t'as les bons câbles sur ta PS2, tu peux faire tourner le jeu en HD. Mais bon, pas du 1080p, mais du 1080i. Si t'as les câbles, vous savez, YUV, avec les 5 branches de différentes couleurs. Et j'avais vu cette info sur internet il y a plusieurs années, et donc ça m'a trop hypé, j'étais oh yes, il faut que je me trouve Gran Turismo 4. Et donc je l'ai acheté, et je comprenais pas, j'arrivais pas à trouver dans le menu comment changer la résolution pour avoir une image HD sur la PS2. Et donc je cherche sur internet, et je comprends pas, je regarde des vidéos sur YouTube, et sur YouTube, les Américains, ils ont un menu avec écrit résolution, ils pouvaient le changer. Et en me renseignant un peu plus, en fait j'aurais dû faire mes recherches avant quoi, mais c'est pas la version européenne. Donc en fait la version japonaise et la version US sont compatibles 1080i, mais pas la version PAL. Et donc dès que j'ai vu ce Gran Turismo 4 japonais à 3,50€, je me suis dit c'est l'occasion de prendre ma revanche sur la vie et d'enfin voir tourner un jeu PS2 en 1080i. Les autres jeux qui sont compatibles 1080i sur PS2 de mémoire, c'est un jeu Jackass et un jeu un peu plus stylé, Valkyrie Profile 2 Cimmeria. Et il y en a un quatrième je crois, mais j'ai oublié le titre. Bon, j'ai déjà le jeu sur ma PS2, donc je pense pas y jouer en japonais. Parce que même si c'est de la conduite, il y a quand même pas mal de menus. Mais on verra ce que ça donne avec une résolution boostée. C'est fou ça, parce que sur Xbox, on avait des jeux en 720p. Bah justement, Soul Calibur 2. Mais sur PS2, ouais, c'est... Est-ce que vous connaissez des jeux en 720p sur PS2? Je crois pas. Donc faut se raccrocher au jeu 1080i. Là, je crois que j'ai fini la PS2, ouais. On passe à la GameCube. Et j'ai trouvé, pour 3,50€, une carte mémoire 251 blocs. Donc je crois que c'est compatible même avec les GameCube et les Wii européennes. Donc franchement, une carte mémoire 251 blocs, vu la place que prennent les jeux genre Animal Crossing, Pokémon Colosseum, et ben t'as vite fait de multiplier les cartes GameCube. Donc en avoir une à 3€, on dit pas non. Et puis au dos, ouais, il y a les mêmes écritures que chez nous, quoi. J'ai pris un câble Game Boy Advance GameCube en boîte. Je sais pas si je l'aurais pris s'il était pas en boîte. Ah si, je l'aurais quand même pris. Parce que il était à 990 yens. « 6,60€. 6€ le câble en boîte. La boîte est pas dans un super état, hein. Mais j'avais déjà 2 câbles chez moi. Dans mon stream du Japon précédent, je vous ai montré que j'ai chopé une compilation de puzzle game GameCube qui fournissait justement un câble. Et donc avec celui-là, c'est bon. J'ai enfin complété Exodia le maudit, la combinaison parfaite pour jouer à 4 à Zelda Force Wars Adventure et Final Fantasy Crystal Chronicles GameCube. J'ai enfin 4 câbles GameCube Game Boy Advance. Et j'ai 4 Game Boy Advance, si on compte mon Game Boy Player. Ah, je me suis étouffé avec ma salive. J'espère ne pas mourir avant la fin du stream. Donc, il me manque plus que 3 amis pour tester les jeux GameCube qui nécessitaient à l'époque d'être riches, puisqu'ils demandaient un setup vachement compliqué pour jouer en multi. Vous dites quoi de la PS2 et de la GameCube? Le 1080i sur PS2, c'est surréaliste. Déjà un jeu 480p sur PS2, c'est rare. Mordeur, qui serait assez fou pour jouer à 4 avec toi? Bah justement, c'est bien tout le problème. Surtout à Crystal Chronicles. Mais
j'aimerais bien quand même tester Force Wars Adventure. Parce que dernièrement, j'ai eu l'occasion de tester Force Wars tout court de, vous savez, la version GBA sur A Link to the Past. Mais ça fait longtemps que j'ai trouvé ça sur la version GBA un peu basique, quoi. C'est de la coop, pas très brillante, je trouve, c'est un peu vieilli. Mais j'ai souvenir que la version GameCube est peut-être un petit peu plus poussée dans le level design. Donc on verra ça. Moi j'ai pas d'argent, du coup je joue en émulateur. Comment ça fonctionne l'émulation pour un jeu comme Force Wars Adventure? Et forcément qu'il y a des mods qui doivent fonctionner comme ça, mais... Ah, ça me rend curieux. Donc j'ai pris ce fameux câble et un jeu qui coûte assez cher dans sa version PAL. Je pense que c'est une soixantaine d'euros, 60-70 euros. Star Fox Assault, donc c'est pas Star Fox Adventure. Hein. C'est pas le remake du jeu qui à la base devait sortir sur Nintendo 64. C'est un jeu qui est plus orienté shoot et action. Qui a pas une très bonne réputation, mais ça reste un Star Fox. Ça reste Star Fox sur la GameCube. Et je l'ai eu à 1650 yens, donc c'est environ 10 euros. 10 euros, une belle boîte brillante. Je vous rappelle que les jeux GameCube sont dans une petite pochette cartonnée dans laquelle se trouve une boîte en plastique, toute petite, vu que les disques eux-mêmes étaient tout petits. For Japan only. Je nique le système, je le rapporte en France. Tu vas faire quoi, Nintendo? Oh, Nintendo. Ah bah c'est tout ce que j'avais sur la GameCube, mais sur Nintendo 64, un jeu que j'avais bien envie d'avoir, c'était justement Super Smash Bros. Parce que j'ai tous les épisodes sauf la version 64. Mais Super Smash Bros, en Europe, je crois, la cartouche seule vaut dans les 40-50 euros. Et pour l'usage que je vais en faire, j'avais pas trop la foi de payer cette somme. Surtout que si c'est pour y jouer en 50 Hz sur une console PAL, j'étais pas très chaud. Et donc là, l'idée m'est venue au Japon de me prendre une 64... De toute façon, vous l'avez déjà vu dans mon bilan de ma deuxième boutique du Japon, sur la chaîne Retro Day One. Je vous montrais déjà que j'avais acheté une Nintendo 64, mais j'avais prévu du coup de me prendre plusieurs jeux Nintendo 64. Et Super Smash Bros, bah, c'est un de ces jeux que j'avais envie de faire, ne serait-ce que pour pouvoir y jouer en 60 Hz sur le hardware original. Et là, je l'ai eu à 1980 yens, donc on va dire 2000 yens. 2000 yens, ce qui équivaut à 13 euros. 13 euros complet en boîte, et regardez-moi cette boîte. Parfait état. Trop stylé. En parfait état, il y a des endroits un petit peu enfoncés, quoi, mais c'est cool, quoi, d'avoir le jeu complet en boîte. Bon, par contre, vu que j'avais une main pour tenir la caméra, je galérais à tout sortir. Il y a la notice, il y a la jolie cartouche. Et alors, cette cartouche, tu la trouves en loose partout. Hein. Dans tous les book-off, dans tous les rayons 64, ce Smash Bros, il s'est tellement bien vendu que tu le trouves partout à quelques euros. Là, je vous ai dit, ça m'a coûté 13 euros de prendre la version complète en boîte. Mais si j'avais pris la version juste avec la cartouche, ça m'aurait coûté moins de 5 euros. Parce que c'est un jeu très répandu. Et c'est ouf de se dire qu'un jeu pareil, qui s'est très bien vendu, 5 euros au Japon, alors que c'est 50 en Europe. Pour une version moins bien. Et c'était mon seul jeu 64 de la boutique. On passe du coup, toujours sur des consoles à cartouche, avec la Super Nintendo. Ou devrais-je dire la Super Famicom. Avec un Super Game Boy à 2 euros. J'ai déjà un Super Game Boy PAL, mais je pense pas que le Super Game Boy PAL fonctionne sur une version Jap. J'ai un doute. Bon, dans le doute, justement, je l'ai acheté pour pouvoir jouer à mes cartouches. J'ai pris... Alors, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Kirby Super Deluxe. Je crois que c'est celui avec les différents modes de jeu, là. Il a un autre nom en version européenne. Là, il était à 990 yens. J'ai déjà fait le calcul tout à l'heure. 6,60 €. Et puis ça se joue bien, même sans trop comprendre le japonais, quoi. Donc pour 6 €,
on va pas se gêner. Et figurez-vous que c'est dans cette boutique. Je pensais pas l'acheter parce que j'ai déjà une Super Nintendo switchée par FF6Man en personne. Mais quand j'ai vu le rayon Super Famicom avec plein de consoles pour pas trop cher, je me suis laissé tenter, je me suis dit bon, franchement si la mienne a un problème, c'est bien d'en avoir une de rechange, et en Europe ça coûte dans les 100 € une Super Nintendo. Donc prenons-nous une Super Famicom. Alors il y en avait plusieurs des Super Famicom, et aucune n'était vendue avec un câble d'Alim. Aucune n'avait justement l'adaptateur secteur. Et quand j'ai demandé au vendeur pourquoi il n'y avait pas l'adaptateur secteur, il m'a dit que déjà à l'époque c'était vendu sans Alim. Donc je me dis quoi ? Dans la boîte il n'y avait pas l'Alim ? Je trouve ça étrange. Est-ce que c'était comme les 3DS XL, vous savez, qui étaient vendus sans chargeur à l'époque, il fallait acheter le chargeur séparément. Alors je peux pas vérifier cette info, c'est juste le vendeur qui m'a dit ça, mais il semblerait que l'Alim de la Super Famicom se vendait séparément. Et en plus, il en vendait pas dans la boutique, donc... Après, j'ai vu que sur Internet, en Europe... Donc ouais, moi, c'est absolument pas validé, hein, les infos que j'ai, j'y connais rien du tout. Si quelqu'un connaît l'info, il peut le donner dans le chat. Je m'avance sur rien, je veux pas propager de la fake news. Mais par contre, j'ai vu que sur eBay, tu pouvais acheter un adaptateur secteur... pas officiel, mais qui marche sur une prise de courant européenne et qui se branche sur une Super Famicom japonaise. Donc et c'était genre une dizaine d'euros, donc je pense que je ferai ça quand j'aurai envie d'y jouer. Et j'ai pris celle-là parce que c'était une des rares qui était avec 2 manettes, qui était en bon état, qui était pas jaunie, qui fonctionnait nickel. Elle était vendue telle quelle. Donc je l'ai acheté pour 3960 yens. Ce qui nous fait 26 €. Trouvez-moi une Super Nintendo à 26 € avec 2 manettes en parfait état. Mais sans adaptateur secteur malheureusement. Mais donc c'est mignon, hein. Je suis plutôt content de mon achat, surtout que vous avez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai acheté la masse de cartouches Super Famicom. Je vais pouvoir m'éclater dessus. Ah, et là on passe sur la WonderSwan Color. À ce stade, j'ai toujours pas acheté de WonderSwan Color, mais j'ai acheté des jeux en prévision de si je trouvais la console plus tard. Je crois que dans ma vidéo compte rendu précédente, j'avais chopé Final Fantasy 2, et là j'ai vu Final Fantasy 1 à 2 € en loose. Bon bah je l'ai pris, hein. Tant qu'à faire. C'est pas le genre de cartouche qu'on croise partout, encore moins en Europe, mais donc là bah je me suis fait plaisir. Là, j'ai pris un jeu que j'aime bien. Je vous disais tout à l'heure que le meilleur Dragon Quest c'était le 11, mais moi je parlais surtout de la version PS4 ou Switch, et donc c'est marrant que sur 3DS, il ait eu, en même temps que la version PS4, un D-Make. Mais en soi ça reste le même jeu, c'est juste qu'il est moins beau, que les environnements sont plus petits. Mais le gros truc rigolo de cette version, c'est que tu pouvais jouer soit en 2D, soit en 3D. Et donc la version 2D de ce Dragon Quest, c'est la même que tu as sur la version Switch. Sauf que sur Switch, tu choisis est-ce que tu prends le mode 2D ou le mode 3D. Et ce qui est trop bien dans la version 3DS, c'est que le premier chapitre se joue avec les deux. Donc sur l'écran du haut, t'as les polygones, et sur l'écran du bas, t'as le mode 2D, et les deux avancent de manière synchronisée. Quand tu utilises le stick analogique, ça fait avancer ton ça met le focus sur la version polygone, et quand tu utilises la croix, ça met le focus sur la version sprite 2D. Donc c'est rien que pour le premier chapitre, même si tu comprends rien au japonais. De toute façon, moi qui connais déjà bien le début de Dragon Quest 11, j'ai pu avancer sans souci. Mais cette version 3DS, je trouve que c'est un petit bijou d'inventivité qui allie 2D et 3D. Enfin, quand je dis 3D, c'est polygone, hein, parce qu'en soi, il n'y a pas de 3D relief dans ce jeu. Mais donc, vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup, très content d'avoir cette version 3DS. Ah, et dans le bac, avec plein de merdouilles, tu fais le tri, hein. Et ben j'ai trouvé un Circle Pad pour la première 3DS. Alors j'avais un Circle Pad Pro pour la 3DS XL, mais pas pour la première 3DS.
Et là, ça coûtait moins d'1 €. Donc je l'ai pris. Et regardez, il y a écrit en français: attachez la dragonne à la console Nintendo 3DS et portez-la lorsque vous utilisez cet accessoire. Donc je sais pas si c'est un modèle universel qu'il y avait pour toutes les régions ou si c'est un Européen qui l'a revendu ici, mais je pense que non. Même sur la version japonaise, il doit y avoir le truc écrit en français. Et donc ça va me permettre de tester pour la première fois en fait le Circle Pad sur une 3DS qui n'est pas XL. Et vu que la première 3DS est assez fine, et bah ça rajoute un peu de volume, ça permet d'avoir peut-être une meilleure ergonomie. J'ai chopé ma Super Famicom pour 60 € avec 2 jeux. Cool. Tu devais utiliser l'alimentation de ta Famicom. Je confirme l'info. Ah, chouette. Ouais, c'est ça, la Famicom était tellement bien vendue que ouais, tu pouvais réutiliser la même alim. Et d'ailleurs, même je crois en Europe, à revérifier, mais j'ai l'impression que le câble d'alim de la NES et de la Super Nintendo, c'est le même. Parce qu'à un moment, je cherchais dans mes câbles, et j'avais l'impression d'avoir 2 blocs alim qui étaient le même, avec l'embout un peu bleu. Et j'étais, mais attends, c'est la SNES ou la NES? Et je savais pas trop, j'arrivais pas à les distinguer, il y avait les mêmes chiffres sur les deux. J'en ai mis un au hasard, ça a marché sur la console, donc je crois que ça doit être les mêmes. On passe au jeu Switch, vu que c'est ma console du moment. Et j'ai pris... ça, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo Switch dédiée que j'avais faite sur ma chaîne RM. J'ai pris Toy-Con 3, parce qu'il était à 2 €. Et je me suis dit, bah... au moins, j'aurai les tutos, j'aurai quelques mini-jeux, et puis... il y a un éditeur de jeux dans les Nintendo Labo. Et je me suis dit, ça fait un boîtier de remplacement pour la Switch. Bref, 2 €. C'est rare que tu vois un jeu Switch à ce prix-là. C'est compréhensible vu qu'il n'y avait même pas le carton vendu avec. Et puis, à ce que je vois, ça se voit pas que c'est une version Jap, non? Ah si, à l'intérieur peut-être. Ouais, il y a écrit Jap. Mais par contre, le jeu est en français hein, quand tu le mets... quand tu le mets dans ta console. Undertale, qui n'a pas eu de version physique en Europe, il me semble. Donc Undertale 3960. Donc exactement le même prix que ma Super Famicom. C'est marrant, hein? Donc 26 €. Et le jeu est en anglais. Mais Undertale, tellement un bon jeu, ça fait plaisir de l'avoir enfin en physique. Même si je l'ai déjà fait pas mal de fois, donc c'est pas sur Switch que je le referai tout de suite, mais au moins je l'ai pour plus tard. Et le fameux Devil May Cry dont je vous parlais tout à l'heure, triple pack, sauf qu'en fait t'as un code de téléchargement pour le 2 et le 3. Donc en l'état, en plus il y a écrit que, vous voyez en bas il y a la date, le code n'était valable que de 2020 à 2022, donc t'avais que 2 ans pour rentrer le code. Donc même si le code n'avait pas été utilisé, il n'aurait pas fonctionné. Donc en fait, quand tu achètes le triple pack d'occasion, t'as que Devil May Cry 1. Mais ça reste un jeu qui n'est jamais sorti en physique en Europe sur Switch. Donc ça, c'est une exclue Switch physique au Japon. Et moi, je cherchais justement ces jeux Switch qui n'étaient sortis qu'au Japon et qui étaient pourtant jouables dans notre langue. Dans la langue de Gérard Depardieu. Donc Devil May Cry est jouable en français pour 2500 yens, ce qui nous fait 16 €. Ah, c'est pas donné, mais pour une exclusivité japonaise, ça fait plaisir. Bien sûr, une boutique, je peux pas la quitter sans son lot de jeux PS Vita. Et là, j'en ai acheté plein. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne RM où je vous montrais mes achats Switch en détail. Tapez RM, PS Vita sur YouTube, vous allez tout voir. Je suis rentré un peu déjà plus dans le détail de tout ça, mais donc FF10 et FF10-2 pour rappel. Chez nous aussi c'était sorti, mais il n'y avait que FF10 sur la cartouche et le FF10-2, il fallait utiliser un code à usage unique. L'avantage de la version Vita japonaise, c'est qu'il y avait les 2 boîtes, donc les 2 cartouches dans un double pack. Et en fait la version Asie est en anglais ou français, je sais plus. Et je pensais que c'était le cas de cette version-là aussi, mais en fait non, la version japonaise n'est que en japonais, donc en fait j'ai acheté ça un peu pour rien. Ça m'a coûté 2000 yens quand même cette affaire.
Bon, 2000 ça fait peur comme ça, mais ça fait 13 €. Mais bon, 13 € pour au final un jeu que je peux pas comprendre. Je le revendrai un jour. Parce que la boîte est quand même plutôt cool. Persona 4 Dancing, pareil, je comprends rien, mais ça reste un chouette jeu de rythme dans l'univers de Persona. Il est sorti chez nous en Europe, mais pas à 3 €. Donc on est quand même content. Persona 5 Dancing, pareil, sauf qu'il n'est pas sorti chez nous en Europe en physique, que en démat. Lui par contre, 1200 yens, ce qui nous fait 8 €. Ensuite j'ai pris, ah oui, ce fameux jeu japonais où tu dragues une meuf, une exclu Jap, hein. J'utilisais l'appareil photo pour traduire le texte. Un jeu de drague, mais un peu nul, mais en mode online, trop chelou le concept. Je comprenais rien. Et je comprenais même pas le titre du jeu. Alors ceux qui ont vu ma vidéo verront ce que c'est le titre, mais pour vous, c'est... Vous comprenez cette police? Pour vous, c'est quoi le titre du jeu, là, à l'écran? Je suis curieux d'avoir votre avis. Non, c'est pas un RPG. Oh, à moins qu'un mode RPG se déverrouille après les 2 premières heures de jeu, mais ouais, Ciel no Surge. Mais moi, au début, j'arrivais pas à le lire, je pensais que c'était écrit Ciel Rogourgo. Mais bon, de toute façon, je vous le conseille pas, c'est de la merde. Je l'ai juste acheté parce qu'il coûtait 2 €. Ah, Digimon Cyber Sleuth. 2 € aussi. Ça, voilà. Les jeux Vita à 2 €, je réfléchissais pas, mais en fait, c'est un jeu qui est sorti en Europe, qui a été traduit, il me semble. Je pense que l'expert Digimon dans le chat nous le confirmera, mais... Donc en soi, il y a d'autres façons d'y jouer que cette version japonaise. Un jeu de rythme, donc ça va, même si c'est en japonais, tu peux quand même y jouer. 2 € aussi. Sa suite, F2. Ah, lui, c'est pas 2 €, c'était 3,50 €. J'ai fait casser le PEL pour lui. Là, j'ai pris 3 jeux Sword Art Online. 2 € chacun. Je crois que c'est sorti chez nous. Hein. Peut-être pas en physique sur Vita, j'ai un doute. En tout cas, sur PS4, je crois que c'est sûr que c'est sorti en physique chez nous. Ils sont sortis chacun à 1 an d'écart. J'ai jamais testé les Sword Art Online. Mais au début, j'ai pas compris que c'était des jeux Sword Art Online. Je me suis dit, bon, allez, un jeu manga à 2 €, je prends. Je réfléchis pas trop. Et c'est après que j'ai vu que c'était 3 jeux de la même série. J'étais, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre les 3. Mais comme je vous ai dit, dans ces boutiques-là, t'as pas le temps de tout lire. Il y a beaucoup trop de jeux. Vous vous rendez compte, là, tous les jeux que je vous ai montrés déjà, tout ça, c'était une seule boutique. Et puis, voilà, t'es pas au Japon pour toute ta vie, donc... tu fais pas que des boutiques, il y a aussi du tourisme, donc t'enchaînes, quoi. Et là, j'ai pris I Am Setsuna. 990 yens. Donc 6 €. Un des jeux, le premier RPG de la Switch, hein, on rappelle. Donc j'étais content de voir qu'il était aussi sur Vita. C'est pas un jeu que j'aime beaucoup, mais bah, ça me rappelle l'époque du début de vie de la Switch. Sauf que la version Switch de I Am Setsuna est en français sur Switch. La version Jap, qui n'est sortie que au Japon, est en français si tu le mets sur la Switch française, quoi. Mais par contre, la version Vita de I Am Setsuna n'est pas en français. Ouais, j'aurais dû dormir il y a 1 heure. Bah ça va, je vais pouvoir te libérer maintenant. Et tous vous libérer. Et me libérer également. Puisque je vous ai montré tous mes achats de la 5e boutique au Japon. Et j'ai déjà hâte de vous montrer la 6e. Voici ma 6e boutique au Japon, où j'ai acheté un jeu Super Nintendo, Sho Makaimura. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait. Puisque, si je me trompe pas, c'est Super Ghouls and Ghosts. Et ça, c'est un jeu, typiquement, tu l'achètes au Japon. Rien ne t'empêche d'y jouer dans de bonnes conditions. Oui, Super Famicom, pardon.
Rien ne t'empêche d'y jouer même si tu ne comprends pas la langue. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu... je me suis pas trompé d'exemplaire. Non mais 91 ça doit être ça. Hein. Super Ghouls and Ghosts. Je crois qu'il doit coûter dans une trentaine de balles en version PAL. Et là je l'ai payé combien au Japon? 1650 yens. On divise par 150. Et ça fait... environ 10 balles. J'ai acheté une Super Famicom là-bas. Donc je me chope des cartouches quand j'en croise. Et c'est tout ce que j'ai trouvé sur Super Famicom sur cette boutique. Ensuite je suis passé sur un Nintendo 64 que je me suis aussi procuré là-bas. Kirby 64. Car comme vous le savez, je n'aime pas du tout les Kirby. Mais dites-moi si je me trompe, je crois que Kirby 64, c'est un des rares jeux 64 qui se joue avec un gameplay 2D. Bon non, il y en a quand même certains, mais c'est surtout un des rares jeux 64 qui se joue avec la croix de la Nintendo 64. Et moi je me souviens quand j'ai eu la 64, je trouvais ça trop rigolo la manette trident, et je trouvais ça trop con que aucun jeu ne me permettait de la tenir de manière normale. J'avais toujours ma main sur le stick, et je crois que celui-là tu peux te servir de la croix. Il y en a quelques-uns en 2D et très rarement à la croix. Ouais. Oui, ça se joue à la croix. Ouais, très bien. Parce que vraiment, la manette 64, elle a une super croix. Hein. C'est juste qu'elle est jamais exploitée, mais elle a une grosse taille. C'est... Voilà. Je m'en fous. Je sais pas combien il vaut en France. Je sais pas si vous pouvez faire la recherche, mais... Au Japon, il valait 528 yens. Donc, je m'en fous de ce jeu. Si ce n'est que pour tester la croix. Mais en gros, il m'est revenu à 3,50€. Je pense pas qu'en version PAL, je l'aurais eu à ce prix-là. Donc j'ai pas réfléchi. Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, moins de 5€, je l'ai pas, je réfléchis pas. Nintendo 64 cassette. Ah. Ouais, là c'est pas des grosses collections par machine. Hein. En France, c'est facile 50€, je crois, pour le Kirby. Ah ouais, ça va monter de prix comme ça, les jeux 64. Et bon, Kirby, je pense que même en japonais, je devrais pas avoir de soucis à comprendre. Clockwork Knight. Ah, mais ça, c'est le 2. Parce que c'est un jeu qui a été coupé en deux, je crois. Clockwork Knight. En fait, ça devait être le même jeu, et puis finalement, ils l'ont coupé en deux. Peut-être pour que ça matche avec le lancement de la Saturn au Japon. C'est le platformer 2,5D de Sega. C'est marrant à l'époque, Sega, il faisait plein de nouvelles licences à chaque fois qu'il faisait une nouvelle console. Il tentait plein de licences, plein d'univers différents. C'est le problème de Sega, c'est qu'ils essayaient de réinventer la roue à chaque fois. Nintendo, ils avaient bien compris qu'il fallait toujours exploiter leurs anciennes licences. Sega, ils tentaient des trucs, et parfois ça a permis de découvrir des univers absolument fantastiques. Et parfois ça a donné Clockwork Knight avec un héros aux antipodes du charisme. C'est pas une grande série de Sega, mais ça reste un bon petit platformer sympathique qui m'a coûté combien lui? 7€. 6-7€. De toute façon, au Japon, je m'étais donné la mission de choper un maximum de jeux Saturn. De toute façon, la Saturn et la Vita, c'est les trucs que je cherchais en priorité dans ce pays. Et là, regardez, trop marrant. Je pense en plus, on le voit un peu à la caméra, avec le mouvement. Merde, j'ai fait bugger le player. Ah non, c'est bon. J'ai pris Lance Greaser 3. Et la jaquette... elle bouge avec du relief, regardez. Oh que c'est beau. Ah ça rend bien hein. Ah, comme les magnettes parfois qu'on a sur le frigo qui bougent. J'aime bien parce que ça tu peux voir la sensation de profondeur un peu dans ce genre d'effet. Là où tu montres un écran de Nintendo 3DS, si tu filmes ça à la caméra, tu vois pas du tout la profondeur. Mais c'est histoire d'avoir un RPG. Avec une jaquette rigolote.
Que je peux enlever, hein. Le côté 3D, je peux l'enlever, comme ça, il y a juste la notice et je peux avoir une jaquette normale. Mais à 3€, ça fait un jeu Saturn de plus dans la collection. Et là, on passe chez PlayStation. C'est un jeu que j'ai cherché dans toutes les boutiques et que j'ai pris du temps, mine de rien, avant de trouver. Parce que c'est Ridge Racer 1, un jeu de lancement de la première PlayStation, et que ça soit en Europe, tout à fait, Ridge Racer. Ah oui, Rayman 3 aussi avait une jaquette 3D, bah, je l'ai toujours en plus, la jaquette 3D de Rayman 3. Mais ouais, Ridge Racer 1, méga culte, le jeu emblématique du lancement de la PlayStation. Et dans toutes les régions, c'est le jeu qui est numéroté 00001, je crois. Vous le voyez en bas à droite de l'écran. Tout à fait. Et même ici, Namcot. Donc j'ai déjà le jeu dans sa version PAL, mais je le voulais aussi dans sa version Jap. C'est quand même beaucoup trop culte pour pas l'acheter. Et ça vaut rien, hein, c'était 2€. Mais voilà, j'ai le tout premier jeu PlayStation. Et ça c'est beau. À 2€. En bon état. On va l'ouvrir pour la peine. Et on enchaîne. Dino Crisis. Ça aussi je vais rien comprendre en Jap. Mais ça fait partie de ces jeux qui coûtent 2€. Et je me disais, bah, plutôt que de les tester sur émulateur où j'aurais la flemme, et bah, je sais pas, je teste sur le hardware original. Jamais testé Dino Crisis. Je vois ça plus comme une démo. Je vais voir comment ça tourne. Peut-être ça me donnera envie d'approfondir ensuite. Mais ouais, là on entre vraiment dans la catégorie des jeux où j'ai pas trop réfléchi. Et vous savez que je réfléchis pas beaucoup. Là j'ai un petit peu plus réfléchi que d'habitude pour Biohazard 2. Parce que j'ai pris la DualShock version. Vous le saviez peut-être pas, mais quand Resident Evil 2 est sorti, je crois que la DualShock n'existait pas. Et donc ensuite, Capcom, fidèle à eux-mêmes à sortir 50 éditions de leur jeu, ils ont sorti une version DualShock. Et j'ai trouvé ça drôle que ça soit la version DualShock. Donc je l'ai pris. Mais elle est plus chère du coup la version DualShock. Là je l'ai payé 990 yens. Ce qui nous fait, ma bonne dame, 6,50€. Donc c'est bien beau. Et en plus Resident Evil 2 en soi c'est un jeu que je connais déjà un peu. Donc je vais pouvoir kiffer les vibrations et au moins les quelques premières heures de jeu sans trop réfléchir. Tenchu 2. J'ai jamais testé Tenchu. Vous connaissez vous ça? C'est un peu culte, mais c'est quand même une licence qui appartient au passé. J'ai l'impression qu'on parlait de Tenchu quand Sekiro était sorti. C'est beau, hein? Jamais testé cette série. Mais j'ai l'impression que ça se joue un peu comme Resident Evil. En termes de positionnement de la caméra. Ou alors je confonds avec Onimusha. Non, je sais pas, on verra. On verra d'ici 2 ans quand j'aurai testé tous mes jeux. Tobal No. 1. Un jeu de baston fait par Squaresoft. Vous avez vu? Et le jeu est assez fluide, je crois. Hein. Je crois que j'avais vu ça, full 3D. Le jeu tourne vachement bien sur la première PlayStation. Mais je crois que s'il tourne bien, c'est parce qu'il n'a aucun polygone texturé. Je crois que tout est ultra lisse. Vous le voyez là au niveau des polygones. Genre ton polygone il a une couleur, c'est tout. Mais bon, c'est un peu culte. Un jeu de baston, ça s'achète bien au Japon. Puis Squaresoft quoi. Squaresoft, ouais, parfois sur PlayStation 1, ils tentaient d'autres trucs. Pas que des RPG, mais jeux de baston. Et même, il y a eu quoi? Vous savez, le shoot'em up qui est sorti sur PS1, là, qui commence par un E, qui a un nom un peu allemand, j'arrive pas à me rappeler. Einigen, je sais pas quoi. Attends, je vais taper. Squaresoft Shmup PS1. Einhander. Ouais, on dirait qu'à l'époque,
Squaresoft, ils testaient d'autres styles de jeux. Ah, Capcom versus SNK 2. Millionnaire Fighting 2001. Ouais, j'étais chaud de tester des jeux SNK, des portages Neo Geo sur la bonne vieille PS2. Il y a eu tellement de portages sur la PS2. Ah, je l'ai pas dit, Tenchu... En fait, que ça soit Dino Crisis, Ridge Racer, Tenchu 2 ou Tobal 01 m'ont tous coûté 297 yens. Ce qui fait moins de 2 euros. Et par contre, ce jeu PS2 m'a coûté 792 yens. Un jeu de baston assez bien réputé. Pour la maudite somme de 5 euros. Donc c'est bien, tu peux jouer les personnages de Street Fighter contre ceux de King of Fighter. Et c'est sur la PS2 qui est réputée pour avoir la meilleure croix du monde, comme chacun le sait. Ah, là on passe sur la GameCube. Et là je suis pas peu fier de cet achat. Puisque c'est une full exclusivité GameCube ce jeu vidéo, attention. Hein. C'est Kurukuru Kururin. Je crois que chez nous en Europe, il n'y a que le premier épisode de la Game Boy Advance qui est sorti sur Game Boy Advance. Mais là, c'est Kururin Splash, comme le dit Ace Bunny, de la GameCube, que j'avais testé sur ma Wii craquée il y a un moment. Et je trouve ça trop cool, parce que quand tu as joué à la version GBA, la version GBA qui est d'ailleurs dispo sur le Nintendo Switch Online, si ça vous intéresse, sauf que vu que t'as pas de déplacement analogique, en gros quand t'appuies sur A il va vite ou appuies sur B il va plus lentement. Pour un jeu où il faut être aussi précis, c'est un jeu d'adresse, hein, où tu dois faire passer ton petit bonhomme qui tourne dans des endroits très exigus, c'est super fun à jouer, je trouve ça vraiment très, très agréable, et d'autant plus agréable avec un joystick que tu peux bien doser comme le joystick de la Nintendo GameCube. Donc moi qui aime bien déjà Super Monkey Ball pour le super joystick de la GameCube, là, Kururin, ça fait plaisir aussi, et puis voir enfin les graphismes en 3D, bon c'est pas sur un jeu comme ça que la 3D est la plus importante. Et je vois qu'il y a une connectique GBA sur la jaquette. Je sais même pas à quoi ça sert, si tu pouvais brancher ta cartouche GBA pour avoir des bonus. Bon, en tout cas, lui, vu que c'est une exclue et que c'est un jeu arcade qui peut être compris par n'importe qui parce que le gameplay est trop bien, il est pas donné. Je crois que c'est le jeu le plus cher que j'ai acheté ce jour-là. Hein. Ouais, je l'ai payé presque 5000 yens, donc 4950 yens. Je vous fais le calcul. 4950 yens divisé par 150, ça fait 33 euros. Bon, ce qui est bien. Et puis les petites boîtes japonaises GameCube, c'est toujours un plaisir comme chacun le sait. Dans ce petit étui carton, qui est en bon état, dans lequel se cache une boîte plastique, avec le petit disque tout mignon, ainsi que la notice. On kiffe. Autre jeu GameCube, Beautiful Joe, par Capcom. Et ben Beautiful Joe, je sais même pas si j'ai déjà testé dans ma vie, j'ai peut-être... Je crois qu'à l'époque de ma Wii craquée, j'ai dû le tester peut-être une demi-heure. C'est un jeu dont j'ai très très peu de souvenirs. Je crois qu'il est pas donné. En tout cas dans sa version GameCube. Je crois que c'est ressorti sur PS2. Ouais, mais c'est une sorte de beat'em all, beat'em up, mais sur un plan 2D de mémoire. Donc c'est pas trop mon truc. Encore une fois dans une dynamique de tester. Comme vous allez le voir pour le jeu suivant, c'est des jeux, je sais que je les aurai jamais en version PAL. Comme Chibi Robot. Je crois que c'est un des jeux GameCube les plus chers qui soit, non? En version PAL. Et ben pour le peu que je vais y jouer, parce que j'ai pas l'impression que ça soit un grand jeu. Même si peut-être dans le chat des gens vont kiffer. Je sais pas à quel point je peux le kiffer si je parle pas la langue, mais au pire je pourrais traduire quelques textes avec mon téléphone. On va voir.
En tout cas, maintenant j'ai une édition physique de ce jeu, qui je crois doit coûter plusieurs centaines d'euros en version PAL. Alors que là, ça m'a coûté 6 euros. Donc on est content. Ah, un peu crado sur un côté de la jaquette. Mais bon, le côté coloré, ça va. Ah, on passe au jeu pour gentleman sur la PlayStation Vita. J'ai trouvé Senran Kagura Shinobi Versus, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube RM dans des vidéos Vita. Donc il y a du super gameplay si ça vous intéresse. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça rigolo, j'avais testé l'épisode 3DS, je m'étais dit allez, go tester la version Vita à 3,50€. Donc vous savez, cette grande série où il n'y a que des femmes qui se battent, et quand elles se prennent des dégâts, les vêtements se détruisent. L'autre jeu Vita que j'ai chopé pour 2€, un peu moins, c'est Dragon Quest Builders, qui est disponible en version PAL. Je crois pas qu'il coûte très cher en version PAL, mais je me suis fait un peu avoir. J'avais cru voir sur internet qu'il était en français dans sa version Jap, mais je crois que c'est que la version... Je sais plus exactement, mais je crois que c'est la version Asie qui est en version française ou anglaise. Mais la version Jap n'est que en japonais, donc ça me sert vraiment à rien. Faudrait que je le revende. Sauf que qui va m'acheter ça, sachant que la version PAL coûte déjà pas cher? Bon, ça me fait un cale-porte. Ouais, parfois on fait pas que des bonnes affaires. Pardon, 6€ au Japon, je vais aller prix PAL de la GameCube. Ouais. Sinon, celui... Ouais, c'est... Mais je trouve ça bien d'aller au Japon pour prendre conscience de l'absurdité de certains prix de chez nous. Après, est-ce que c'est vraiment absurde? Parce que on trouve ça absurde, mais sur un marché, un jeu peut bien se vendre. Ça se trouve, en France, un jeu ne s'est absolument pas vendu, donc c'est normal qu'il coûte ultra cher, alors qu'au Japon, le jeu a été un succès, donc c'est normal qu'il soit donné, hein. Comme tous les JRPG. Tous les JRPG au Japon, enfin, la grande majorité des JRPG, ils coûtent quasiment rien là-bas. Sinon, le deuxième Chibi Robo de la DS est très bien aussi. Le Chibi Robo de la DS, il est sorti chez nous en Europe? En plus, au Japon, Chibi Robot est ressorti sur Wii. Ouais. Pas en Europe, mais dans l'édition Nouvelle Façon de Jouer, le Chibi Robot GameCube est bien sorti sur Wii, au Japon. Tout comme Metroid Prime 1 et 2. Nous, en Europe, on a eu que la Metroid Prime Trilogy, mais eux, ils les ont eu séparément, les jeux. Mais j'ai pas acheté de jeu Wii au Japon, donc je vais pas pouvoir vous en montrer. Ah, et là on passe à la Switch. Ok, donc Chibi Robot DS est pas sorti chez nous, mais il est traduit en anglais par les fans, et c'est la suite du jeu GameCube. Ok. Un autre jeu sur lequel je me suis fait avoir, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles. J'ai payé 10€. Bon, ça va. Parce qu'il est pas sorti en physique chez nous sur Switch, ce jeu. Donc encore une fois, un portage GameCube. C'était le seul Final Fantasy de la GameCube, je crois. Mais l'intérêt de ce jeu, c'était le mode multijoueur. Vous le savez, avec un setup de dingo où fallait 4 ports, 4 câbles Link, GameCube, Game Boy Advance, 4 consoles, Game Boy Advance. Et là, tu jouais à la Wii U avant l'heure, avec chacun son petit écran. J'avais testé sur la GameCube, et sur la Switch, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Je m'étais mal renseigné, je pensais que le jeu était... Globalement, quand un jeu sort pas en physique chez nous, mais qui sort en physique sur Switch, au Japon, et que c'est une sortie mondiale, j'ai pris l'habitude que la version Switch est multilingue. Mais c'est pas le cas de ce Final Fantasy Crystal Chronicles. Donc même après avoir fait une mise à jour, j'étais là, ah non, bah merde, c'est en japonais. Donc je l'ai payé 10 balles, mais de mémoire, dès que j'ai vu ça, je l'ai mis sur Vinted, j'ai mis je crois 25 balles et il s'est vendu en 10 minutes. Donc au final, là je l'ai plus.
Mais j'ai récupéré ma thune et j'ai fait un heureux. Ou un malheureux peut-être qui s'attendait à ce que... Non, parce que j'ai bien précisé dans l'annonce que le truc était pas en français. Donc j'ai fait un heureux. Ne me remerciez pas. Je suis un acheteur au grand cœur. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette 6e boutique de jeux vidéo au Japon? À savoir le Book of Super Bazaar Matsudo de la Matsudo Station, qui était à Tokyo et qui m'a coûté 7 € d'aller-retour en métro? Eh ben oui. Je vais vous présenter mes achats dans ma 7e boutique au Japon. À commencer par cette merveilleuse PS Vita jaune, blanche devant, jaune derrière, force jaune, que je vous ai présenté déjà sur ma chaîne YouTube plus en détail. Donc on va pas trop revenir là-dessus. Là où je suis pas revenu par contre c'était quoi comme boutique? C'était à Tokyo, en périphérie, le Book of Super Bazaar de Makuhari. Ça m'a coûté 3,50 € aller plus retour. Donc 7 € aller-retour, 2 tickets de métro. Mais on commence à connaître avec les billets à Tokyo. Et j'ai dépensé 143 € là-bas dans cette boutique. Donc vous dites, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer? Donc 143 plus les 7 €. J'ai dépensé 150 € ce jour-là. C'est fou, hein. Mais vu que j'ai déjà une console, la PS Vita, vous avez compris que c'est ça qui a pris le plus de budget dans ma dépense du jour. Ça, c'était 1100 yens. Donc de mémoire, ça fait dans les 70 €. Et il y avait une carte mémoire 16 Go dedans. Donc une console en super état, trop jolie, PS Vita Slim, magnifique. C'est une console japonaise, mais on peut la mettre en français. Par contre, X et rond sont inversés. Mais ça, si tu la craques, tu peux l'inverser aussi. Donc un achat qui fait plaisir. Très joli, je trouve. On enchaîne avec la suite. Je la monte sous tous ses angles, parce que j'en suis très fier. Ah, vous avez eu un petit spoil en haut à gauche. Ah, Okami. Bah ça, j'avais trop envie de me le faire. Après ne pas avoir kiffé la version PS2, quelques années plus tard, je me suis dit, ah, il faut que je lui redonne une chance. Donc je l'avais pris sur PS4 en version HD, et au final, je l'ai laissé sous blister ultra longtemps. Une version Switch a eu le temps de sortir. Sauf que la version Switch n'est jamais sortie en physique chez nous, donc ça fait partie des quelques jeux Switch qu'il est bien cool de se procurer au Japon, puisque la cartouche est en français sur une console française. Ça m'a coûté 2500 yens. Donc ça fait quoi ça? 2500 yens. Je connais pas ma table de multiplication. D'ailleurs, c'est quoi le cours euro-yen en ce moment? Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Comme ça va ancrer cette vidéo dans le temps. En mars 2024, 1 € équivaut environ à 162 yens. Mais bon, moi je vais diviser par 150 parce que c'était le prix à l'époque où j'ai acheté, l'an dernier. 25,30 divisé par 150. Ouais, 17 € le Okami HD sur la Switch. Et au final, c'est un jeu que je kiffe plus aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, je vois ses qualités. À l'époque, j'avais plus de mal. Final Fantasy IV. Trop content de l'avoir trouvé, ça. Parce qu'il s'est bien vendu, donc tu le trouves un peu partout. Mais souvent, l'étiquette est dégueulasse, bien jaunie. Je sais pas ce qu'il y a avec... Dans tous les book-off, tu le croises avec... les jeux qui sont sortis assez tôt dans la vie de la Super Famicom. Genre... F-Zero, Mario World, parfois la cartouche est dégueulasse, même au Japon. Enfin, en tout cas dans les Book of Super Bazaar avec les cartouches en vrac dans des boîtes en plastique. Donc là, j'étais content de trouver un exemplaire plutôt propre. Vous voyez l'étiquette? Elle est jolie, hein? Et puis en plus, j'ai fait une rétrospective Final Fantasy sur ma chaîne YouTube RM, là, il y a pas très longtemps. Donc je me suis replongé dedans. Et c'est vrai que Final Fantasy IV, c'est le premier de la série qui pour moi est vraiment marquant. Et représente ce que je kiffe dans cette série. Donc content de l'avoir en physique,
même si je vais rien comprendre à ce jeu vidéo. Mais rien que pour voir les graphismes de l'époque. Je connais un peu la progression, donc je pourrais quand même y jouer 1 heure ou 2. Même si je comprends que dalle. J'ai encore des souvenirs du scénar. Un autre jeu Super Famicom. Ah oui, et combien ça coûtait? FF4, ça coûte même pas 2 €. Puyo Tsu Remix. Ça, c'était 528 yens, donc ça fait 3,50 €, 3 €. Au début, je me suis acheté Puyo Tsu, donc le 2 là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait la même cartouche, mais avec écrit Remix dessus. Ça, j'ai pas trop compris. Donc je l'ai pas encore lancé, je sais pas ce que le remix apporte de plus, mais en tout cas la version remix était légèrement plus chère. Je vous ai dit 3,50 € alors que la version pas remix était peut-être à 2 €. Je me suis dit, bon bah on va voir. La version Game of the Year peut-être. Je sais pas pourquoi ils font autant de versions de Puyo, mais c'est un des meilleurs puzzle games, donc on va pas se priver. Et puis Puyo surtout connu sur la Mega Drive, je trouve que c'est plus culte sur Mega Drive que sur Super Famicom, mais bon. Ah, grosse sortie ça, Contra 3, qui coûte une fortune je crois en version PAL. Mais là je l'ai payé 10 €. Donc c'est quand même plus cher que les autres jeux Super Famicom que j'ai trouvé, mais c'est un jeu qui a un super game feel, qui bouge bien, qui est fluide, qui est beau, qui est dur. Moi j'ai un peu de mal avec ça. Mais très, très bon jeu quand même de Konami. Chez nous, il est sorti en Europe. Bon, en 50 Hz. Je crois que ça s'appelait Probotector. Il n'y avait pas la licence Contra. Ah, Wave Race 64. Et c'est pas n'importe quel Wave Race. Donc on passe à la génération suivante. Toujours format cartouche. Mais on quitte la Super Famicom pour la Nintendo 64. Wave Race, je l'ai payé 2 €. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que je l'ai vu plein de fois, Wave Race 64, c'est un jeu extrêmement vendu sur la console, il vaut rien, mais par contre, vous voyez, sous le nom Kawasaki Jet Ski, il y a un rectangle avec un truc blanc cassé, et de chaque côté du texte, il y a comme des modules de vibration. C'est, vous savez, les premiers jeux de la première vague de jeux Nintendo 64 n'avaient pas la compatibilité Rumble Pack. Et donc il y a certains jeux qui, seulement au Japon, pas chez nous en France, mais seulement au Japon, sont ressortis dans une version avec le Rumble Pack ajouté. Donc j'ai trouvé ça cool d'avoir cette version exclusive au Japon au final. Donc même si j'ai déjà le jeu en PAL, rien que pour ce petit twist, je me suis pris ce Wave Race 64 version Rumble Pack. Et puis à 2 €, comment ne pas craquer? Vu que c'est un bon jeu de la console. F-Zero X par contre, c'est un jeu que je n'ai jamais acheté. Je l'ai toujours fait sur la console virtuelle de la Wii. Et pourtant c'est un des rares jeux 60 FPS de la 64, donc c'est un jeu qui bouge bien, il est beau, il a un bon gameplay aussi. Non, il est chouette. Et là, vu que je me suis acheté la console, je peux vraiment y jouer en 60 FPS et pas en 50, comme si je l'avais acheté sur en version PAL. Donc lui, il était à combien? F-Zero X, un peu plus cher, 3 €. Voilà, tout ça pour dire que c'est quand même assez fou de pouvoir choper des jeux de cette qualité pour si peu cher. Et là, vous avez vu, on est sur Wave Race, sur F-Zero, c'est des trucs, j'ai pas besoin de parler la langue japonaise pour kiffer. UMSD1 qui dit ouais, et Wave Race c'est mieux en 60 Hz. Bah, c'est vrai qu'il y a une petite lourdeur un peu dans la version 50 Hz. J'ai pas testé la version 60, donc on va voir si en termes de game feel c'est mieux. Mais ouais, content de mes trouvailles 64. Vraiment, ça fait plaisir. C'est des jeux en soi, tu peux toujours choper un émulateur et jouer gratuitement. Mais dans le cadre d'un voyage, tu t'achètes une nouvelle console, t'as l'excitation d'avoir le petit hardware, et après tu te balades dans les book-off, tu chopes une petite cartouche par-ci, par-là.
Chaque fois tu dépenses 2-3 euros pour des jeux ultra cultes, mais ça fait plaisir. Tu redécouvres un peu une ludothèque que tu pensais déjà bien connaître. Et moi j'ai kiffé me reprendre des jeux 64 et Super Famicom quand j'étais au Japon. J'ai acheté quoi ensuite? Ah, Mario Kart 64. Alors ça, il va un peu moins me hyper parce que je crois qu'il a rien de spécial. Enfin, cette version n'a rien de spécial par rapport à celle que nous on a eue. Si ce n'est du coup que c'est un petit peu plus fluide, vu qu'on est sur du 60 Hz. Mais de base, Mario Kart 64, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Mais je voulais lui donner une seconde chance. Ah bah oui, c'est vrai. Je me souviens pourquoi je l'ai pris en fait. Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo un jour sur les Mario Kart. Et bon, à 2 euros, je me suis dit, la cartouche est en bon état, on va la prendre. Ah, Biohazard 2. Ça, c'est un jeu, je trouve, c'est une prouesse qu'il ait pu sortir sur un support non CD. Sur PS1, jeu extrêmement culte. Et le portage Nintendo 64 avec des cinématiques en images de synthèse, mais sur une cartouche, c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est un jeu qui coûte une fortune hein, sur sa version Nintendo 64. Même dans sa version GameCube, je crois qu'il coûte super cher. Mais donc l'idée d'avoir ce jeu en format cartouche m'obsédait. Je trouvais ça trop cool. Donc j'ai cédé. Je l'ai vu en version Jap. En soi, je sais un peu progresser dans le début du jeu quand même. Donc c'est... Il y a quand même la barrière de la langue, mais je vais quand même pouvoir un peu voir comment ça tourne sur la console originale. Voilà, ça me faisait kiffer de l'avoir. Et ça m'a coûté 2000 yens. Ce qui nous fait 13 euros. C'est-à-dire 10 fois moins que la version PAL. Je pense. De mémoire. Hein. Ne prenez pas mes estimations de prix pour une vérité universelle. Déjà la dernière fois je me suis gouré. J'ai dit que Dragon Quest Builders sur PS Vita il était sorti en Europe alors que pas du tout. La version Asie elle coûte super cher. Et la version Jap beaucoup moins, mais par contre la version Jap est qu'en Jap, et la version Asie en anglais. Donc non, Dragon Quest Builders n'était jamais sorti en Europe, contrairement à ce que j'ai pu dire dans mon compte rendu de la 6ème boutique. Sega Rally 2006. J'ai appris son existence hyper tard. Pourtant je suis un gros fan de Sega Rally. Sur Saturn j'ai trop kiffé. Sur Dreamcast un peu moins. Mais l'épisode HD, que ça soit... sur Xbox 360, PS3 ou la version non HD sur la PSP, c'est vraiment des jeux que j'aime bien. Et je savais pas qu'il y avait un Sega Rally 2006. Enfin, quelques mois avant de partir, j'ai appris l'existence de ce jeu. Je me suis dit, oh, ça, si je le trouve au Japon, il faut que je le prenne. Donc c'est un jeu exclusif PS2 qui est sorti avant le reboot de la série sur console HD. Mais ouais, comme quoi, Sega, ils ont sorti des jeux de course cultes en 2006. Je pense à Outrun 2 Coast to Coast, qui était sorti en 2006 aussi. Je crois, de mémoire. Sega Rally 2006. Donc celui-là, je l'ai toujours pas testé. Bien hâte de voir comment ça se joue. Et de le comparer au Sega Rally 2 de la Dreamcast, qui lui m'avait beaucoup moins plu. Lui m'a coûté 1210 yens, donc ça fait genre 8 euros. Ouais, 8 euros. C'est pas mal. Sur internet, il est bien plus cher. Hein. Et lui, il est sorti qu'au Japon, comme je vous l'ai dit. This is next Sega Rally. Alors je crois qu'il était vendu en bundle. Parce qu'après, je l'ai vu plus tard plus cher dans une autre boutique qui n'était pas un book-off. Je sais pas s'il était vendu que seul ou seulement en bundle avec une boîte cartonnée plus épaisse. De mémoire, je dis peut-être des conneries, je me demande si ça incluait pas genre le remake du premier ou la version arcade du premier. Enfin pas remake mais genre un portage du premier. Donc là j'ai pas le truc complet mais moi je m'en fous d'avoir le premier, ce que je veux c'est vraiment avoir cet épisode 2006. UMSD1 qui reparle des jeux 64. Aucun jeu Nintendo ne sont optimisés pour le PAL sur N64, c'est chiant.
Ouais, donc c'est bien curieux de voir ces jeux tourner sur ma 64 pales. Et comment terminer cette vidéo en beauté avec le micro GameCube. Il y a un bouton, t'appuies. Alors, je sais pas combien de jeux utilisent ce micro sur GameCube. Moi, je l'ai jamais eu ce truc à l'époque. Je crois que Mario Party, tu peux y jouer avec. Enfin, à partir du 6 ou du 7, je sais plus trop. Et il y avait un jeu de... Odama ou un truc comme ça, je sais plus. Ou genre tu bouges des troupes. Et je crois que tu pouvais te servir du micro. Autant je trouve que j'ai de bonnes connaissances sur le catalogue de la GameCube, autant les jeux qui jouent avec le micro sur la GameCube, j'ai des grosses lacunes, j'y connais rien du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut le micro aujourd'hui en version PAL, mais j'ai trouvé ce micro dans une boîte plastique avec plein de merdouilles dans le book-off, dans ce même book-off, hein, tout ça c'était dans la même boutique. Hein. C'est ça qui est ouf au Japon. Et donc ce micro, je l'ai eu à 110 yens, donc ce qui nous fait genre 70 centimes. Je me suis dit, au cas où, un jour j'ai un jeu compatible. 70 centimes. C'est même pas les frais de port si je veux l'acheter sur internet. Et je trouvais ça cool que ça se mette comme une manette dans le port manette. Je l'avais jamais vu en fait. Et ben, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette 7ème boutique qui, je le rappelle, était le Book of Makuhari à Tokyo. Salut à tous, on va enchaîner avec la 8ème boutique que j'ai faite au Japon. C'est la première fois que je vais vous présenter des achats que j'ai faits à Akihabara. Donc pas dans les book-off, j'ai fait des infidélités au book-off. Et ben faut savoir que, je vous ai montré plein d'achats dans ces boutiques d'occasion que je chéris tant, mais régulièrement je retournais à Akihabara parce que ça reste quand même un super coin très touristique où il y a énormément d'objets geeks en tout genre, pour les fans de manga, de figurines et de jeux rétro, mais il y a beaucoup plus de choix, hein, mais forcément tout est beaucoup plus cher, et donc je faisais pas en priorité mes achats là-bas, je préférais faire un maximum de book-off, je vous l'ai déjà dit 40 fois, hein, mais globalement, c'est bien d'être dans la répétition pour que le message passe, mais si vous allez au Japon, faut d'abord faire les boutiques d'occasion, comme les book-off, les trucs pas spécialisés, t'as plus de chances de choper par hasard des trucs, et à la fin dans ta liste de jeux qui te restaient à acheter du Japon, et tu complètes en allant à Akihabara. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 boutiques où j'ai pas acheté grand chose parce qu'encore une fois, les prix sont bien plus élevés, mais si je les ai achetés, c'est précisément parce que je ne les ai pas trouvés ailleurs. Typiquement, à Akihabara, un Super Game Boy 2. C'est beau ça quand même, non? Qu'est-ce que c'est que le Super Game Boy 2? C'est un Super Game Boy qui se planche sur la Super Nintendo pour lire les jeux Game Boy. Mais là, c'est le 2, et il est sorti qu'au Japon le 2, c'est pour ça que je voulais me le prendre. Enfin, à la base, je voulais pas me le prendre, mais au Japon, parfois, tu te rappelles de certaines curiosités, tu les vois comme ça dans les rayons, et t'es « Ah putain, c'est vrai, ce truc existe. Ouais, c'est pas si cher. Bon, allez, je me le prends. » Super Game Boy 2, ça m'avait coûté 4000 yens. Ouais, ça fait genre 26 €. Bon, c'est pas donné, hein, surtout qu'un Super Game Boy 1, c'est bien moins cher que ça. Mais lui, il lit les cartouches Game Boy Advance. Non, pas du tout. Un Super Game Boy 2, c'est comme le Super Game Boy 1, sauf qu'il est transparent. Et j'ai cru comprendre quand même que il y avait un bug sur le Super Game Boy 1 qui faisait tourner les jeux pas à la bonne vitesse. Alors c'est quasiment imperceptible, hein, mais si tu fais du speedrun, là vraiment tu vois la diff. Je ne fais pas de speedrun, mais éventuellement si je vais en faire un jour. Et surtout, donc ouais là c'est enfin calé sur la bonne vitesse de la vraie Game Boy. Et l'autre nouveauté, c'est que t'as un port pour le câble Link, donc tu peux faire des échanges, disons sur Pokémon ou faire des parties de Tetris en multijoueur. Oh joli, contrairement à l'idée reçue qui dit que ça lit les jeux Game Boy Color. Bah oui, vu que à l'époque de la Game Boy Color, les cartouches étaient transparentes, la Game Boy Color, il y avait un modèle transparent, c'était la mode du transparent, donc t'as un Super Game Boy 2 qui sort et qui est transparent, tu dis bah ouais, il va lire les cartouches Game Boy Color, mais que nenni. Mais il est beau. Ah oui, il y a le fameux port là que je montre. Regardez-moi ce trou de port. C'est beau, c'est plus cher, c'est plus rare. Mais bon, au Japon, je me suis dit, si dans 10 ans je me réveille et je me dis, tiens, je prendrais pas bien un Super Game Boy 2,
et ben j'aurais regretté toute ma vie de pas l'avoir acheté. Parce que je pense que si... J'ai pas regardé les prix, hein, mais... Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent fact-checker dans le chat. C'est dur à dire cette phrase. Combien ça vaut un Super Game Boy 2 là sur eBay, si t'en prends un? Exist Archive. C'est un jeu qui, je crois, n'est jamais sorti en physique chez nous. Il est sorti sûrement en démat. C'est une sorte de Metroidvania, mais quand tu rencontres un ennemi, ça se transforme en jeu tour par tour. Les décors sont pas mal. Je l'ai vu, j'étais tiens, bah l'édition physique. Il est pas en physique chez nous, on va le tester. J'ai testé, ça m'a pas plu. Je trouvais ça trop lent. Mais le jeu est joli, quand même. Sur un plan 2D, pas trop mal. Et bon, à 400 yens, j'ai pas trop réfléchi. Donc là, 400 yens, la conversion va être facile, vu que le Super Game Boy c'était 4000 yens. Donc c'est juste 10 fois moins. Donc c'était 2,60€. Contre les 26 du Super Game Boy. Mais donc ouais, là j'ai surtout pris des jeux Vita. Je cherchais... Il y a beaucoup de jeux Vita hein, dans les book-off. Mais lui, bah, je l'avais pas trouvé dans les book-off. Ah, et là vous pouvez déjà entreapercevoir un jeu que je n'ai pas trouvé non plus dans les book-off. Un jeu pour adorateurs des belles choses. Dead or Alive Extreme 3 Venus. Qui est un jeu qui n'est pas sorti en Europe. Je crois qu'il est sorti qu'au Japon. Que en Asie. Il est sorti à la base sur PS4 et Vita. Et plus tard sur la Switch. Et donc je trouvais ça cool d'avoir ce jeu-là sur Vita. En plus c'est le genre de jeu pour pervers qui code bien. Donc je me suis dit, allez, ça peut être une affaire de le prendre. Peut-être que, en plus de me rincer les yeux, dans 20 ans, je pourrais m'acheter une maison en le revendant à d'autres pervers. Donc là, je l'avais pris pour 3300 yens. Donc c'était un peu cher. Hein. Dans les book-off, j'achetais pas des trucs à ce prix-là. Là, forcément, je vous ai dit, les prix étaient plus chers. Donc 22€. Alors, des précisions d'Ace Bunny sur la Game Boy, c'est pas un bug, c'est la fréquence du processeur qui est un chouïa trop rapide. Ah ouais, donc le Super Game Boy 1 était trop rapide. Pour les hommes de culture, tout à fait. Malheureusement, je crois que la version Asie est en anglais, et la version japonaise est en japonais. Donc j'ai pas pu comprendre tous les dialogues. Mais au vu des graphismes, je pense que vous avez compris que le scénario, on sent balèque. Et en vrai, avec ton téléphone, tu peux traduire ce qu'il y a de texte pour quand même avancer dans les menus. On va passer à la boutique suivante. Ça, c'était le Suragaya à Akihabara. C'était une boutique assez petite, genre toute serrée. Si t'avais une personne dans l'allée, t'étais bon pour faire tout le tour du magasin parce que vous alliez pas pouvoir vous croiser. Et ensuite, je suis allé à Mandarake. Donc Mandarake, c'est un truc qui avait bien plus d'étages, il y avait plus de... Il n'y avait pas que du jeu vidéo, il y avait aussi des figurines et des trucs vachement précis sur une console qu'à ce stade je n'avais pas encore acheté. Une console bien japonaise, la PC Engine. Et ça, c'est mon premier jeu U-Card. Parce que dans un autre Suragaya, à Shinjuku, je vous l'avais déjà montré, hein, j'avais chopé des jeux PC Engine CD, parce que c'était pas trop cher. Il y avait Is et Far East of Eden, mais j'avais jamais testé Enfin, j'avais jamais acheté un vrai jeu U-Card. Et l'intérêt de la PC Engine, c'est aussi le format original de ces petites cartouches. Donc là, j'ai pris Neutopia, et c'est un Zelda-like. Ça ressemble beaucoup au premier Zelda de la NES, mais du coup avec des graphismes presque 16 bits. J'avais pu le tester sur la PC Engine Mini. Ça fait un peu vieillot, mais quand même addictif. Quand t'es dans un mood rétro comme ça passe bien. Neutopia 2 est mieux, mais il était bien plus cher. Mais il y avait un rayon PC Engine assez fabuleux dans le Mandarake d'Akihabara. Non, pas du tout. C'est le Mandarake d'Akihabara. C'est là où je l'avais trouvé. À 2970 yens. Donc un peu moins cher que le Dead or Alive.
Donc ça doit faire 20 balles, je pense. Et puis, il est en bon état, hein. Mais ce qui était rigolo dans le Mandarake, c'est que contrairement au Book Off où c'est à peu près le même prix, voire t'as 10% si le truc est un petit peu abîmé, mais bon, au Japon c'est jamais trop abîmé. Là, c'était des tarés dans les boutiques spécialisées à Akihabara, puisque ils notent le jeu par rapport à son état, donc A, B ou C. Et l'état C, c'est déjà un super état. Et au final, pour avoir l'état B, tu dois payer 2 fois plus. Donc je crois que Notopia, là, je l'ai eu à 20 balles. Mais il était peut-être à 40, dans un état un poil mieux, avec un poil moins de rayures au microscope. Regardez, ces petites cartouches trop mignonnes. C'est tout plein, hein. Ça change des cartouches plus épaisses qu'on retrouve sur console. Par contre, c'est dur à enlever en tenant la caméra. Ce qui explique l'écran noir. Et là, il y avait même en plus un autre film de protection par-dessus. Vous voyez que c'est numéroté, il y a écrit volume 23 pour pousser à la collection. Il numérotait les cartouches au début sur PC Engine. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'était pas beaucoup d'achats. Mais comme je vous le disais, le gros de mes achats, je voulais vraiment que ça soit des bons prix. Là, vous avez vu, à part Exist Archive que j'ai eu à 2-3 euros, j'ai à chaque fois mis dans les 3000 yens, donc à chaque fois une vingtaine d'euros. Ce qui est pas énorme, hein, tu te dis 20 euros le jeu. Pour du rétro ou des trucs comme ça assez prestigieux, c'est pas mal, hein. On rappelle Dead or Alive 3, Extreme 3, le Super Game Boy, Notopia. Mais au Japon, t'es pas là pour payer des jeux à 20 balles. T'es là pour les payer à 2 euros. C'est la raison pour laquelle, après cette boutique-là, j'ai couru vers les book-off suivants. Salut à tous, c'est RM, Et Mikox. qui va m'assister pendant que je vous présente quelques achats que j'ai fait au Japon. Tu sais que j'aime beaucoup les book-off Super Bazar, Oui. ces magasins d'occasion situés en périphérie des villes, mais souvent assez loin du centre, donc rien qu'aller dans une des boutiques, ça prend déjà une demi-heure, plus un peu de marche à pied. Souvent tu dois repasser par Tokyo quand tu veux aller dans une autre, donc ça te fait faire pas mal de transport, et généralement en une après-midi, vu que généralement tu me connais, quand je fais une boutique je reste 3 heures dedans, Oui. et ben c'est un peu dur de les enchaîner. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scruté sur la carte et j'ai trouvé autour de Tokyo qu'un seul endroit avec 3 book-off à peu près à proximité. Donc ça permettait avec un trajet de train d'en faire 3. On commence par le Super Bazar de Kokudu. Kokudu, c'est mignon. Où j'ai acheté... Est-ce que tu veux vraiment que je fasse des commentaires sur les noms parce qu'on va pas pouvoir sortir la rediff. Déjà un petit commentaire sur ce Dragon Quest 4. Eh ben, c'est mon jeu préféré. Que j'ai pris, vous voyez le petit 1990, un jeu Famicom sorti en cette année, c'est quand même assez dingo. Ce qui est le plus dingo, c'est que je n'ai pas de Famicom, j'ai une NES, donc j'ai même pas de quoi y jouer. Mais comme tu as dit avant qu'on commence le stream, toi tu trouvais les cartouches Famicom trop mignonnes. Elles sont trop stylées. Regarde-moi ça, comment c'est mignon. Alors que si tu compares avec les grosses cartouches grises de la NES qui sont dégueulasses, et où en plus, genre quand tu les ouvres, t'as une toute petite carte électronique là qui fait 5 cm. Oui, qui va même pas jusqu'en haut, ouais. Parce que bah, c'est le même jeu quoi. Non, ça c'est top, c'est trop mignon. Et donc c'est avec cette démarche là que je l'ai acheté. Je me suis dit j'ai pas de Famicom, mais rien que pour au moins avoir acheté une cartouche Famicom qui est un peu la console emblématique du Japon, Bah oui, ouais. je l'ai prise. Surtout que c'était pas très très cher quoi. 297 yens. Alors, 297 yens. Tu seras mon calculateur. Ça fait Inté- précisément 1,98€ en 2023. Donc 2 euros pour avoir Dragon Quest 4, sachant que c'est un RPG très ambitieux, un peu le Octopath Traveler de l'époque, parce que t'avais plusieurs personnages que tu alternais, donc c'est comme avoir plusieurs RPG dans le même RPG. C'était original pour un Dragon Quest de cette époque. Effectivement, l'artwork met en scène différents personnages. Fait par Monsieur Toriyama. Voilà. Hein. D'ailleurs, il devient quoi ce Toriyama? Je sais pas, hein. Faudrait peut-être que je l'appelle, ça fait longtemps. Et vous voyez, il n'y a pas écrit Square, il y avait bien écrit Enix. Oui. Et des trucs chelous. Et par contre, là je l'ai pas sous la main, mais le plastique des cartouches Famicom est un peu cheap. C'est pas comme les On va pas cartouches. se mentir, c'est comme la console, hein. Genre la Famicom, elle fait pas genre full premium quoi. Ah, mais la NES, elle fait un peu plus premium et les Oui. cartouches aussi. Oui. Là, ça fait un peu bon. Et c'est une des Ça rares. fait un peu genre console taïwanaise. Tu sais, Oui. Genre, en fait, je suis sûr que les contrefaçons ont un meilleur plastique Oui. du coup. Oui. RM, je suis dehors, je vais me faire voler mon tel et j'ai pas d'écouteurs, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a ton stream.
Des bisous à lui, on lui souhaite bon rétablissement. J'avoue, pour rétablissement pour Toriyama, bien sûr. Surtout qu'en plus, genre vers 90, c'était vraiment son prime en termes de dessin. Et donc les cartouches, quand tu vas au Japon, tu vois qu'elles sont de plein de couleurs différentes. Ouais, mais ça c'est trop bien. Et donc bien sûr, pour honorer ces couleurs, j'ai pris une cartouche noire. Virtua Fighter. Allez, ouais, sans transition, Virtua Alors. Fighter. Là, j'ai un petit peu craqué mon slip. Ah ouais 110 yens. Oh putain, ah t'as dû... 74 centimes, non, 73 centimes. 73. J'avoue que là t'as craqué le slibard, hein, c'est... Bah c'était pour avoir un jeu de Tu lancement. t'en es remis là ou pas depuis? Genre c'est chaud. Bah je suis passé devant un SDF, il m'a demandé une petite pièce, j'ai dit On bah dit, non, bah, je j'ai peux plus, plus, j'ai je peux plus plus. 73 centimes. Vous avez plus d'argent que moi, là maintenant. Mais je suis riche d'un jeu qui a marqué, qui a contribué au succès de la Saturn à son lancement au Japon. Parce que ça a été, on se rend pas bien compte, mais la Mega Drive a pas très bien marché au Japon. Non. Et Sega a vraiment conquis le cœur des fans japonais. Avec l'arcade. Oui, et avec l'apparition des jeux en 3D, genre Virtua Racing, et notamment Virtua Fighter, premier jeu de baston 3D qui a été un phénomène, semblerait-il, de ce que j'en ai entendu dans des vidéos historiques sur YouTube. Et donc, j'ai voulu prendre cette version-là, qui avait pas forcément bonne réputation, parce qu'elle était un peu cheapos. Hein. Ouais, mais c'est l'original, quoi, tu vois, c'est la V1 du jeu sur console, quoi. Tout à fait. Donc, pour avoir un jeu de lancement, je l'ai pris. 73 centimes. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'en remettrai financièrement. Le plastique coûte plus cher que le prix du jeu d'occasion, quoi. C'est... Alors, Ton jeu préféré de la Saturn, on peut le dire. c'est aussi un peu pour ça que tu es là. C'est que tu m'avais donné une liste de courses à faire au Japon. Oui. Et bien sûr, moi, jamais j'achèterais moi-même un Dragon Ball. Bah surtout vu le prix, tu vois la diff de prix entre Virtua Fighter et ça. Alors, celui-là, il est à... 2300. Ouais, parce qu'en fait, il faut rajouter 10%, parce qu'il y a les taxes. Mais celui-là, parce qu'il semblerait-il était en mauvais état, il a perdu 10%. Ouais, il était en très 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 mauvais état. Il y a rien qui dépasse sur le truc. Enfin, je sais pas ce que eux considèrent comme un bon état, c'est-à-dire qu'il est encore sous blister, vendu 4 balles. Enfin, je sais pas ce qu'est un mauvais état pour eux. Non, mais souvent, ouais, ils te disent, ouais, il y a un coin de... Oui, ouais, mais qui est un petit peu abîmé, bon. Alors ouais, mais c'est méga léger. Enfin, c'est pas en fait genre en mode, ouais, bah c'est déchiré et tout. Non, bah c'est vite fait. Enfin, c'est... Enfin, t'as une micro-pliure sur un bout de notice, mais c'est pas une vraie pliure, tu vois. C'est juste, ah bon, bah là, en fait, bah ça fait ça au bout. Bah juste, bah tu refais ça, c'est bon. Ouais. Ah ouais. T'as le vendeur japonais. Ah ouais, putain. Et donc, ouais, donc bah 2300 yens, ça fait 15,30€, voilà. J'espère que je t'aurais pas trop ruiné là-dessus, parce que... Non. Parce que bah voilà. Il est cher sur internet sinon? Ouais, on est dans les 30-40 balles, hein, je pense. Ok. Bah, tu m'avais dit de le prendre. Moi, j'y connais rien. Vu le prix, ouais, je te dis. Ouais, en vrai, ouais, prends-le. Du coup, il sera moins cher, donc oui, prends-le. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de jeux Dragon Ball Z sur... décidément, un stream sous le signe de Toriyama. Exactement. Putain, oui, j'avoue. J'allais dire... sur 3 jeux. J'allais dire, jamais j'aurais acheté un jeu qui commence par Dragon sans toi. Mais Dragon Quest 4. Bon. Mais sinon, ouais, les jeux Dragon Ball, c'est plutôt sur Super Nintendo, Super Famicom. Et là, bah, c'était un truc un peu ouf, je crois, à l'époque, d'avoir un épisode en 3D, non? Bah, surtout qu'il est sorti avant Enfin, en 3D, non, justement, il est full 2D, celui-là. En fait, Shin Butoden, il est sorti en 1995, il est sorti un an avant le Hyperdimension, qui était le dernier jeu de la série sur Super NES. En fait, ce qu'il faut savoir pour les jeux DBZ, c'est qu'il y a plusieurs sagas de jeux sur la licence qui sont vraiment connues. La première qui était qui était vraiment connue, c'était les Super Butoden, donc sortis sur Super NES. C'était les premiers qui étaient sortis en France, genre en dehors du jeu NES, là, qui était vraiment pas ouf. Et donc, bah, sur Saturn, il y a eu le Shin Butoden, qui, en fait, grosso modo, reprend le casting du jeu sur PS1, qui était... c'était quoi son nom? C'était Ultimate Battle 22. Voire même Ultimate Battle 27, parce que bah, c'était suivant le nombre
2 personnages jouables voilà, dans le jeu, et donc en fait avec un code on pouvait donc avoir jusqu'à 27 persos. Et donc en fait il y a le même roster, c'est les mêmes sprites en fait, qui sont des sprites en 2D quoi. Sauf que sur PS1 c'était dans des arènes en full 3D vraiment très moche avec des attaques spéciales dégueulasses et tout, genre avec un gameplay mou du cul. Et là, c'est jouable comme un Super Butoden Super NES, mais c'est plus rapide, c'est plus joli, c'est plus fluide et tout. Ce qui fait qu'à l'époque c'était un des meilleurs jeux de la licence et tout, c'était grave stylé, c'était varié tout ça. Genre les musiques c'est des réorchestrations des thèmes sur Super NES et tout machin, enfin c'est top. J'y ai jamais joué. Mais maintenant, tu le possèdes. Je l'ai. Reste plus qu'à posséder la console, mais ça, c'est un point de détail. Ça tue en Jap. Je sais pas si je m'en prendrai une un jour, mais je suis très content d'avoir le jeu. Et puis c'est une exclu Jap surtout, c'est-à-dire que les deux jeux que j'ai demandé, c'est des jeux qui sont sortis que en japonais. Du coup, Shin Butoden qui est jamais sorti en dehors du Japon et qui est une exclu Saturn Jap. Donc autant vous dire que le jeu n'est pas très connu. Je comprends pas qu'il soit pas sorti sur PlayStation, vraiment, je comprends pas du tout. Il y a eu des Dragon Ball PlayStation ? Il y en a eu, il y a eu Ultimate Battle 22, il y a eu Final Bout, qui est pas très très bien. Et ceux-là, mec, t'inquiète, ils sont sortis chez nous, sur PlayStation et tout, il y a zéro problème. Hein. Genre le seul qui était pas trop mal de l'époque, c'était le DBZ Legends, je crois qu'il s'appelait comme ça. Chez nous, je crois qu'il s'appelait La Légende des Boules de Cristal. Oh. Et c'était un peu un ancêtre des Xenoverse et tout, c'est-à-dire que c'est des combats genre en équipe, etc. C'était cool, mais vraiment le meilleur de cette époque-là sur 32 bits, c'est celui-là, c'est vraiment Shin Butoden. Donc ouais, non, en vrai, il est vraiment très très cool ce jeu. Le seul gros souci, c'est qu'il n'y a pas de mode story, c'est un peu dommage, il n'y a pas de vrai mode solo. Mais il est vraiment très très cool, vraiment ça fait plaisir. Je vois le commentaire de Moon qui dit en parlant de jeux chers, je suis encore confus sur le jeu 3DS du Louvre que je viens de me prendre. Ouais, j'ai vu ton message sur Discord. Sur le Discord, ouais. Parce que t'avais à l'époque dans le Louvre, peut-être qu'ils se les arrachent au Japon, hein, ces jeux-là, mais quand tu vas visiter le Louvre, avant, il y avait un mode guide interactif, mais on te passait une 3DS. Et à la boutique du Louvre, tu pouvais acheter une cartouche 3DS de la visite en fait. Alors que en 2011, 2012, 2013, c'était possible d'avoir la même chose sur un smartphone, quoi. Ouais, après il y avait le côté un peu 3D, peut-être, qui était encore un peu foufou. Oh putain, mec, est-ce que tu imagines de voir les tableaux, genre en 3D relief, mais à l'intérieur du Louvre, où tu peux les voir en vrai? Concept de fou, n'empêche. C'est vrai qu'un tableau en 3D relief. En fait, j'aurais pas mieux que ce que j'ai juste là devant moi. Alors pourquoi? Ou alors si ça se trouve, genre en fait il y a eu des trucs genre en réalité augmentée. Ouais, c'est ça que je cherchais. Ça se trouve il y avait le jeu des têtes avec Mona Lisa. Ça se trouve il y avait ça. Moon nous le dira puisqu'il l'a acheté. Ouais. Parce que tu l'as trouvé la version française au Maroc à 10 balles. Putain, ouais, 10 balles, c'est cool. Je crois qu'en vrai il est un peu recherché parce que maintenant bien sûr tu peux plus l'acheter au Louvre. Oui. Et je crois que c'est la version anglaise la plus chère. Mais parce que c'est une par langue. Ma meilleure expérience gaming Dragon Ball, c'était Advance Adventure. Il est très cool aussi, et celui-là, Dieu merci, il est sorti chez nous, sur Game Boy Advance. On enchaîne sur les autres jeux que j'ai trouvés au Japon. Oui, les jeux Saturn, d'un côté c'est écrit en français. Et regarde, Dragon Ball. Pas. C'est vrai que c'est ultra mal traduit. C'est un truc officiel, hein, c'est pas une contrefaçon. Non, vraiment pas, mais... Là, je sais pas... En fait, ils le font à la sonorité. Mais c'est surtout que sur la jaquette, tu vois que c'est un A. Enfin, genre, c'était pas dur de remettre. Enfin, bref. Très belle jaquette d'ailleurs, au passage. Ah ouais, magnifique. Hein. C'est Namco Volume 4. Alors, c'est une mini-compile, j'imagine. Ouais, en fait, j'ai failli craquer mon slip quand je suis allé dans ce magasin parce que j'ai vu pas mal de jeux Saturn et PlayStation. Oh putain, mais il y a Pac-Land. Trop bien. Et en fait, il y avait les 4. Les 4 premiers, ils étaient là. Et je me suis dit, viens, je prends les 4. Et puis en vrai, j'ai vu. C'était quand même pas donné, parce que celui-là, il est 1650 yens. Ah, un peu plus cher. Ce qui fait 11 € tout pile. 11 €. Bon, imaginez ça x4, ça fait quand même 40 balles. C'était pour avoir une petite compile. Je voulais quand même pas avoir les 4. Et donc j'ai pris celle qui avait l'air d'avoir les meilleurs jeux. Est-ce que tu te rappelles des jeux, de certains jeux que genre il y avait sur d'autres? Non, justement, les autres. Trucs genre Splatterhouse et tout. Je dis peut-être des conneries, mais de mémoire, c'était genre encore un Galaga, ou les shoot'em up, Space Invader, les trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est Namco, mais. Je crois que c'est Taito, Space Invaders. Ouais,
Mais en gros, t'es des petits shoot un peu nuls, alors que là, c'était quand même des vrais jeux, tu vois. T'as un vrai truc de ninja là, avec de samouraï. Ouais, T'as Pac-Land. Ça avait l'air d'être des jeux un peu plus intéressants. Donc j'en ai pris qu'un seul. No resale, bien sûr. Bien sûr, c'est interdit. J'ai jamais compris ce truc-là. Je n'ai jamais compris cette inscription sur n'importe quel jeu de n'importe quelle région. Attention, revente interdite. Parce qu'à la limite, tu pourrais te dire, pour les particuliers, c'est toléré, mais pour les entreprises, non. Bah non, parce que Micromania le font, quoi. Bah oui, donc je sais pas. Oh, trop bien. Ça, je sais ce que c'est. Tu connais ça? C'est un simulateur de train. Tout à fait. J'en avais fait un du coup sur DS il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça trop rigolo. Bah c'est bien, tu vas plus pouvoir en parler que moi, parce que moi, j'ai toujours pas lancé. Bah après, moi c'était pas sur PlayStation, tu vois. Ouais. Mais Mais le concept du simulateur de train... bah en fait, le but c'est simple, c'est que t'es un conducteur de train. Et que bah il faut faire les différents arrêts pour prendre les passants. Et puis bah faire ta ligne. Et si tu t'arrêtes pas, il se passe quoi? Bah si tu t'arrêtes pas, c'est perdu. Ok. En fait, il faut s'arrêter à la bonne distance et tout. Il faut aller aux bonnes vitesses parce que du coup, il y a les différentes limitations de vitesse. Et du coup, c'est con, hein, mais j'avoue que c'est rigolo parce que j'avais vite fait genre tester sur DS. Et surtout qu'en plus sur DS c'était fluide et tout, genre en 60 FPS full 3D. J'étais ah putain, c'est trop rigolo. Sur PS1, je sais pas ce que ça donne, mais en fait, le concept il est marrant. Après, ça dépend du prix, genre ça. Et ben ça, C'est pour combien? 297. Bon, ça va. Tu vois, pour 2 €, bon, allez, vas-y, tu vois, genre, c'est marrant. Tu vois, c'est cool. Donc c'est pour ça. Donc c'est Densia Dego. La ligne Yamanote. c'est la ligne principale à Tokyo, c'est comme la ligne 1 à Paris. Mm. Ah, c'est comme si... Ah, mais non, j'allais dire un truc sur Nantes, mais on va être que 2 à l'avoir. Voire 1, parce que je pense que toi, les transports à Nantes, tu les prends pas tant que ça. Non, je prends le vélo, moi. Mais je kifferais trop qu'en fait, un jour, il y ait un jeu simulateur de métro, mais genre de la ligne 13. Ah. Ça peut être trop bien, ça. Et ou genre, le challenge, c'est réussir à fermer les portes. Non, Parce non. Le challenge, c'est de finir ta ligne vivant. C'est plus ça. On serait trop, t'inquiète. Ah yes, bouteille. Ça, c'est Taito, par contre. Putain, mais ils ont que des bangers. Space Invaders, Et j'ai Train pas- Simulator. J'ai pas l'accessoire. T'as vu cet accessoire? Ça, je l'ai vu dans une vraie borne d'arcade. Le petit Je levier, là. ferais trop tester une borne d'arcade de ça. Ouais, j'en ai vu au Japon, mais... Ça a l'air marrant, en fait, genre le temps de peut-être 20 minutes. Bon, après, je pense que si c'est ta seule borne d'arcade chez toi, ou vraiment casse les couilles, quoi. Ouais, Densia Dego. Ouais, c'est ça. Rockman 8, sur PlayStation, toujours. Oula, ça doit être un peu plus cher, ça, c'est comme du Megaman. 990. Donc tu te dis, Il est à 6,60 €. voilà, je me suis dit, un jeu d'action. Je suis sûr, le même truc vendu sur eBay, il est à 30 balles, quoi. C'est vrai que les trucs d'action, généralement... Mais surtout Megaman, en fait, c'est Ouais. grave coté, en fait, les trucs Megaman. Je sais pas si Rockman 8, j'imagine du coup c'est pas le plus coté, mais j'étais content Je vais d'avoir voir. un petit jeu d'action où j'ai pas besoin de comprendre le japonais pour kiffer. Je vais voir. Donc ça me fait un petit jeu d'action sur ma console une Ouais. fois que j'aurai ragé sur Dacia Dego. Rockman 8. Dacia Dego. 300 €. Non, c'est pas vrai du tout. Après, là, il y en a, ouais, 25. Ah, on est quand même sur les 40 €, hein. On va dire entre 30 et 40 €. Sur Saturn, il est à 150 € par contre. Ouais. Ça, il est- PlayStation un peu moins cher. Voilà. Donc ça me fait ouais, des petits jeux. Bah attends. Est-ce que par contre, est-ce que tu peux nous expliquer les deux différentes tailles de jeux sur PlayStation? Ouais, alors ça je comprends pas. Parce que parfois ils ont un boîtier tout fin de disques. Ouais, bah oui, ouais. Et parfois ils ont la largeur des boîtes. Peut-être sur la date de sortie, mais. Mais tu sais, la largeur des boîtes européennes quoi. Ouais, bah ouais. Alors je me dis peut-être que c'est la notice. Qui quand elle doit être plus épaisse. Ah bah c'est vrai que pour Megaman, putain, il y avait besoin d'avoir une putain de notice, hein, parce que. Alors, Il là y a je l'ai beaucoup pas. de choses à lire. Je l'ai pas sous la main, mais j'ai plusieurs jeux en vrai qui sont avec des boîtes plus épaisses, donc je sais pas si c'est une question de logistique par constructeur. Je trouve ça tellement frustrant, genre, mais quand une console n'a pas les mêmes boîtes sur tout le long de la vie de la console, quoi. Mais en vrai, C'est pareil avec la Ouais. Series, c'était Mais- pareil avec la PS3, non, c'était... Non. bon, la PS3 ça change un petit peu, Ouais, mais par c'était exemple, des jaquettes. mais la PS1, par exemple, en version européenne, bon, Oui, c'est ouais, à y a- chaque fois noir quoi. Ouais, Et c'est toujours la même largeur. ouais. Alors que au Japon, moi ma collection PS1 japonaise là que j'ai chopée dans les book-off n'a
Elle est dégueulasse. Genre même sur Dreamcast, il y a Parfois une, c'est petit, parfois c'est grand, petit. C'est vrai qu'en soi, genre même sur Dreamcast Jap, il y a une légère diff. Il y a genre certains boîtiers qui sont plus épais. C'est de pas beaucoup, mais vite fait plus épais. Bon, c'est moins choquant, mais... Parce que là, c'est vraiment... c'est un CD qui a bouffé des Big Mac. Là, vraiment, c'est... Ouais. Ah, on dirait une boîte européenne, du coup. Sauf que c'est blanc. Bah, je comprends pas, pourtant, c'est pas européen. Hop, Silent Hill 2. On passe à la PS2. Transition. Comme Mega Man 8, 990, donc 6,60€. Attends, de quoi? Attends, excuse-moi, redis-moi. Je lisais 990 yens, donc c'est 6,60€. Oui, c'est ça. 6,60€ aussi. Alors je l'ai pris parce que j'ai regardé sur internet une liste des jeux PS2 qui étaient jouables en anglais, et j'ai vu qu'il était dans la liste. Alors je sais pas si c'est tous les sous-titrages qui sont en anglais, ou si c'est juste le doublage. Tu sais, tu peux comprendre le dialogue en anglais, peut-être c'est sous-titré en japonais. Mais j'ai cru voir que je pouvais y jouer en anglais, même dans sa version japonaise. Je vous reconfirmerai ça quand j'y jouerai. Mais si je l'ai vu sur des listes sur internet, c'est qu'il y a une raison. On doit pouvoir comprendre quelque chose. Et je crois que c'est le dernier jeu de cette boutique-là. Si c'est Internet qui le dit, c'est que c'est vrai. Internet ne s'est jamais trompé. Jamais. Silent Hill 2. Parfait. Mais l'intérêt de cette virée dans les book-off, c'est qu'il y avait plusieurs book-off les uns à côté des autres. Alors, à côté des autres, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de reprendre les transports, repartir à Tokyo, prendre des lignes, des changements relous. C'était soit... Prendre des lignes. Le gros toxico, oui. Soit c'était genre 30-40 minutes à pied, donc c'est quand même un peu chiant. Mais de toute façon, tu vois, les distances à pied sont vénères. Soit je prenais le bus. Et donc je me disais, bon, le bus, pratique. En plus, à ce moment-là, j'avais encore jamais pris le bus au Japon. Non, genre vraiment de toute ta vie. Mais bon, ça dépend des bus et des régions, comme je l'ai dit. Mais en fait, souvent tu rentres et tu prends un ticket en entrant avec le numéro de ta station. Ouais. Et quand tu sors, tu passes à côté du conducteur et tu lui rends le ticket. Et il voit à quelle station t'es entré. Et dans ce cas-là, il calcule, t'as le 3, donc t'as fait tel nombre de stations. Et donc tu payes en fonction du nombre de stations que t'as fait. Moi, je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu du fonctionnement de ce qu'on a chez nous. C'est sûr. Mais à ce moment-là, je savais pas encore trop comment ça fonctionnait. Je cherchais la station, j'étais sorti de du book-off, je cherche la station de bus et je galère. Sauf que là, vu que j'étais déjà un petit peu loin de Tokyo, du centre, les gens galéraient encore plus à parler anglais. Ouais, bah oui, forcément. Et donc là, je vois un bus à l'arrêt, j'étais bon, vas-y, je monte. Je demande au conducteur, parce que moi j'avais sur mon téléphone vraiment le nom de la station écrit en japonais, donc je me suis dit, c'est là que je vais. Je lui montre, c'est qui. Ah non, en plus, je fais l'effort, j'ai appris quelques mots de japonais. Ah bah, on l'a tous vu sur ton vlog, hein, c'était un vrai bilingue. Et donc ici, c'est Coco. Oui. Et Des, c'est C. Oui. Donc, C'est le verbe être. et Deska, c'est point d'interrogation. Donc en gros, tu fais Coco Deska, c'est ici, point d'interrogation. Et donc je monte la station, je dis Coco Deska. Il me fait non. Et tu sais, le conducteur. En français, lui. Non. Je comprends rien à ce que tu me dis. Casse-toi, étranger. Putain, mais dégage, mais je comprends pas ce que tu me dis. Non, il me fait genre vraiment dégage de mon bus, quoi. Et tu sais, généralement, ils sont un peu cool. Donc, au Japon, les gens sont chaleureux, ça fait plaisir. On dirait un Parisien. Non, mais là, le conducteur, il avait l'air un peu vénère. Et donc, il me dit, vas-y, dégage. T'es peut-être vraiment Parisien. Donc, je sors, je me dis, c'est pas ce bus-là. Et en même temps, je comprends pas trop, donc je fais un tour. Je cherche, parce que c'était une sorte de un peu gare routière, tu vois, t'avais plusieurs trucs. Ouais. Je fais un tour, je vois qu'il n'y a pas d'autre ligne. Je fais, putain, ça a l'air d'être un peu celui-là. Je vois un mec qui attend un autre bus. Mais tu sais, un passant qui s'assoit sur le banc. Donc, je vais le voir. Pareil, il bite rien en anglais. Mais donc, je lui montre la station, je fais Coco Deska. Non, je fais Wadoko Deska. Wadoko Deska, c'est où est-ce que c'est? Et là, le mec me comprend. Il me fait il fait ça. Et il me montre du doigt le bus dans lequel. vient de partir. Le bus duquel je viens de sortir. Il me le montre. Et au moment où il me le montre, Il part. le bus part. Et tu sais, il me regarde, il voit le bus partir, il baisse son doigt, et il baisse la tête. Oh, Et le tu- sketch. Et tu sais, moi,
En temps normal, quand tu lui dis dans la rue, ah bah c'est celui-là, il fait ah c'est celui-là, et il se barre. Tu fais, Bon, bah, merde. Oups, bon bah tant pis. Et- L'autre, il et a c'est- vraiment fait une Danny Boone, gosse. Et tu sais, tu rigoles avec l'autre, genre ah bon bah niquer. Tu sais, tu. Le mec, il a vraiment. Genre, le mec s'est dit, oh putain, il va me péter la gueule et tout. Bah, c'est ça, moi je pensais que le mec il allait rigoler avec moi, genre ah bon bah merde. Hein. Alors que là, je sais pas s'il a senti une sensation de honte, de peut-être ne pas m'avoir aidé assez vite pour que je puisse avoir mon train. Mais du coup, il osait même pas croiser mon regard, c'est merde, il est parti. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Et du coup, j'étais là, ah bah, il me regardait pas, je fais bah, arigato gozaimasu, hein. Et c'est trop gênant du mec qui vient de t'aider, mais qui du coup te calcule pas par honte. Bon, résultat, j'ai attendu 10 minutes et j'ai pris le bus suivant. Hein. Oui, bon, ça va, 10 minutes. C'est pas genre comme si c'était le dernier bus, tu sais. T'es en mode, bon, bah, c'est parti pour 40 minutes à pied. Ouais. Du coup, on va enchaîner avec. En tout cas, il avait l'air super sympa, le conducteur. Avec la boutique suivante. Donc j'ai réussi quand même finalement à prendre le bus et à atteindre le deuxième Book of Super Bazaar où j'ai chopé un Wario Land 2. Land 2. Alors, c'est un peu le triangle des Bermudes des Book of Super Bazaar parce qu'il y en a 3 côtés. Et celui-là, si vous regardez sur la carte, c'est vers le sud. C'est celui du milieu. C'est le Super Bazaar, si vous regardez sur Google Maps, le Super Bazaar de Kawasaki. Ouais, comme une moto. Vers Kawasaki. Le premier, je le redis, c'était Kokudo même, peut-être. Mais. Do. Et là, bah, c'est Kawasaki. Alors, dans le premier Super Bazaar, bah, j'ai dépensé au total 46 balles. Et dans le deuxième, j'ai dépensé 32, donc un petit peu Oh moins. putain. Non mais ça se voit que le Wario Land il vaut que dalle, ça se voit déjà. Vas-y, balance. Wario Land 2, 528 yens. Il vaut que dalle, enculé. 3,52. 3,50€. Autant dire que il a mangé des pâtes pendant 3 mois après. Bon, l'avantage, c'est que tu peux y jouer sur la Game Boy normale, Oui. sur la Game Boy Color. C'est peut-être pour ça que je surkiffe aussi les consoles portables. C'est parce que c'est vrai qu'en fait, à part de rares exceptions, elles sont full dézonées quoi. Ouais, Et c'est. Enfin. J'allais dire c'est full 60 Hz à chaque fois. Enfin, genre, il n'y a pas ça sur les consoles portables, mais. Tu sais, en fait, genre. Enfin, le truc, c'est que même pour un jeu PAL, bah t'as la vraie vitesse de jeu quoi. Bon, après, sur l'écran de la Game Boy originale, c'est quand même dégueulasse, sa race. Ah oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est sûr. Et là, figure-toi que j'étais. Ah J'avais ma quête. Putain, mais 32 Go en plus, c'est bien ça. J'avais ma quête de choper des jeux Vita. Et le problème de la Vita, vous savez, c'est les cartes propriétaires qui coûtent assez cher. Ouais. Alors, je sais qu'il y a une version qui est sortie que au Japon, 64 Go, c'est le maximum. En termes de carte mémoire officielle. Hein. Sinon, tu peux acheter des adaptateurs pour mettre des cartes micro SD. Mais 64, mais elles sont assez chères. Et là, j'en ai vu une à 32 Go. Je l'ai vue à 3960. Ah, 3960. Parce Ouais. que là, il y a 3600. Ouais, bah en dessous, regarde, t'as le vrai prix. Ah, oui. Là, c'est le prix sans taxe. Dans les Book of Super Bazaar, ça, c'est un peu comme aux États-Unis, ils te mettent pas Oui, le bah vrai oui. prix. Donc, 26,40€. À 26,40€, je me suis dit, c'est quand même. Le prix au giga est pas mal. Mais donc, à ce moment-là, ma carte mémoire maximale était de 8 Go. Donc, je me suis dit, viens, je prends. Bah, t'as genre 4 fois plus, quoi. Voilà, c'est pour pas 20 mal. balles, un peu plus. 32. Donc, je me suis fait plaisir. Mais vous allez voir que je l'ai très vite regretté. Ah, car les cartes sont zonées. Non, on verra plus tard. Mais bon, ça fait 32 gigas. Je me suis dit, c'est pas une grosse perte. C'est la première fois que j'en voyais une, je crois, dans une boutique. Donc bon, je l'ai prise. La nuit commence à tomber. Et je me dirige vers le 3e Book of Super Bazaar. Book of Super Bazaar. Oh oui, c'est lui. À chaque fois que j'allais dans un Super Bazaar, un Book of Super Bazaar, je payais en général dans les 100 balles. Hein. Donc là, entre celui-là à 32€ et Oui, l'autre ouais, à et l'autre 46, oui, à 40. je commençais à voir de plus en plus les mêmes articles. Oui, bah oui. Dans chaque boutique, j'étais ouais, bon, c'est un peu les mêmes trucs qui reviennent. Et c'est là que tu vois, un petit peu comme quand tu vas dans plein de Micromania en France, que bah, au rayon PS4, c'est un peu tout le temps les mêmes jeux qui, Oui, bah oui. qui reviennent. Sauf que là, c'est sur Game Boy, c'est pas sûr. Donc au début, t'as l'euphorie de waouh, Mario World à 2€ et. Bah, ça m'avait fait la même en fait. Genre quand j'étais venu à République la toute première fois, c'est-à-dire qu'on a fait la première boutique, c'était Trader Games. Waouh, putain, mais il y a tout et tout, c'est trop bien. Et puis c'est vrai que
Bah, en fait, t'as la même chose sur les 10 boutiques presque, genre à part quelques exceptions, et du coup t'es en mode ah ouais, bah c'est cool, mais oui, bon, bah du coup t'as le choix quoi. Et donc je disais, dans chaque book-off, bah c'est un peu... Je commençais à sentir que ça se répétait, je me suis dit, bon bah je vais pas faire des boutiques pendant tout mon séjour non plus. J'ai peut-être fait un peu le tour des trucs principaux. Et en fait non, c'est juste parfois t'as de la chance, parfois t'as pas de chance, parce que sur celui-là de Super Bazar, j'ai dépensé 230 €. Oh, Donc, c'est vrai que quand tu vois déjà la durée de la vidéo. c'est la meilleure pour la fin au final. J'ai fini ma journée sur cette boutique-là, j'étais très content d'avoir fait les 3 et de pas m'être arrêté aux 2 premières. Là, on est sur le Book of Super Bazar, alors toujours au sud de Tokyo, vous regardez les 3 qui sont en forme de triangle des Bermudes. Alors lui, il avait un nom chelou, c'était 409 Go. G-O-U. Mais c'est comme ça vous pourrez peut-être le retrouver en tapant ça. C'est un très beau quartier, hein. Genre leur lieu dit est magnifique. Enfin, le nom du magasin en tout cas. Wario Land 1, Super Mario Bros. Land 3. Lui, je l'ai eu à 528 yens. Pas le même prix du coup. Ouais, c'est 3,50 €. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mon préféré des épisodes Game Boy. Moi aussi. Il y a encore un peu moins de collecte de pièces, un peu moins labyrinthique. Ouais, je sais pas, genre l'ambiance et tout, je kiffe bien moi. Enfin, en fait, je trouve que la trilogie des Mario Land, elle est grave bien parce que chaque épisode est vraiment différent de l'autre et tout. Je kiffe cette trilogie. On enchaîne avec un autre jeu Game Boy. Bon, t'as vu les étiquettes en bon état, hein, les cartouches. Nickel Colomu. Oh, Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, tout à fait, et pas Donkey Kong Land. Et là, tu vois, c'est écrit 2001. Bah, je pense qu'il est sorti en 2001. Je sais pas si c'est le nom du jeu 2001 Bah, si, au si. Japon. Oh, bah, si. Sur Game Boy, c'est sûr, c'est ça. C'est genre en mode Super Donkey Kong 2001 ou... Non, bah juste Donkey Kong 2001 en fait. Bon, un peu cher du coup. 110 yens. C'était combien déjà ça 73 centimes, ouais. Très 73. très cher. Ouais, donc là, ce que j'aime bien, moi, c'est que je vois un petit peu un culte aux jeux Game Boy Color qui ont une cartouche transparente. Donc Bah, qui sont, les vrais jeux Game Boy Color quoi. voilà, qui sont pas compatibles avec le Super Game Boy, ni avec... Les Game Boy, mais compatibles avec le Super Game Boy 2, vu qu'il est transparent lui aussi. c'est vrai. Pas du tout. Alors, on va passer à la console suivante. Une fois que je vous aurais bien montré tous les dessous du plastique. Neo Geo, 20 yens. Ah, on reste sur le Oh. Donkey Kong. T'as vu, j'ai filmé ça avec un ordre plutôt logique. Hein. On reste sur Donkey Kong. Et c'est le portage T'as Famicom. vu, hein, franchement, en vrai, là, mon petit film de vacances, des boîtes, hein. T'as vu, mec, c'est cohérent. Hein. Oui, bah oui, c'est bien. Oh putain, tu me rappelles des vieux qui m'ont montré un film de vacances diaporama. J'espère ne pas être Et t'as ce vu, genre hein de mec. Et t'as vu, hein, ça se suit bien, là. Ouais, c'est bien, maman, c'est bien. Donc Donkey Kongo là. Donkey Kongo, bien sûr. Donc, à C'est combien, là. celui-là? Je l'ai eu à 693. Chelou comme prix. Ok, et ben ça fait 4,62 €. Donc c'est la ROM NES sur une Game Boy Advance. Oui, oui. Avec du coup le même bug des échelles. Vous pouvez scorer les échelles si vous mettez sur le bon pixel. Parce que je me souviens qu'à l'époque de Dailymotion, tu étais là, et ben Usul avait fait un concours sur Donkey Kong NES où il fallait faire le meilleur score et en fait les gens pouvaient participer en envoyant la vidéo dans une sorte de playlist. Et c'est comme ça que j'ai un peu pris goût à ce jeu et à son système de bug avec les échelles. Donc T'avais là- gagné? Bien sûr que non. Ah. Mais résultat, bah, j'y joue encore avec plaisir. Donc pouvoir y jouer où je veux, j'avais bien besoin de cette version. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas le moindre moyen de le Aucun. faire. C'est... voilà. Donc, heureusement, j'ai dépensé mes 3-4 balles là C'est... pour pouvoir le faire. Ah, on reste sur les jeux Famicom. Oh, c'est Ghouls and Ghosts. Enfin, ou... Non, rien Ghosts à voir. and Goblins, Ghost excuse-moi. and Goblins, oui. Excuse-moi. Lui un peu plus cher, 1155. Ah oui, ouais, un petit peu plus cher. Enfin bon, ça fait que 7,70 € quoi. Mais voilà, un bon jeu Famicom sur la Game Boy Advance. C'est là qu'est sa place, hein. C'est vraiment... Ça fait plaisir. Regarde le petit artwork très, très japonais. Ils sont mignons les personnages. J'aime bien le côté rouge devant, blanc derrière. C'est mignon. Ah, Ah. Yoshi's Island. Un jeu en boîte. Et regarde, c'est écrit Yoshi Island en bas. Ah mais c'est pas ce qu'il dit tout le temps. Yossi. C'est pour ça. Ah. En fait, genre là, tu vois, genre là, c'est mal écrit, même sur le logo. Tu vois, genre là, c'est cohérent. C'est pas comme avec Shin Butoden. Attends, tu vas pas voir, sur les côtés, c'est peut-être bien écrit. Yoshi's Island en boîte, complet.
avec un carton relativement de bonne qualité, Ouais, nickel. 1650. Le truc est à peine plus cher que le jeu Game Boy juste avant. 11 balles. 11 €, ouais. Putain. Alors que ça, sur eBay, t'en as pour 30 balles, j'imagine. Genre Ouais. dans ces eaux-là, quoi. Bon, c'est surtout que le jeu est magnifique. Oui. Et pour le voir tourner sur le hardware original, Ça fait plaisir, ouais. Mais je considère que c'est l'une de ces rares vraies bonnes qualités de maintenant. C'est-à-dire que genre sinon le gameplay, moi ça m'a jamais trop plu. Ouais. Déjà, Mais je... c'est magnifique, ouais. Par contre, c'est une dinguerie. Déjà, je suis pas fan de Yoshi. Celui-là, c'est un des meilleurs. Mais je préfère un vrai Mario, quoi. Ouais, de fou. C'est tellement plus cool d'avoir les artworks sur les cartouches. Les formats des dernières années le permettent pas ou se contentent de titres, c'est dommage. Je suis un peu d'accord. C'est la même, genre même, enfin sur les disques, en vrai, il y aurait grave moyen de faire les disques plus jolis, qui ont pas juste le logo sur un fond uni. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'adore la Super Famicom aussi. Et puis, ce jeu, graphiquement, il tue. Hein. Les Ouais, petits ouais. effets 3D, là, avec le Super FX2, Oui. c'est pas mal. Ouah, c'est ma licence préférée. Généralement, les jeux PC Engine, ils sont pas si répandus que ça dans les book-off. Je les achetais plutôt dans les boutiques spécialisées de jeux, parce que là, il y en avait plus. C'est pas si mainstream que ça, au final. Mais par contre, je l'ai croisé dans un book-off. Lui, c'est un jeu de baseball qui s'appelle World Stadium. World Stadium, tout à fait. 990 yens, C'était combien ça déjà? Je sais plus. 6,60 €. Donc c'est pour avoir une petite U-card, je trouvais ça drôle. Mais en vrai, même dans des boutiques spécialisées ensuite, je l'ai vu à moins cher que ça. Donc je l'ai vraiment pris parce que je l'ai vu dans un book-off, mais en plus c'est un jeu de merde. Ah. Vraiment, c'est... et l'étiquette est un petit peu arrachée sur le haut, c'est un peu Oh moche. là là, scandaleux. Donc je m'en branle un petit peu de cette version. Enfin, je me suis dit, Ah mais le format des cartes il est stylé par contre. ouais, c'est mignon. Mais tu vois, j'étais en mode ouverture d'esprit, j'ai envie de tester des jeux qui sont pas forcément sur ma liste. Bon, bah parfois t'es obligé de payer 990 yens un jeu sur lequel tu t'amuses pas. J'ai compris les boutons, mais alors, franchement, t'envoies la balle, c'est incompréhensible. Je perdais à chaque fois. Je suis peut-être juste très mauvais, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Mais ça a l'air d'être vachement bien. Ça, par contre, j'ai kiffé l'acheter. Ah c'est un shoot'em up. Raiden Ah mais Project. oui, Raiden, oui c'est un shoot'em up ça. Et surtout, c'est un des jeux En de plus d'être lancement. un perso de Mortal Kombat. C'est un jeu de lancement de la PlayStation 1. Ah ouais? Un jeu de lancement de la PlayStation 1 au Japon, mais aussi au lancement européen. C'était sous quel nom? Raiden Project. Ah ok, c'est pas genre une compile du 1 et du 2? Peut-être. Il y a moyen. Je crois que c'est ça. 1450 yens. Donc Wow. presque 10 balles. 9,67. Mais je trouve ça cool au lancement d'avoir un petit shoot'em up 2D sur une console genre ouais 32 bits, mais en fait bah t'as un petit shoot qui est pas magnifique. Voilà, Ah vous oui, voyez, ouais. le graphisme c'est pas... Ah oui ouais, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux sur une SNES quoi. Enfin, là ça valait le coup de le sortir sur PlayStation en tout cas. Mais par contre il est méga cher je crois en version PAL. Oui, En bah, même temps un jeu de lancement, un shmup en plus. ouais j'avoue que... Oh, Samurai Showdown. Donc toujours sur PlayStation 1, Samurai Showdown, Samurai Showdown. c'est le 3 je crois, j'ai noté. Bah c'est marqué dessus. C'est pas vrai. Peut-être sur la tranche il y aura écrit. 528 yens. Oh putain, c'est que dalle. Donc un des portages Neo Geo. 3,52€. 3,50€, un peu moins cher que la version Neo Geo, Un petit peu. on peut le dire. Un petit peu. Je suis pas un gros fan de la série, mais... Ah, il y a pas le 3. Voilà. Pourquoi j'ai écrit... Ah si, Ah Samurai Showdown. C'est bien écrit, ça 3. va. Ça va. Ah mais non, c'est Showdown. Je sais Hmm. plus. Bref. Alors qu'en plus, là-bas, c'est pas Samurai Spirit. Si. Ouais, chelou. Ah, le fameux. On y a joué ça du coup. On y a joué une des dernières fois que t'étais venu. Là où c'était pas mal du tout, c'est qu'il a besoin d'une carte RAM de 4 mégas. C'est qu'il y a Spider-Man et Venom. Donc la cartouche parfois est vendue séparément quand t'achètes en ligne le jeu. Sauf que là, bah, il y avait et le jeu et la carte RAM de 4 mégas qui est c'est un peu l'expansion pack pour certains jeux Saturn, notamment des trucs avec des sprites très détaillés avec beaucoup d'animation. Donc j'étais content, ils vendaient les deux ensemble à 6490. Donc là, un peu plus cher. Ouais. 43,27€. Sauf qu'en vrai, rien que la cartouche de RAM 4 mégas, je pense qu'elle coûte déjà dans les 30 balles environ. Ouais, ok. Et le jeu, bah C'est c'est... genre 15 balles le jeu, on va dire. Et puis, c'est un jeu qui est assez recherché sur la Saturn. Marvel Super Hero vs Street Fighter, il est très réputé.
C'est un bon jeu, hein, c'est un bon Ouais, jeu ouais. de fight, c'est cool. Et puis, on se retrouve pas forcément sur certains styles de jeu, toi et moi, mais moi qui joue à Street Fighter, toi qui aimes bien qui aime bien Spider-Man, Spider-Man, hein, c'est tout. Genre les autres trucs de Marvel, j'ai rien contre, mais je m'en fous. Hein. Donc on a quand même pu se fighter. Et puis le jeu est beau quand même pour de la Saturn, non? Les Ouais. sprites sont gros, hein. Ouais, c'est gros, c'est fluide et tout. Non, c'est très très cool. Je crois qu'il y a d'autres versions de ce jeu, je me demande s'il n'y a pas une version sur PlayStation ou... Oui, il y a des trucs comme ça sortis sur PlayStation. Mais en tout cas, il y avait bien plus de... Il était plus beau sur Saturn, grâce à la mémoire additionnelle de 4 mégas, que je vais sûrement montrer là d'ailleurs. Vous voyez en haut à gauche, écrit 4 mégas. Ça permettait d'avoir plus de sprites d'animation, notamment... Versus Fighting, qui a de marqué. Voilà, sait-on jamais, hein, si jamais on n'avait pas compris, bien sûr. Donc avec la fameuse cartouche que maintenant vous voyez. C'est vrai qu'elle est fatasse, la cartouche. Et ça permettait, notamment sur Hulk, par exemple, quand il recule, il a une animation de recul. Oui. Alors que sur, je crois, la version PlayStation, ou je sais plus quelle version, Il n'y avait pas, ouais. bah, quand il recule, il fait l'animation d'avancer. Bon, c'est des petits détails, mais... Ouais, mais ça rend le jeu Ouais. genre plus beau et tout, quoi, c'est cool. Et quand t'as joué genre à Street Fighter Alpha 2 de base, tu vois, il tourne bien sur la Saturn, mais quand ensuite tu joues à ça et tu vois les personnages de Marvel qui sont très disproportionnés, très gros Ouais. et tout, ça pète à l'écran. En parlant... Oh, Mark of the... Sorti sur PS2, ça? Ouais, il est sorti sur Dreamcast aussi, je Ouais, crois, ouais. et Sur PS2. Dreamcast et tout, mais ouais, putain, sur PS2, je savais pas. Donc t'as vu là, j'enchaîne les jeux de... T'as vu mon petit film de vacances T'as J'enchaîne vu, là, c'est cohérent, hein, genre là, je connais les petits jeux de combat. les jeux de combat en 2D. Donc Garou Mark of the Wolf, Garou parce que c'est mon chanteur préféré bien sûr. Wolf, parce que c'est mon animal préféré. Et il m'a coûté un peu cher, hein. 3520 yens. Ah si, un petit peu. Je pensais qu'il allait me sortir un 600 yens. 23,47€. C'est un jeu que j'aime bien, je l'avais chopé sur la Switch, tu sais, en téléchargement. Switch, ouais, là. c'est ça, ouais. Genre avec les trucs de... En vrai, je crois que c'est mon... Les arcades archives. Ouais, c'est ça. Je l'ai presque bien dit. Bon, bah, il y avait pas grand chose au début sur la Switch en mode arcade à archive. J'ai réussi à rentrer chez moi sans mourir. J'ai acheté le Louvre 3DS plus 3 jeux PS3. Assassin's Creed 2, Need for Speed Undercover Ah, et Street Street Fighter 4. 4. Ah, Street 4, c'est bien. T'es dans le thème. C'est T'es vrai. dans le thème, Moon. Et non, car Street 4, c'est en 3D. Ouais, donc du coup, je l'ai joué je l'ai fait sur la Switch et j'ai bien kiffé. Je pense que c'est mon jeu de baston préféré de la Neo Geo. Il a des belles animations, il a un bon système de combat. Et puis, on dirait aussi que c'est une compilation, enfin, une sélection de ressorties. certains titres, ouais. Bah, il y avait beaucoup ça en vrai sur PS2. Ouais, bah Il avec y avait les... énormément ça, genre Sega l'avait fait aussi. Ouais. Et là, bah, tu vois, il y avait écrit volume 1 sur le... Tu vois, on voit en bas à gauche, Ouais. là, un peu. Donc, Neo Geo Collection, là, volume 1, c'était Garou Mark of the Wolf. Donc, c'est dire à quel point ce jeu a quand même... Et le Un peu de volume poids. 2, en fait, bah, c'était pour la suite, mais vu que ça sort que bientôt, bah du coup, ils ont pas fait. Là, tu penses que j'ai quoi dans la main? La fameuse carte. Ah oui, du coup, t'en as trouvé une de 64 Go pour pas cher, c'est ça l'idée? Voilà, c'est ça, c'est que j'avais pris la 32 Go 2 heures avant. Et là, bah, je vois la 64 Go pour la première fois. Par contre, tu vois que le prix, le prix au giga est plus cher, là. Hein, Ah ouais. parce qu'elle est bien plus recherchée. 9900 du coup, j'ai vu. Ouais, 9900. Ça fait 66€. Ouais. 66 € la carte de 64 Go. Donc, encore une fois, à Ça peu fait près. plus d'1€ par giga, ça casse les couilles. Hein. Mais va chercher Bah une oui, carte ouais. 64 Go sur internet. Je me Ouais, suis dit, jamais de la vie. j'aurais pas une si bonne occasion de choper cette carte mémoire. Et là, tu te dis, déjà 32 Go, j'étais content, mais alors 64, t'es là, bon, en fait, en plus, les jeux Vita, ils font entre 1 et 2, 3 Go. Ouais, Là, t'en mets la masse. Hein. Sur une petite Vita craquée, ça fait plaisir. Et c'est plus fiable C'est qu'une carte. full officiel, etc. Quoi. Donc, Oui, oui. ouais, c'est- Et puis j'ai eu pas mal de retours sur des gens qui achètent tu sais, l'adaptateur SD to Ouais. Vita, et apparemment parfois il y a des petits problèmes de compatibilité. C'est pas aussi parfait que ça. Parfois tu peux avoir des petits soucis, donc je me suis dit, bon allez, je la prends. Ça fait plaisir. De toute façon, à la base j'ai acheté beaucoup de trucs Vita. Hein. Je crois que c'est la Vita que j'ai acheté le plus de trucs au Japon. Bon, résultat, ça me fait une carte mémoire 32 Go qui sert un peu à rien. Je la Après, revendrai au pire, peut-être. bah oui, c'est ça. Hein, c'est qu'au pire, voilà, tu peux toujours la revendre. Ça coûte cher du coup. Donc on va passer sur les jeux Vita que j'ai achetés. Ah là, ça, Lord of Apocalypse. c'est mon credo, ça. J'ai vu Chris Square Enix. Du coup, j'ai acheté. Ah putain, et- l'angoisse. Non, surtout, j'avais aucune idée de ce que c'était ce jeu. Je suis sûr il est pas traduit, il est incompréhensible. Mais dès que je voyais que ça coûtait 2 €, j'étais, vas-y, je teste. Ça me fera du contenu pour des vidéos. Je l'ai toujours pas testé, donc je vous en ai toujours pas parlé. 297 yens.
très très cher. 1,98€. Jamais entendu parler de ce jeu. Ça se trouve, c'est de la grosse merde, mais comme je vous ai dit, ouverture d'esprit. Je tousse. Et ouverture du porte-monnaie. Alors, j'ai beaucoup aimé cette jaquette. Oui. Surtout le nom du jeu qui est très compréhensible. Qui s'appelle Yoru. Ah oui, je savais lire un peu mieux les katakana. Les katakana. Bah, c'est pas un katakana, c'est hiragana ça. C'est complètement des hiragana. Je savais un peu mieux les lire à l'époque. Mais du coup, j'avais noté que les premiers c'était Yoruno. Donc après, je crois que c'est Yoruno ni Kuni. Ça finit par Kuni, je crois. Oui. Je reconnais. Bref, j'ai juste noté Yoruno. 528 yens. Ok, bah c'est la même. Non, c'est un peu plus cher. 3,50€. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que c'est ce jeu. Mais il y a une meuf bonne dessus, du coup on achète. Voilà. Ah si, RPG. Ah, C'est il ça a vu le mot RPG. Allez, on arrête de réfléchir, on prend. J'achète. Et puis après, j'ai l'autre truc, je crois. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est Ah ça? oui. Ah, les Joy-Con d'Ori, c'est ça? Hum. C'est fait par Ori? Bah, pour ceux qui trouvent que les Joy-Con c'est un petit peu trop petit, Ouais, bah oui, ouais. Si vous trouvez que la Switch en mode portable elle est trop petite, bah du coup vous pouvez prendre ça. et donc Ori pour la sortie de Demon X Machina, ils avaient sorti des méga gros Joy-Con. Sauf qu'il paraît que c'était beaucoup trop gros en fait. Ok. Ça faisait des gros grips à la fin, c'était plus confortable, c'était un peu comme une manette pro mais sur ta console. Ouais, ok. Et beaucoup de gens ont dit bah c'est bien mais c'est trop gros. Après, en soi, c'est bien si, genre, en fait, tu n'as pas de manette pro, tu vois. C'est genre, Ouais. si tu mets ça juste sur un grip normal, bah du coup, ça peut être cool, tu vois. Sachant que ça marche pas en sans fil. Ça Mais a chier, ok. Mais c'est- ensuite, ils ont sorti un adaptateur pour que tu puisses les mettre sur un Ah. grip, et là, ça marche en sans fil. Donc, ce que tu dis a quand même une part de vérité. Mais ensuite, ils ont sorti le modèle Fit. Alors, je sais pas où c'est écrit. Bah là, juste en dessous. Ah, voilà, Fit. C'est le truc le plus gros après le logo. Alors, où est-ce qu'ils ont mis ça? Putain, je sais pas lire le japonais, moi. Ouais, c'est pour ça que moi, il me faut des gros boutons, sinon je les vois pas. Donc, j'ai pris le modèle, bon, quand même un peu Fit. Des gros boutons qui font toc-toc. Donc, c'est le même que ce qu'ils avaient fait avant, mais ils ont recruté les feedbacks pour que ça soit un petit peu plus petit. Et au résultat, bah, c'est quand même bien plus confortable que des Joy-Con normaux. Ce que j'aime, c'est que le stick droit, il est pas directement sous les boutons. Oui, ouais. Du coup, t'as le pouce un petit peu moins tordu. Et en vrai, je trouve ça vachement confortable. J'ai pu le tester. Je le voulais. Et je l'ai eu à... J'ai eu à quoi 4950. Oh putain, c'est cher hein, quand même. Enfin, c'est cher. 33 Aussi, euros. hein. 33 Bon, euros. c'est pas très cher en vrai pour une paire de Joy-Con, mais. Ouais, mais je crois que quand je regardais sur Amazon, il était genre à 45-50. Ah, Là, je l'ai vu à 33 et il était neuf. Hein. Donc ah je ouais, me en suis... plus. Oui. Donc j'étais bon, bah... Et surtout, autant, le fit il est là aussi, je Oui. viens de voir. C'est vraiment énorme quoi. Il est vraiment sur la Je tranche sais du même truc. plus où j'ai mis mes yeux pour ne pas le voir. Par contre, le souci, c'est qu'il marche pas en sans fil. Il n'y a pas les vibrations et il n'y a pas le gyroscope. Ah, mais c'est pour ça qu'en fait ça coûte pas très cher. Et donc finalement, j'ai trouvé que la meilleure technique, eh ben, c'était d'avoir un Joy-Con officiel et un Joy-Con pas officiel Oh, dessus. l'angoisse. Donc, et en vrai, Oh, ça mais marche bien. L'angoisse en termes de symétrie. Ah non, non. En termes de symétrie, c'est de la merde, mais dans les faits, un seul Joy-Con envoie suffisamment de vibrations dans toute la manette pour que tu les sentes quand même du côté du joystick Ouais, mais je non préfère officiel. 100 fois jouer sans vibration si c'est ça quoi. Mais par exemple, pour certains jeux où tu veux quand même jouer avec le gyroscope, et bah t'es obligé d'avoir au moins un Joy-Con. Eh ben. Donc les jeux où il faut soit les vibrations, soit le gyroscope, je mets un autre Joy-Con et Oh. je trouve que ça passe. Oh l'angoisse. Mais sinon, en vrai, t'as l'impression d'avoir une nouvelle console en fait. Non, non, on passe à la suite, c'est bon, je suis pas convaincu là. Mais en vrai, j'ai l'impression d'avoir une autre console quand je mets les deux Joy-Con, c'est plus gros. Un Steam Deck, mais moins puissant qu'un Steam Deck. Ouais, un Steam Deck, mais en nul à chier quoi. Ah, et par contre, j'ai testé un Steam Deck là il y a pas longtemps. Les vibrations, elles sont pas mal sur le Steam Deck. Je sais même pas qu'il y avait des vibrations, dis-toi. Et sur le, tu sais, sur le petit pavé tactile là, Oh tu passes, ça fait clic clic clic, tu sais, ça comme un petit, comme une petite roue, putain, petite boule qui fait des cliquetis. je veux un Steam Deck, c'est trop cher. Attends, bah oui, en plus avec ta bibliothèque Steam. Bah là, j'ai bientôt 100 jeux Hmm. sur Steam d'ailleurs. Ah bah en plus, j'unbox ces fameux Joy-Con. Et en vrai, je m'en sers encore aujourd'hui, un an après. Hein. Ça a C'est quand même une confort. belle gueule. Hein. Mais putain, sans vibration, sans rien, putain. C'est quand que les tiers font des Joy-Con,
Bah, qui ont toutes les fonctionnalités des Mm. vrais Joy-Con, quoi. C'est- Bon, en tout cas, pas à 33 balles. Non, mais genre même pour 2 fois plus cher, Et t'as une croix, bon, bah, qui est un petit peu mieux que celle des Joy-Con. ça me tente pas dur. T'as les boutons turbo dont on se branle. Bah, c'est bien pour les shoots ou les trucs comme ça, quoi. mais- Ouais, mais bof. Et ce que j'aimais bien, c'était blanc devant, jaune derrière. Surtout. Comme la Vita que tu as pris. Voilà, exactement comme la Vita. Donc maintenant, j'ai la Vita et la Switch qui sont assorties, toutes mignonnes, entre copines. Putain, t'es vraiment devenu un daron, genre post-vacances. Et donc, c'était mes achats dans le triangle des Bermudes des Book Off. Des Bermudas. Ça t'a plu? T'as appris des choses? J'ai appris que fit était un mot anglais, visible. Et j'ai appris qu'il y avait des vibrations dans le Steam Deck. Eh ben, tu seras pas venu pour rien. Au Japon, après avoir fait tout plein de Book Off Super Bazar, je suis allé à Nakano Broadway. C'est une galerie commerçante à Tokyo qui est réputée pour ses boutiques de nature geek, c'est-à-dire manga, figurines, jeux vidéo et bien plus encore. Mais avant toute chose, j'ai une anecdote. Comment je me suis retrouvé à Nakano Broadway? C'est parce que en faisant justement le tour des Book Off avec mon camarade Kylian, on a rencontré un Américain sur place. Je cherchais des consoles à acheter et on va dire que quand t'es dans les Book Off Super Bazar, dans tout ce qui est loin du centre, les gens pas bridés, ils dénotent, tu vois. Donc forcément, t'es dans un rayon, tu vois que t'es les deux seuls pas bridés, des regards s'échangent, t'es là, ah, étranger. Et finalement, tu parles plus facilement, là où peut-être que à Akihabara, il y a tellement de touristes que tu t'arrêtes pas pour parler aux autres étrangers. Mais donc là, on a parlé avec un Américain qui s'appelait Evan, et qui en fait, alors n'est pas un étranger parce qu'il habite en soi là-bas. Il était prof d'anglais au Japon. À ce moment-là, on le savait pas encore, mais j'étais en train de chercher des consoles. Et il y avait des trucs écrits sur certaines consoles. Je sortais l'application de Google Trad pour voir, ok, c'est quoi le problème sur cette console, pourquoi celle-là est vendue 2 fois moins cher que les autres. Comme ça, je pouvais un peu m'aider. Mais vu qu'il parlait japonais, Evan nous a un petit peu aidé ce jour-là. Et après, on a échangé nos coordonnées. Il a dit, ah bah là, quand on va bouger, quand on refait des sessions shopping, on se contacte et on pourra y aller ensemble. Parce que lui aussi, il est fan de jeux rétro. Et il nous a conseillé d'aller à Nakano Broadway avec lui. Donc ce qu'on a fait, le matin, on s'est donné rendez-vous à la station Nakano Broadway. Et donc là, c'est sympa parce que tu sors du métro et t'as une rue couverte, stylée, qui mène justement à Nakano Broadway, ce fameux centre commercial. Donc dans les étages inférieurs, c'est surtout des trucs de bouffe, de mémoire. C'est bon, j'ai trouvé notre boutique, chat de rasé. Et puis tu montes. Et en fait, nous, on était venus tellement tôt que tout était fermé. Donc toutes les boutiques geek, on pouvait pas les visiter. Donc on a un peu tourné en rond, allé dans des endroits où on serait pas allé. Et c'était marrant parce que c'est pas comme un centre commercial typé à l'occidental ou à l'américaine, où en fait, ça serait le plafond est assez haut, où c'est très grand sur 13 étages. On en a eu des centres commerciaux comme ça à Tokyo. Là, c'est sur 3 étages de mémoire. Et il y a un côté un petit peu confiné petit, où genre t'as pas des grandes baies vitrées, tu vois pas la lumière extérieure, et c'est des couloirs presque un petit peu étroits, et résultat, avec toutes les devantures fermées, ça m'a vraiment fait penser à un dungeon crawler, vous savez, dans des univers modernes, un peu à la Shin Megami Tensei, où t'es en mode première personne, tu tournes sur le côté, tu avances, et de temps en temps t'as un monstre qui apparaît. Ce côté un petit peu désertique, mais dans un univers contemporain, avec toutes les boutiques fermées, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et j'étais, ah ok, il y a des inspirations que tu vois dans des jeux, elles viennent pas de nulle part. Donc j'ai trouvé ça cool déjà, Nakano Broadway, avec toutes les boutiques fermées, ne serait-ce que pour voir un environnement commercial que je n'ai pas l'habitude de voir quand je suis en France, par exemple. Mais donc on a traîné, on a fait les boutiques, et progressivement, plus on tournait, on descendait les étages, on remontait, il y a des nouvelles boutiques qui ouvraient. Moi je voulais la boutique de jeux, forcément, celle de jeux vidéo c'est la dernière qui a ouverte. Mais entre temps on a vu par exemple une boutique qui vend des planches de manga, mais donc des planches originales, donc là où les mangaka ils ont dessiné leur manga avant qu'ils soient publiés, donc chaque toile, c'était les toiles originales que le mec il avait touché quoi. Ça valait une fortune en fonction de à quel point la toile était importante. Moi j'y connais rien en manga, mais je me dis, certains combats de Dragon Ball bien spécifiques, certaines pages doivent valoir bien plus que d'autres. Et donc bien sûr ça s'arrêtait pas qu'à Toriyama, il y en avait plein d'autres. Donc c'était cool parce que vu qu'on l'a fait avec mon pote Kylian et avec notre nouveau pote américain Evan, il nous donnait un peu de contexte, il nous a aussi un petit peu la visite touristique.
Donc il nous expliquait de quel manga était tiré quel truc. Et lui, vu qu'il est prof de langue, et ben il est aussi passionné par tout ce qui est littérature. Il nous a expliqué que justement le Japon a changé après la Seconde Guerre mondiale. Le japonais, les Américains ont voulu qu'ils simplifient un petit peu leur langue. Et c'est là qu'il y a eu une nouvelle façon d'écrire le japonais qui est arrivée. Et donc il y avait plein de librairies aussi à Nakano Broadway, des librairies, tu peux voir notamment des vieux bouquins écrits en ancien japonais. Et sinon, plein de trucs de manga qui, à coup sûr, raviront tous les weebs de France qui m'écoutent. Bon, moi j'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'il y avait plein de types de mangas pour tous les goûts. Il y avait des trucs très collector, méga chers, que ça soit les planches de manga, les toiles originales, des mangas dans des éditions first print, mais aussi des magasins de figurines. Pour rester dans les trucs méga chers, il y avait des figurines ultra chères dans une autre boutique. Mais alors c'était un magasin de figurines, mais genre de collectionneurs de gros bâtards, quoi. C'est pas comme Akihabara où t'as des petits trucs fabriqués à la chaîne. Là tu sentais que c'était des figurines de trucs hyper vieux à plusieurs milliers d'euros parfois. J'y connaissais rien, mais c'était tellement bien présenté dans la boutique que ça restait plaisant de s'y balader. Et en parallèle, dans cette galerie commerçante avec autant de boutiques, il y en a d'autres où c'était un petit peu moins plaisant de se balader mais quand même rigolo parce que c'était hyper étroit. Il y a qu'au Japon où j'ai vu des boutiques avec aussi peu d'espace vital autour d'un humain. Ça nous change des boutiques plus aérées qu'on peut trouver en France. Mais donc ça pour dire qu'après m'être baladé dans cette galerie et d'avoir regardé plein de trucs où je me serais peut-être pas arrêté en temps normal, au bout d'un moment le temps est passé et Mandarake Galaxy a ouvert. Donc la boutique de jeux vidéo qui, moi, m'intéressait, et où j'ai pu acheter des jeux vidéo, à commencer par R-Type 1. R-Type 1, volume 7, parce que les jeux PC Engine étaient numérotés, mais même ce R-Type, il est numéroté. Parce qu'en fait, au Japon, R-Type 1, en version arcade, il est sorti sur 2 U-Cards. Donc il y a R-Type 1 et R-Type 2, mais en fait c'est le même R-Type. C'est juste que les 4 premiers niveaux sont dans R-Type 1 et les 4 niveaux suivants dans R-Type 2. Et quand il y a eu une sortie occidentale ensuite, ils avaient déjà développé leur système de U-Card pour pouvoir mettre plus de mémoire dans chaque cartouche. Puis après je crois qu'il y a même eu une version CD qui permettait de mettre tous les niveaux en une fois. Mais donc moi c'est surtout les premiers niveaux que je connais de R-Type, donc ça m'arrange d'avoir le R-Type 1. De toute façon, même dans la version arcade, j'arrive pas à passer le niveau 4. Donc ça me va très bien. Je l'ai eu à R-Type 1 à 1650 yens. Donc ça fait 11 €. Ça va, plutôt cool. Et lui, je l'avais pas trouvé dans des book-off. Les jeux PC Engine, c'est plus compliqué à trouver dans les book-off. Donc là, le fait d'avoir une boutique spécialisée de jeux vidéo, c'était pratique. Ensuite, un autre truc qui était pratique, c'est que vu que j'étais avec Evan, notre camarade qui parle japonais, quand je cherchais des jeux sur ma liste, je pouvais les lui dire, et lui, il arrivait à très vite scanner toutes les jaquettes qui étaient mises sur le côté. Il voyait les tranches, et il disait « Ah tiens, tel jeu, le voici ». Et donc, moi je cherchais sur Saturn Street Fighter Collection, et il a pu me le trouver très vite, alors que si j'avais dû fouiller tout le rayon Saturn, j'aurais peut-être un petit peu plus galéré. Parce que quand tu vois écrit ça sur le côté, bon, le Capcom peut un petit peu te renseigner, mais ça peut être plus galère, parce que les jeux Saturn, d'un côté c'est écrit en Jap, et de l'autre côté c'est écrit en américain, enfin en anglais, mais au Japon, vous doutez bien qu'ils vont pas le mettre dans l'autre sens. Et donc ce qui est bien avec Street Fighter Collection, c'est que t'as 2 disques. D'un côté, alors c'est pas une grosse collection, hein, t'as Street Fighter 2, et de l'autre t'as Street Fighter Alpha 2. Alors si vous connaissez pas Street Fighter, vous dites c'est la même chose, non? D'un côté t'as... non, t'as même Street Fighter 2 Turbo. Donc c'est la dernière version de Street Fighter 2, avec les coups spéciaux, avec tous les persos, tout ça. Et ensuite t'as la série des Street Fighter Alpha. Et là, il y a le Street Fighter Alpha 2 dedans, qui est très sympa, qui est plus joli, qui est plus cartoon. Il a d'autres mécaniques pour contrer les coups, il a un autre roster de personnages. Moi je trouve que c'est sympa, quand t'as un peu joué à Street Fighter 2, tu passes à Street Fighter Alpha. C'est pas mal. Surtout que là, c'est pas n'importe quelle version de Street Fighter Alpha 2, parce que moi j'avais déjà Street Fighter Alpha 2 sur Saturn. Et là je galère à ouvrir la boîte. Ça c'est Street Fighter Alpha 2 Gold. C'est-à-dire que c'était une version un peu 1.5 qui s'est sortie que en arcade, je crois,
qui change un petit peu des choses au niveau de l'équilibrage. Il y a certains coups qui prennent pas la même jauge de la barre de super là. Bref, c'est des équilibrages de gros nerds. Mais il y a des costumes alternatifs, je crois, pour certains persos. Et surtout, si tu fais quelques petites manips dans le jeu, tu peux jouer avec Camille en mode versus. Pas en mode arcade, mais tu peux jouer avec Camille. Camille qui... un personnage que j'aime bien, parce que je crois que c'est le deuxième personnage féminin de la série Street Fighter. Le premier, c'était Chun-Li. Donc tu peux jouer déjà sur Super Street Fighter 2 avec Camille. Et c'est bien quand t'es habitué à ton personnage, à retrouver les mêmes coups dans un autre jeu. Mais dans Street Fighter Alpha 2, elle est pas dispo, mais dans la version Gold, sur cette compilation, uniquement sur cette Street Fighter Collection, bah là tu peux jouer avec elle. On passe ensuite chez Sony. Alors Street Fighter Collection, je l'ai eu à 3850 yens. Comme d'hab, on divise par 150, ça nous fait 25 €. Et vous avez vu, on a une grosse boîte parce qu'il y a 2 disques. C'est rigolo. Sur Vita, vous arrivez peut-être pas à le lire, c'est Airship Q. Lui, je l'ai payé 1980 yens, donc 13 €. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je cherchais des jeux Vita sortis en physique exclusivement là-bas, mais qui sont jouables en version traduite chez nous. Donc lui, il est pas en français, mais il est en anglais, je crois, après un patch. Enfin, un patch. Il faut updater le jeu quand même sur sa Vita, il me semble. Et après, tu peux y jouer, c'est une sorte un petit peu de... Comment dire? Une sorte de Minecraft, mais en 2D. Faut avancer dans les niveaux, en craftant des trucs, en creusant. En vrai, c'est pas du tout mon style de jeu, mais j'étais en mode ouverture d'esprit. J'achète tous les jeux Vita qui sont pas sortis chez nous. Je l'ai tenté. Il faut goûter pour savoir si on aime ou pas. En parlant de jeux que j'ai goûté, Dead or Alive Extreme 3 Venus, que j'ai eu à 2750 yens, donc 18 €. Ça, je l'ai pris parce que je sais que c'est extrêmement recherché de par chez nous, vu que c'est pas sorti en Europe. Quand tu vois les prix sur eBay, t'es là, what? 18 € au Japon, vas-y, je le prends. C'est le côté trader pervers qui se réveille en moi. Et c'est tous mes achats du Mandarake Galaxy de Nakano Broadway. Au final, j'ai dépensé 70 € là-bas, si on compte le billet de métro pour y aller. J'ai pu voir des trucs que j'ai pas trouvé dans des book-off, donc content. C'était sympa. Maintenant que tous les book-off de Tokyo sont derrière moi, après 10 jours de visite quand même, on le rappelle, je vais pouvoir quitter la ville pour explorer d'autres contrées. Mais fallait que je conclue avec une sortie en beauté. Donc j'ai fait un dernier saut dans le quartier d'Akihabara et ses nombreuses boutiques spécialisées de rétro gaming pour acheter les derniers jeux qui me manquaient. À Akihabara, il y a l'embarras du choix. Et t'as tout au même endroit. Donc entre deux magasins, t'as pas à t'embêter avec les transports en commun pour aller à l'autre bout de la ville. Même si on l'a vu, ça peut avoir son charme. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, donc quand t'entends parler français à chaque coin de rue, pour le dépaysement, on repassera. Et forcément, les prix sont bien plus hauts que dans les book-off. Les boutiques sont plus petites, étroites, ce qui fait qu'ils ont pas toujours la place pour stocker des consoles encombrantes. Niveau jeu, pas de soucis, mais je trouve pas que ça soit le meilleur endroit pour acheter des consoles Jap. Il y en avait pas tant que ça quand j'y suis allé en 2023. D'ailleurs à ce sujet, avant de partir, j'ai lu et entendu partout que Akihabara, c'est plus ce que c'était un paradis à une époque en termes de bonnes affaires, que ça a beaucoup trop changé. Moi, je peux pas comparer, je suis allé qu'une fois au Japon, et même s'il y a sans doute un peu de vrai, c'est des réflexions qui m'ont quand même l'air de sonner un peu élitiste, en mode « Ouais, j'étais là avant, before it was cool, c'était le bon temps, alors qu'aujourd'hui, quelle époque de merde !» Et je dis pas ça parce que j'ai ma crise de la quarantaine et des problèmes d'érection. Écoutez pas trop certains aigris sur internet. Si vous découvrez Akihabara pour la première fois, ça restera une expérience très sympa. Comme c'était mon cas. Je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait là-bas, poil au doigt. Et vous verrez, je me suis fait plaisir. C'était mon dernier jour à Tokyo, donc je voulais pas avoir de regrets. D'abord, à Suragaya, je suis rentré dans le monde de la PC Engine en m'achetant enfin une PC Engine Duo RX. Celle qui lit les cartouches et les disques. Pour environ 250 €. Tant qu'à faire, une manette additionnelle pour 22 €, un multitap à 8 €, le jeu Paranoia à 21 €, mais c'est pas la seule console que j'ai achetée ici. Une PS2 Slim à 50 €. Figurez-vous que j'ai galéré à en trouver une. Je tombais que sur des fats. Et je voulais absolument une PS2 Jap compacte pour pouvoir également profiter de la rétrocompatibilité PS1. Je l'ai appris assez tard, mais il y avait une autre boutique Suragaya plus près de la gare. Elle est facile à manquer, mais au sous-sol, j'ai fait des folies.
Super Mario Bros 2 dans sa version Famicom Mini de la GBA, avec un packaging tout mignon. 13 €. Super Castlevania 4, trop content de l'avoir enfin. C'est le jeu que je voulais le plus sur Super Famicom, et je l'ai trouvé dans aucun book-off. Ici, il était à 21 € en loose. Sin and Punishment, j'avais pas prévu de l'acheter, mais j'étais dans un élan dépensier. L'idée de pouvoir jouer à ce jeu mythique, jamais sorti chez nous, sur la Nintendo 64 Jap que je m'étais prise quelques jours plus tôt, ça me donnait trop envie. Donc j'ai mis le prix, 39 €. Puis le jeu One Piece Grand Battle Swan Colosseum sur WonderSwan. J'en ai lu du bien quand je regardais les tops des meilleurs jeux de la console. 18 € en complet. Me manquait plus que la machine pour le faire tourner, que j'ai justement trouvé dans la même boutique. Et alors en putain d'état. Je vais pas la déballer là parce que je garde ça pour une prochaine vidéo, mais c'est ce qui explique son prix de 150 €. Bon allez si, je vous la montre vite fait. C'est une WonderSwan Crystal en plus, donc le tout dernier modèle. Je suis pas resté très longtemps à Mandaraké, mais j'y ai trouvé 2 jeux pour ma PC Engine. Un jeu cartouche, Gunhead à 45 €, et un jeu CD, Valis 3 à 15 €. On termine avec Trader, sûrement la boutique la plus connue du quartier, qui s'étend sur un paquet d'étages. Il y a vraiment de quoi faire, sur plein de générations de consoles. Et pourtant, j'y ai aussi acheté que 2 jeux. Dragon Spirit pour ma PC Engine à 8 €, et le remake de Phantasy Star 1 sur PS2. Vous savez la fameuse collection Sega Ages 2500 ? C'est devenu des jeux hyper recherchés aujourd'hui vu que c'est sorti que là-bas, donc je voulais en ramener au moins un. Et pour le coup, j'ai pris le volume 1. Bon, c'est pas un jeu arcade, donc je vais y jouer avec un traducteur, et il y a aucune chance que je le finisse dans cette version. Mais pour tester, et pour la collection, je me suis laissé tenter à 14 €. Vous avez vu, c'est beaucoup plus cher que dans les book-off Super Bazar. Mais c'est pas les mêmes jeux non plus. Et même si ça reste pas donné, si vous comparez à ce que ça vous aurait coûté en France d'acheter ça sur internet, ça reste de belles affaires. Donc si vous visitez le Japon, ne manquez surtout pas une occasion de visiter Akihabara. Ces derniers mois, je vous ai montré tous mes achats gaming à Tokyo. J'y suis resté 10 jours avant de partir explorer le reste de l'île. Donc pour voyager léger, j'ai laissé mes grosses valises bien remplies à la capitale, et je me suis dit que le shopping, c'était fini. Jusqu'à ce que j'arrive à Osaka. La 3e plus grosse ville du Japon, en nombre d'habitants, donc vous imaginez bien que les book-off, ils sont garnis. J'ai essayé de lutter contre mes pulsions, mais les jeux me donnaient juste trop envie. Surtout à ce prix. Donc aujourd'hui, je vais vous passer en revue tous les achats que j'ai fait dans cette ville atypique. Et en quoi est-elle atypique ? Eh ben c'est le seul endroit du Japon que j'ai visité où les gens prennent l'escalator en serrant à droite. Partout ailleurs, ils se mettent à gauche, ça m'a perturbé. Mais ça vous en foutez, vous voulez savoir ce que j'ai trouvé dans les book-off près de Dotonbori, ce quartier au bord de l'eau que l'on retrouve dans plusieurs jeux Yakuza. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Allez voir ma playlist sur le Japon. Là-bas, c'est le kiff total. Dans un rayon de même pas 10 minutes à pied, on trouve 3 book-off. Bon après c'est en pleine ville, c'est pas des super bazars, donc il y a 2 boutiques où j'ai rien acheté. Mais dans le book-off Osaka Shinsaibashi, j'ai quand même trouvé des trucs bien chouettes, comme cette manette Namco Nekkon à 2200 yens. Je vais vous faire la conversion, 15 € environ. Une manette de ouf qui se tord et qui permettait de jouer à Ridge Racer avec des déplacements analogiques avant même l'arrivée de la DualShock et de ses joysticks. Toujours sur 32 bits. Une carte mémoire Saturn à 3 €, j'ai envie de dire, c'est toujours utile. Et Virtua Fighter Remix à moins de 2 €. J'avais déjà trouvé le Virtua Fighter 1 classique du lancement à Tokyo, donc belle occasion de faire un comparo pour constater l'évolution graphique de cette version sortie à peine quelques mois plus tard, histoire de prouver que la Saturn était aussi capable de faire de la 3D un peu moins dégueu. Et c'est tout. Comme je vous ai dit, les book-off ici, c'était pas la joie. Non, je mens, c'est surtout que j'avais déjà acheté quasiment tout ce qui m'intéressait à Tokyo, donc là, fallait vraiment qu'un truc me tape à l'œil pour accepter l'idée de devoir le trimballer pour tout le reste de mon séjour au Japon. Et s'il y a bien un endroit où des choses m'ont tapé à l'œil, c'est à Beefland. Quoi ? Mais qui a écrit ça dans mon texte ? Ah, satané RM du passé qui aime me faire des blagues ! Non, le coin sympa là-bas, c'est Denden Town. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Akihabara à Tokyo, bah dites-vous que Denden Town, c'est le petit Akihabara d'Osaka. Il y a moins de boutiques, mais il y en a quand même pas mal, et là, on n'est pas sur des simples magasins d'occasion généralistes comme les book-off. C'est un pur quartier otaku, riche en mangas, figurines, maid café, avec des filles dans les rues pour te traîner dedans. C'est comme Akihabara, je vous dis. Et bien sûr, ce qui nous intéresse surtout, des jeux vidéo rétro. Dans le Suragaya, j'ai acheté Gunpei en complet à 15 €. Un jeu WonderSwan qui porte le nom de l'inventeur de la Game Boy et de la WonderSwan. Toujours dans ce Suragaya, j'en ai aussi fait des folies avec un deuxième jeu WonderSwan, plus cher celui-là,
Beatmania à 19€. En loose par contre. Hâte de le tester, mais avec du recul, un jeu de rythme sur une console pareille, je sens que le son va être dégueu. Par contre, je connais un son qui est tout sauf dégueu. Celui du clic de la manette Neo Geo CD que j'ai trouvé ici à 45€. Je cherchais un prétexte pour rejouer à ma Neo Geo, en voilà un. Et je cherchais un prétexte pour rejouer à ma PSP, alors j'ai pris le deuxième Yakuza de la console, exclusif au Japon. C'est pas les meilleurs de la série, mais ça reste des bons jeux, et très beaux pour de la PSP. Il y a des fantrades sur internet si ça vous intéresse. Je suis sorti du Suragaya, et un peu plus loin, il y a un Super Potato, dans lequel il y a un Virtual Boy en exposition. Trop la classe! Et plein de jeux en vente, mais je suis arrivé juste avant la fermeture, donc j'ai pas eu le temps de fouiller. Seulement de remarquer dans une vitrine un Street Fighter 2 complet sur PC Engine. Lui il était sur ma liste, alors pour 20 balles, il fut mien. Puis on m'a viré parce qu'il fermait boutique. Donc j'ai continué d'errer en ville. J'ai adoré me balader dans ce quartier. On y trouve des trucs geeks rigolos, comme par exemple ce combini aux couleurs de Dragon Quest, avec plein d'items promotionnels. Et carrément un bruitage quand tu sors de la boutique, ça fait le son de la fuite dans les combats. Je kiffe ce sens du détail. Ils sont forts ces japonais. Puis tout ce shopping avait commencé à me donner la dalle, donc je me suis fait un bon petit dîner à peine 5 balles. Et c'est ici que je vais vous quitter parce que la nuit tombée, à ce que je sache, il n'y a plus aucun jeu rétro à choper. C'était mon avant-dernier compte-rendu shopping au Japon. J'en ai encore un en stock, et puis ça sera fini. Il me restera plus qu'à jouer à tout ce que j'ai acheté. Mais ça je pense que j'en ai pour au moins 5 ans. Vous m'avez suivi dans mes péripéties, de book off en book off, qu'importe le prix, je vous ai montré mes achats, et aujourd'hui, c'est fini. Puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer le résultat de mes toutes dernières sessions shopping gaming. Après Tokyo et Osaka, j'ai fait d'autres villes, mais dans une démarche plus touristique que chasseur de trésors. Pourtant, vous me connaissez, s'il y a une boutique à proximité, mes oreilles se dressent, ma queue s'agite, et je suis obligé d'entrer par simple curiosité. Et voilà où elle m'a mené cette curiosité, dans un Suragaya, à Kyoto. C'est vraiment pas loin d'Osaka, à peine une demi-heure en train. Donc si vous allez dans ce coin, il serait dommage de ne pas faire les deux villes. Kyoto est la capitale historique du Japon, puisqu'en 1860... Mais non, vous vous en tapez de ça, vous êtes pas là pour un cours d'histoire, vous êtes là pour voir pourquoi j'ai acheté un jeu Nintendo 64 DD à 11 000 yens, alors que j'ai même pas de 64 DD. À vrai dire, c'est surtout pour la collection. C'est un jeu Mario quand même, sur une extension absolument fascinante, par la force avec laquelle elle s'est plantée commercialement. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler prochainement sur la chaîne, abonnez-vous, tout comme cette manette Nintendo 64 fabriquée par Ori. Elle est très recherchée par chez nous, pour ses améliorations d'ergonomie. Donc pour 40€, c'est un très bon prix. Et vu qu'on est dans les manettes, je voulais une DualShock 4 supplémentaire, mais d'occasion en France elles sont pas données, ou alors toutes dégueu avec le joystick fondu sous la sueur du pouce du petit Maxence qui se lave pas les mains avant de jouer à Fortnite. Elles sont bien sûr dézonées donc vous pouvez en acheter au Japon sans problème. Celle-ci était un peu rayée mes balèques, donc je l'ai eu à 13€. On change d'environnement, dans la ville de Nagoya, à 30 minutes de train aussi, 4ème plus grande ville du Japon. Au Mandarake Nagoya Osu, j'ai pas acheté grand chose, juste une carte mémoire PC Engine à 9€, pour pouvoir sauvegarder toutes mes parties des jeux sur CD-ROM. Et on se dirige vers la fin de mon séjour au Japon, donc retour à Tokyo, mais pas tout à fait, parce que avant de prendre l'avion, j'ai fait un saut à Yokohama, une ville qui est accessible en métro depuis Tokyo, donc c'est dire à quel point c'est proche. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est la 2ème plus grande ville du Japon, en nombre d'habitants. C'est un peu de la triche, je vous ai dit c'est juste à côté, je suis sûr qu'il y a des travailleurs qui font l'aller-retour tous les jours. Dans un Book of Plus, ouais les différentes appellations des Book of ne cessent de me surprendre, j'ai trouvé Super Mario World à 6€. Pas très original vous me direz, mais vu que le jeu est vieux, je le trouvais souvent dans un sale état jauni. Là il est pas mal, j'ai déjà le jeu en pâle mais bon il est tellement culte, je le voulais aussi sur ma Super Famicom pour y jouer officiellement en 60 Hz. Mais je commençais à réaliser que j'avais quand même acheté un paquet de jeux très faciles à apprécier, même avec la barrière de la langue. Donc pour galérer un peu dans ma life, je me suis dit, pourquoi ne pas ramener en souvenir des visual novels rigolos, full Jap, que personne connaît. Comme Snow, sur PS2, à 3€, on verra ce que ça vaut, mais je vous promets rien. Et sur PS Vita, Chaos Head Duel, à 25€. Là ça pique un peu plus, mais c'est rare les jeux Vita Jap avec un 0Z, l'équivalent du Peggy 18 chez nous. Et je vous avoue que tout se sent sur la jaquette, ça m'a rendu curieux. Ça va faire chauffer l'application Google Trad, moi je vous le dis.
Et là, retour à Tokyo pour de vrai, la veille de mon départ, j'ai acheté un tout dernier jeu. N'y cherchez aucune symbolique, mais j'ai trouvé Tokyo Jungle sur PS3 à 10€. Il est sorti qu'en démat chez nous. Il restait de la place dans mon sac, alors go, et je suis content de finir par ce jeu. Peut-être que je m'identifie un peu à ce chien perdu, dans une ville qui lui est étrangère, mais dont je suis très vite tombé amoureux. Je vous jure, vous préparez toutes ces vidéos, ça me fait trop du bien. J'ai l'impression de revoyager, mais sans me ruiner une seconde fois. Franchement, pour rentabiliser un voyage, faites plein de vlogs que vous pourrez vous remater quand vous voudrez. Conseil de youtubeur. C'est tout ce que j'avais à vous présenter de mes comptes rendus shopping, gaming, rétro, mais pas seulement. Ça aura duré 1 an et demi n'empêche, vu tout ce que j'ai acheté. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je vous renvoie vers cette playlist pour voir les précédentes. Et si vous les avez déjà toutes vues, bah bravo, rendez-vous à la rentrée pour des vidéos inédites ou sur les autres chaînes du groupe RM6.